Abbiamo cominciato, se tutto il mondo vuole ricordare la piazza. Merci de regagner vos places. On va commencer. Alors, suite à la conférence des présidents, je vous propose qu'on valide une motion en soutien à Scola-Gours après décision unanime de la conférence des présidents. Donc, je propose que Nadine la lise et qu'après, il y ait une intervention par groupe, si vous en êtes d'accord. Nadine. Ringraziabi, Presidente. Alors, l'Assemblée de Corse affirme son soutien plein et entier à l'association Scola-Gours et plus largement à l'enseignement immersif en langue corse comme outil essentiel de transmission linguistique et culturelle. Rappelle que la préservation du développement de la langue corse constitue un objectif majeur des politiques publiques conduites par la collectivité de Corse et qu'il nécessite des moyens adaptés et pérennes. Demande au gouvernement de mettre en œuvre dans les meilleurs délais la sécurisation juridique du dispositif Scola-Gours et souhaite que des engagements fermes soient pris dès la réunion quadripartite du 25 juin 2026, donc aujourd'hui, de procéder à la contractualisation généralisée des postes nécessaires au fonctionnement de l'enseignement immersif, de formaliser par écrit les contractualisations d'ores et déjà actées afin d'apporter aux familles, au personnel, à l'association les garanties nécessaires pour préparer sereinement la rentrée scolaire 2026-2027. De répondre favorablement à la demande de l'association Scola-Gours sur la répartition des contractualisations entre tous les sites, de garantir la pérennité financière et institutionnelle de l'association dans le respect du droit applicable, de prendre toutes les dispositions permettant la poursuite sereine de l'activité éducative de Scola-Gours, demande solennellement le retrait du recours contentieux engagé par le préfet de Corse entre le dispositif de financement de Scola-Gours dès lors qu'une solution pérenne et sécurisée aura été mise en place, mandate le président de l'exécutif de Corse et la présidente de l'Assemblée de Corse afin de faire valoir les revendications formulées dans la présente motion auprès du gouvernement et de ses représentants. Ringraziabi. Donc, une intervention par groupe. Soyez un peu court, si vous pouvez. Oui, pour être très court, d'abord, j'ai proposé un sous-amendement. Moi, je pense qu'il faut entamer cette négociation de ce jour sans forcer la main à quiconque. Souhaite que des engagements fermes soient pris. Moi, j'ai proposé des engagements soit actés, ça suffira largement. La question, elle est simple. Faut-il aboutir à la contractualisation généralisée? La réponse est oui.
pour deux raisons. D'abord, c'est un gisement d'économie pour l'association économie, puisque nous n'aurons plus à financer les 10 ou la petite dizaine d'emplois, c'est le premier sujet. Et la contractualisation permet de contrôler, pour ceux qui font le procès à Schola-Gours, de naviguer à vue ou sans contrôle pédagogique. C'est le meilleur moyen de contrôler. La deuxième chose qui est importante, c'est que pour que nous puissions contractualiser à minima sur une base de 6 postes qui pourraient être actés ce soir, il est important que la clé de répartition, ce qu'on a appelé entre nous les critères cet après-midi, soit validée par le préfet dès ce jour si c'est possible, et que l'on puisse avoir une délibération exécutoire assez rapidement, mais qui protège le président, parce que sinon on repart comme en 40 avec une délibération qui serait entachée d'illégalité et donc non sécurisée du point de vue financier. C'est la raison pour laquelle, sur ces bases-là, qui ne sont pas jusque-boutistes mais raisonnables, je pense qu'on pourrait arriver à un point d'accord enfin d'après-midi souhaitable et souhaité, me semble-t-il, par tout un chacun. Merci. Jean-Christophe. Merci, Président. Je pense qu'on n'a pas besoin, pour plein de raisons, d'un trop long débat qui nuirait à la portée symbolique et politique de ce que l'on souhaite faire dans ce dossier. Sur la forme, saluer le fait que nous débattions au seuil de nos échanges plus généraux et de l'examen d'autres rapports de ce sujet-là. C'est d'ailleurs vous, Président, qui l'avez proposé et on a assez vite collé à l'idée. Demander, puisque Romain Colonne, je crois, en a fait état en commission, à être associé donc à la dite motion pour qu'elle soit non pas celle d'un groupe, mais de notre collectivité, de notre assemblée en général. Sur le fond, tendre vers l'unanimité. Jean-Martin l'a clairement esquissé. On pourrait interpréter ce dossier de 1000 manières. Et le débat en commission ce matin, en commission avec les représentants de Schola-Gours, ça l'a révélé, le lire et le mettre en perspective d'une façon tantôt assez radicale, tantôt très ou trop modérée. Moi, je crois qu'il faut en l'espèce que l'on soit tous d'accord, que c'est ce qui va nous donner de la force et qu'au-delà du vote, je l'espère unanime, de cette motion, nous puissions apporter un soutien plein et entier, comme le dit la motion, aux représentants de la structure qui, dans 1h30, vont être reçus en préfecture aux fins de trouver un dénouement. Finir sur 2 idées. 1, on ne veut tordre le bras de personne, mais amener l'État, l'éducation nationale, le gouvernement, quelque part, à accompagner au bon niveau ce qui est en train de se passer, et dire que ça n'est ni un caprice, ni une demande exorbitante, mais tout simplement, et à ce stade, la contractualisation devant être acquise en son principe, une mesure de survie, puisque l'on sait que Schola-Gours, si elle pourrait être en mesure de supporter le moment de la rentrée, ne pourrait pas s'inscrire dans la durée si les conditions proposées n'étaient pas toutes réunies, au premier rang desquelles, donc, celles qui viennent d'être rappelées. Donc, je ne serai pas plus long. Soutien inconditionnel à la démarche engagée, volonté de tendre, si nous le pouvons, et je crois qu'on en est largement capable, vers l'unanimité et sur les fondamentaux de la démarche en cours, obtenir dans les 2 ou 3 heures qui viennent, sans que ça s'apparente à un chantage ou une pression quelconque, les bonnes réponses à des engagements qui sont ceux d'une structure, mais au-delà, je le crois, d'une société et d'un peuple, quoi que l'on pense des types d'enseignement ou des sujets pédagogiques, il y a aujourd'hui un sujet politique de fond et je crois qu'on aurait tort de l'éviter ou de passer à côté en versant dans des débats qui n'ont pas lieu d'être. Soyons solidaires et je crois qu'on va y arriver. Merci. Arin Razia, Josefa. In corte parole, perché chi penso che non sta uvando e non sta legittimità di domande di Schola-Gours e un nostro sostegno, va qui isobei. Come dovremmo andare qui isobei, ciò che gli domandano è legittimo, è veramente fondato, veramente,
E ora ci vuole che la sbocchi la fare, perché chi il calendario ora a rientrata sa vicina e sa pronta e chi devono essere date e garanzie di là di diacere e della ricerca di vincere appena torna appena di tempo. Ora ci vuole che noi sbocchessimo e di sicuro di parlare di una sola oggi in questa assemblea, un po' che appoggia dopo lo scontro di stamane, in dove abbiamo sperduto con i rappresentanti di Scuola Corsa, dove abbiamo sperduto le rivendicazioni, di sicuro attraverso il suo voto accompagnarli dopo non sa uso scontro davanti al brevetto allo Stato che spero sentirà a oggi di Scuola Corsa e di migliaia di quelli che sono arrestati. Ringraziabili. Oui, Charlotte. Ouais, va descendre. Charlotte, descendez à côté de Jean-Jacques. Provisoirement, bien sûr. Oui, merci, Président. Le danger qui pèse sur l'existence même de Scuola Corsa poserait un réel problème. Problème avec la remise en question de sa mission d'intérêt général en tant que défenseur de la langue corse, mais également problème pour sa mission de formateur, de locuteur, capable de maîtriser à la fois le corse et le français. Aujourd'hui, l'immersion est le seul moyen de préserver la langue corse, puisque le secteur public ne le fait pas, c'est bien que le monde associatif s'en soit emparé de cette nécessaire immersion. Il est prouvé que plus l'apprentissage de deux langues commence tôt, plus cela devient naturel pour un enfant de se construire autour de deux chemins parallèles. C'est pour toutes raisons que serem a fianco a Scuola Corsa et che sosteneremo questa mozione. Voilà. Merci. Je me sauve. Romain Colonne. Ou Nadine, ou Romain, ou Paul Costa, allez. Merci, Président. Simplement pour dire, la in francese, per arrivare in corso, come voglio essere sicuro di aver capito. Mica solamente qui, perché qui sono sicuro di aver capito. Mais bon, bref. Ma génération, celle qui m'a précédé, et jusqu'à peu près aux années 70-80, o corso si imparava un corpo a mamma, si imparava un uigolo, si imparava un paese. À l'époque, jusqu'aux années 70, en Corse, tout le monde parlait corse. Les villages étaient pleins, on parlait corse également en ville. Aujourd'hui, et évidemment, ça ne coûtait pas un centime. Hein? Tout le monde parlava era gratis. Aujourd'hui, la langue corse est en perdition. Ça se voit tous les jours. La transmission naturelle doit représenter, d'après l'INSEE, parce qu'on n'a pas ce doit représenter dans les 2 à 3%. C'est-à-dire qu'il faut substituer à cette transmission naturelle des moyens. On a déjà mis beaucoup de moyens financiers dans la langue. Il y a un progrès, mais c'est insuffisant. Donc, pour ce qui nous concerne, tout ce qui va dans ce sens, donc Scuola Corsa en particulier, nous ne pouvons que l'appuyer. Je vais terminer. Comme d'habitude, court et efficace. Nadine. Oui, chi da a Samuzione c'è stato tutto un lavoro, prima di presentare Samuzione, c'è stato tutto un lavoro fatto dai servizi di rettorato
da Scuola Gorsa, in cui i servizi di abbreviatura e i brevetti presenti e la collettività di Corsica presente in un lavoro fino, analitico, per mostrare che c'era volontà di trovare un chiasso che possa sbucare. Oggi risposte un cinemica, malgrado tutto il sostegno popolare, posto che è visto ci sono state parecchie migliaia di cifre, c'è stata una manifestazione, ci sono parecchie centinaia, credo più di 200 meri che hanno cifrato, hanno sostenuto a Scuola Gorsa e oggi speriamo che sarà l'ultima riunione che ha sbuccato e di sicuro ci rallegreremo se uodo è positivo e favorevole qui dentro l'Assemblea. A ringraziare le altre intervenzioni. Romain Colonna. Una seconda, signor Presidente, rammenta che tutte le azioni, tutte le misure, tutti i piani che vanno nel senso di sviluppo della nostra lingua e ne abbiamo piato una bella parte qui in assemblea, ci tocca a difenderli e a promuoverli, l'insegnamento della nostra lingua. Salutare tutti quelli che sono impegnati a pro di insegnamento di poi 40 anni o 50 anni oramai, sviluppare un dispositivo, a pro di sviluppo di un dispositivo bilingue e immersivo di sicuro, di che la SIPI nel settore pubblico, nel settore associativo, che in modo generale di che oggi e per questo che ci toccaria avere l'unanimità in questa mozione, c'è un'urgenza accordata per la socio Scuola Gorsa che aspettano risposte di poi a parecchie settimane e per questo che è importante che questa mozione passasse oggi a oggi, mica sempre la nostra abitudine di fare basta così ui, perché dopo c'è una riunione, noi so che noi vogliamo, so che noi mandiamo, perché c'è un ruolo di noi, di un politico, di sciogli gabatodi, di chi ha asciutta di questa riunione, ci può essere una risposta accettevole dalla socio Scuola Gorsa, che li possiamo fase rientrata quest'anno normalmente, che l'affari si possono appacciare e che non possiamo sortire da un conflitto perché ne siamo a poco e dunque ci avanzando in questa questione e in modo largo in questa questione della lingua corsa. A ringraziarvi, se non c'è più domande, diamo la parola all'esecutivo e al consigliere esecutivo incaricato della lingua. Di sicuro un sostegno alla mozione e al sottoemendamento di Jean-Martin Mondoloni, lo spirito comune tra Assemblea e Consiglio esecutivo e di permettere di sbucare oggi una visione chiara per assicurare il basso per Scuola Gorsa. Ecco, dunque, andiamo a mettere questa mozione con le riflessioni di Jean-Martin, qui l'a d'arriver. Oui, vous indiquez, souhaite que des engagements fermes soient pris, soient actés. Je suggère une motion, un amendement de nature plus apaisante et moins combattante avec des engagements soit actés dès la réunion quadripartite de ce jour. Ne dites rien, Paul Félix. Ok, est-ce que tout le monde est d'accord? On a trouvé le paragraphe, c'est le troisième. Je lis de mettre en œuvre dans les meilleurs délais la sécurisation juridique du dispositif Scuola Gorsa et souhaite que des engagements soient pris dès la réunion
Soit acté. Bon. OK. Tout le monde est d'accord. Donc je la mets aux voix. L'amendement. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? L'amendement est adopté. Je mets aux voix la motion ainsi amendée. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Unanimité. Donc, pouvons continuer avec le débat sur l'autonomie. Je vais rappeler les temps de parole, comme ça tout le monde saura à quoi s'en tenir. Donc pour Fapo, de mémoire, c'est 20 minutes. Pour Sofio, 15 minutes. Pour Corinne Front, c'est 10 minutes. Pour Avancem, 10 minutes. Pour les non-inscrits, c'est 2 minutes, mais je pourrais aller exceptionnellement jusqu'à 5 minutes. Merci de vous y tenir. Et pour l'entrastrava, 5 minutes aussi, mais on pourra être un peu plus tolérant puisque vous êtes un groupe. Est-ce qu'on est tous bien d'accord? Comme ça, on a bien cadré et on se tient à ces temps de parole. Donc, è da parola au Presidente. Ringraziavi, Presidente. Alors simplement quelques paroles d'introduction avant de passer la parole aussi, je crois, au conseiller exécutif en charge de l'autonomie. Vous dire simplement que, j'en avais parlé lors de la dernière session, il me semble que nous sommes là où nous devions être, où nous voulions être en tout cas, même si le parcours il a été long, parfois difficile. Je crois que le vote de l'Assemblée nationale démontre que ce parcours il est à ce stade réussi, un vote large avec une majorité incontestable, mais qui nous dit aussi, ce vote nous dit aussi que le chemin qui nous reste à parcourir aussi, il sera tout aussi long et tout aussi difficile. Moi, je le dis régulièrement, dans ce processus, depuis l'origine, je veux être optimiste. Je veux être optimiste parce que je sais que, tout d'abord, nous venons de loin et que on s'est construit, on a construit ce chemin-là à travers aussi tout un parcours de lutte, de résistance, de persévérance et de beaucoup de patience. Et nous sommes prêts encore à être patients s'il le faut, on le sait qu'on devra l'être pour pouvoir aboutir. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous avons réussi à l'Assemblée nationale, nous l'avions dit ici, je l'avais, moi en tout cas, souligné l'importance du collectif. Nous avons réussi tous ensemble, en tout cas à la quasi-unanimité, par notre implication, par notre travail, à la fois le travail du Conseil exécutif. Je veux souligner le travail du Conseil exécutif qui interviendra tout à l'heure. Je crois qu'il porte la voix du Conseil exécutif aujourd'hui dans les échanges que nous avons eus avec le gouvernement et avec les députés, mais et qu'il porte plus largement ce projet depuis bien des années. Le travail de l'Assemblée de Corse, de ces groupes. Moi, je veux aussi, bien sûr, vous remercier pour votre implication, le groupe majoritaire, le président du groupe, Romain Colonne Fapoboulou, mais aussi le travail des groupes d'opposition et des présidents de groupes d'opposition, l'opposition nationaliste, Paul Félix Benedetti, indépendantiste, et je crois qu'il est le groupe, à travers ses propos, qui a fait certainement le pas le plus important et les concessions les plus fortes, mais qui est là, il l'a dit, et moi j'ai assisté à ses côtés à des débats en commission ou auprès des députés français. Il a dit, pour lui c'était bien sûr un effort, mais c'était un effort qu'il voulait faire parce qu'il savait la nécessité de construire la démocratie et la paix pour notre pays. Je veux aussi souligner l'apport plus discret, mais aussi, je le sais, efficace, du président de l'Avancem, Jean-Christophe Angelini. Souligner aussi le soutien, le travail de ceux qui ne sont pas nationalistes. Pierre Diong, qui était présent à nos côtés toutes ces dernières semaines. La droite, dans une
de manière plus contrastée, mais aussi dans une forme de diversité. Et à ce stade, bien sûr que je rebondis aussi sur les parlementaires, et nous, en tout cas, la diversité de la droite que l'on retient, c'est celle portée du message porté par Jean-Martin Mondolo, par Laurent Marcangeli. Ça aurait pu être vous, peut-être, on souhaite que ce sera vous dans les prochains jours, par Laurent Marcangeli. Un travail d'engagement fort, très allant, et je crois qu'il a été décisif, y compris dans le vote de son groupe parlementaire. Vous dire aussi qu'on doit aussi remercier les autres parlementaires, les parlementaires nationalistes, Miguel Castellani et Paul-André Colombagne. Et enfin, souligner l'apport décisif aussi, je crois, des maires à travers leur motion de soutien à l'autonomie, 260 maires en Unicanunda, qui se sont mobilisés dans un temps très court. Alors, quelle que soit la forme, on peut discuter sur la forme. Ce qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est le plus important, c'est que cette motion-là, elle vient des territoires et que ce n'est pas simplement l'Assemblée de Corse, ce n'est pas simplement les parlementaires, c'est aussi l'ensemble des élus des territoires ou un très grand nombre d'élus de territoire qui soutiennent la démarche. Et je pense que ça a aussi été décisif lors du vote à l'Assemblée nationale. Alors, nous venons de loin, nous avons joué collectif et c'est nécessaire et nous devrons encore continuer lors des prochains débats au Sénat. Et enfin, je dis que je reste positif parce que, en politique, je ne vais pas refaire la métaphore sportive, mais en politique, c'est un peu comme en sport. C'est important, la dynamique, elle est importante. Et là, nous sommes dans une dynamique de victoire. Et je pense qu'il faut continuer dans cette dynamique, il faut que nous entraînions le plus de monde possible, que nous sachions fédérer, ou à continuer à fédérer, que nous nous préparions maintenant à populariser, y compris notre démarche, à mieux faire connaître, à travailler sur la loi organique, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, on nous attend aussi sur cet aspect-là. C'est pour ça que nous irons devant les Corses, nous irons rencontrer les élus, nous irons rencontrer la société civile pour travailler avec eux, avec elles, pour expliquer et pour préparer les futurs débats au Sénat et le passage au Congrès. A ringraziarvi. A ringraziarvi, a Barula avanti due barule, o no, come volete. Dunque a Barula a quello che ha ora già fa. Non un progetto importantissimo. Io, Charlotte, Tu me prêtes ton micro? Non, je m'en vais après. bon. Charlotte, il doit marcher celui qui est en face de vous. Ah oui, c'est vrai. Voilà. J'aimais bien la proximité avec Jean-Jacques. Merci, Monsieur le Président. Défendre l'autonomie de la Corse, ce n'est pas remettre en cause son appartenance à la République française. C'est reconnaître qu'un territoire doté d'une histoire, d'une langue, d'une culture et de réalités économiques particulières doit pouvoir disposer de davantage de pouvoir et disposer davantage de responsabilités et notamment du pouvoir de légiférer pour répondre efficacement aux besoins de sa population. De nombreux territoires européens bénéficient déjà de formes d'autonomie qui renforcent à la fois leur identité et leur efficacité administrative sans remettre en cause l'unité de leur État. C'est pourquoi le groupe Onontastra a fait le choix de la confiance, de la responsabilité et du respect du dialogue démocratique, en même temps que du respect de la volonté des Corses exprimée dans les urnes. On ne peut donc que se réjouir d'un premier stade passé avec succès ce mardi à l'Assemblée nationale, qui remet ainsi au centre des débats un jacobinisme exacerbé qui croit que ce qui est pensé à Paris est bon pour tous. Le problème est que la réalité est exactement l'inverse. L'autonomie est la réponse basée sur la proximité et qui tord le cou à une vision centralisatrice qui appartient à un autre siècle. Nous espérons que les sénateurs, dans leur grande sagesse et dans leur rôle de représentants des territoires, entendront ce message et feront le pari de tenir compte de l'expression majoritaire. On ne peut pas se dire autonomiste et défendre une décentralisation au rabais. Le choix des compétences qui feront débat pour des discussions sur le contenu de la loi organique
permettra sûrement, avec des exemples concrets et réalistes, de prouver que l'autonomie permettra à la Corse de transformer les difficultés engendrées par cette spécificité en atout majeur pour son développement et le bien-être de ses citoyens. Tel est l'enjeu auquel Ounang Trashtra veut croire. Tel est l'enjeu auquel Ounang Trashtra espère. Et tel est l'enjeu qu'Ounang Trashtra veut accompagner pour préparer un futur meilleur aux enfants de cette terre de Corse. A ringraziarvi. A ringraziarvi. Pour Fils Benedetti. Je vais couper à 8 minutes pour laisser au moins le temps à Paul Quastane de s'exprimer après. Voir avant. Moi, je considère que il s'est passé un bon match à Paris, pour reprendre la phrase du président, premier match gagné. Maintenant, on va toujours trouver des défaillances et des défauts. Moi, j'ai eu la chance, dans les petites classes, dans les moyennes et dans les grandes classes, de faire beaucoup de latin. C'est notre langue primitive. Une langue est faite pour se faire comprendre. Elle est faite de mots, elle est faite de conjugaisons, elle est faite de déclinaisons. On peut tout interpréter. Mais le but du langage est de se faire comprendre. Et moi, lorsque dans un texte, écrit en bon ou en mauvais français, bien ou mal accordé, avec des adjectifs, des verbes ou des proverbes qui ne sont peut-être pas adaptés, mais ce qu'il a écrit, qu'il y a un groupe humain, qu'on appelle communauté, qu'on appelle peuple, qu'on appelle comme on veut, mais un groupe humain, qui est sur une terre, qui s'appelle la Corse ou l'île de Corse, qu'on lui concède qu'il a un lien fort à une langue, à une histoire et à sa terre. Moi, je considère déjà que j'ai gagné un grand pan de mon combat historique pour une reconquête de souveraineté. Après, on peut dire qu'il n'y a pas assez, qu'on s'est fait duper, qu'il n'est pas fait allusion au mot sacralisé peuple, qu'il n'est pas écrit de manière explicite qu'il y a un droit à un pouvoir législatif local. Mais quand je sais lire le français dans le texte et qu'il est écrit, qu'il est accordé le principe d'une autonomie qui confère à la région autonome le droit de promulguer des normes qui pourront être sous la censure exclusive du Conseil constitutionnel, ça simplement veut dire qu'on peut faire des lois. Ceux qui ne veulent pas le voir, ce sont des piteux juristes ou ce sont des personnes malhonnêtes. Donc, bien entendu, on est rentré dans le cadre d'une constitution française archaïque et rétrograde, qui a un article 1 et un article 2 qui figent les contours de dispositions transitoires et qui sont génératrices de carcans et de points de rupture. Bien entendu, il y a eu quelques faux pas dans les discussions d'amendements, entre autres un vote inapproprié de nos députés en faveur d'une réécriture redondante des dispositions de l'article 1 de la Constitution qui disent que toute règle, qu'elle soit normative ou réglementaire, doit être faite dans le respect des citoyens et qu'ils sont tous égaux. On l'a réécrit, c'est maladroit. Nous, on aurait œuvré, si on avait eu des députés, à faire en sorte qu'ils ne le votent pas, même si la proposition venait d'un groupe ami qui nous apportait une grosse contribution au résultat final. Mais des fois, il y a des choses qui sont maladroites et c'est la conjoncture d'événements qui fait que ça se passe. Mais ça n'enlève rien à la portée du texte, ça n'enlève rien à un combat historique de 50 ans. Par contre, moi je suis toujours indépendantiste et je sais que pour que la Corse ait ses propres règles,
Ça ne passe pas par une écriture constitutionnelle, mais ça passe par une juxtaposition de droits opposables, de droits nationaux, et que c'est un autre match. C'est un match qui passe par des traités et qui ne passe pas par des statuts. Mais moi, j'admets la première étape d'une feuille de route. J'admets même que ce sera un chemin très long et tortueux et que cette première étape, c'est peut-être un palier. Mais 50 ans après, un début insurrectionnel très violent, 50 ans après, des années de sacrifices, de malheurs, parfois de joie, de victoire. Pour beaucoup ici, 2015 a été une grande victoire. Je n'en étais pas, mais je l'ai partagé comme une victoire. Je fais partie des groupes politiques qui ont tout le temps été minoritaires, mais qui ne se sont jamais opposés au progrès. L'objet de demandes, de négociations émanant d'organisations ou de groupes politiques qui, à des moments de l'histoire, m'ont été frontalement opposés. Je pense aux négociations de 92. Je pense aux négociations des années 2000. À aucun moment, nous avons politiquement cherché à être des entraves à l'évolution de la Corse. Nous avons toujours regardé loin devant. Nous n'avons jamais regardé nos intérêts propres et surtout, nous n'avons jamais cherché à favoriser une inimitié et nous avons toujours favorisé des logiques d'amitié et de paix nationale. Même si au niveau individuel, nous avons gardé cette logique de rupture, cette logique de combat, cette logique de vengeance, cette logique d'affrontement. Mais c'est pour en sortir qu'il faut un pacte de paix, c'est pour en finir qu'il faut accepter cette contribution politique de niveau international comme le début de la fin d'un cycle. Ce n'est pas la fin d'un combat, c'est simplement la fin d'un cycle. Moi, j'ai conscience de l'étroitesse du texte, mais j'ai conscience de la portée du texte, de l'avancée politique du texte par rapport à la capacité combative que nous n'avons plus. Si tous les Corses avaient été en ligne, si nous avions œuvré à proposer des écritures constitutionnelles, des rapports de force, je dirais, puissants, respectueux et courtois, mais que nous ayons été en ligne sans chercher à nous doubler les uns les autres et à faire en sorte que celui qui avance est celui qui recule le plus, peut-être que le texte aurait été différent. Mais dans la logique tribale, dans laquelle nous nous sommes une nouvelle fois enlisés, je considère qu'un vote de 270 députés français sur 537 présents, avec 60 abstentions et 200 votes contre, est un vote qui est une victoire pour la Corse. Ce n'est pas la fin d'une bataille, mais c'est quelque chose qui est politiquement très fort. Il n'en est qu'à voir toutes les remontées des forces archaïques, des forces rétrogrades, de tous ceux qui veulent ne rien que bouge, de tous ceux qui veulent agiter tous les spectres nauséabonds que l'on peut réaviver lorsque l'on veut que rien ne se passe, pour comprendre que l'histoire retiendra que ce texte est une avancée politique. Bien entendu, il reste encore l'obstacle du Sénat, puis ensuite l'obstacle de la réunion du Congrès, où là, il faudra avoir plus de 60% des voix. Mais ça sera un autre match, et j'ose espérer, à l'aune de ce résultat probant et validant, que les sénateurs auront une attitude à la hauteur de ce qu'ils sont, à savoir la Chambre des petits, la Chambre des territoires, la Chambre des communes, la Chambre des petites régions, pour qu'ils prennent la mesure que la Corse n'est pas un obstacle à une vision qu'on peut ne pas partager d'une France qui pourrait être décentralisatrice et non déconcentrationniste, comme beaucoup le veulent, et que l'on prenne acte qu'un petit peuple
qui a légitimé ses revendications par le suffrage universel local, a droit aujourd'hui à cette fin de cycle qui est à considérer comme un acte de paix. Henri Gradia, oui. Yeah. Bon, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Simplement, je considère, je répète là ce qu'il a dit, que c'est un pas en avant, quoi que puisse en penser un certain nombre. Je pense qu'un certain nombre de faux prétextes ont été éliminés. Le prétexte de la contagion. Dans notre texte, il y a communauté. Nous sommes une île. C'est un circuit fermé. Où sont les frontières du Limousin? Où sont les frontières de l'Alsace? Où sont les frontières de... Elles n'existent pas. Nous avons des frontières naturelles. Donc le terme de ceux qui habitent au sein de ces frontières naturelles sont une communauté, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Ensuite, il y a linguistique. On a une langue. Et attaché à sa terre, évidemment, à la terre corse, ça coule de source. Donc, je pense que j'en ai terminé. J'ai remarqué que certains députés français, quand je dis français, c'est-à-dire de France continentale, hein, pas les Mickey-Nouche, ont dit le suffrage universel est roi, le suffrage universel doit être respecté, celui des Corses qui se sont exprimés majoritairement par le suffrage universel au sein de leur assemblée nationale, de leur assemblée régionale, pardon, ça m'a échappé, sont pour l'autonomie, donc on devrait les écouter. J'en ai entendu 3 ou 4 qui disaient ça. Eh bien, il faut souhaiter que pour la prochaine, ils soient beaucoup plus nombreux, pour ne pas dire que tous les députés prennent en compte leur légitimité, c'est évident, et Anouche. Merci. Merci. Collègue qui veut intervenir, oui. Oui, Monsieur le Président. Alors, me concernant, je crois que nous ne devons pas bouder notre plaisir d'avoir vu l'Assemblée nationale adopter avec une belle majorité le projet de loi constitutionnelle, un projet qui, rappelons-le, a été pensé et construit au sein même de notre Assemblée. Je crois que nous ne devons pas non plus bouder le plaisir d'avoir su convaincre des parlementaires qui, il y a quelques mois encore, étaient totalement opposés à cette évolution et qui, enfin, ont accepté de reconnaître le fait démocratique qui était jusque-là nié. Tout le monde le sait, ce vote, il est le fruit d'un long travail, d'un travail acharné, je crois, de cette Assemblée et aussi d'un travail qui est né, hélas, de la douleur et de la colère suscitée par la mort d'Yvan Colonne. Et à ces titres, à mon sens, ce vote, même si effectivement il n'est qu'une première étape dans un long processus qui nous attend, il ne peut que nous satisfaire. Paul Félix l'a dit, c'est un vote qui suscite des critiques, des déceptions, des amertumes, etc., que pour ma part, je ne placerai pas au même niveau. Il y a celles d'un côté qui proviennent des conservateurs, des réactionnaires, des archaïques, des adversaires de la Corse et parfois même des ennemis de la Corse. Et je pense notamment à l'extrême droite et à ses valets locaux ou encore à ceux qui confondent volontairement, le plus souvent, la politique avec la posture. À cela, honnêtement, je n'ai pas grand-chose de rationnel à opposer et je dirais dont acte. Et il y a également les critiques et les déceptions sincères qui émanent de ceux qui ont lutté ou qui ont souffert dans le cadre de la libération, dans le cadre de la lutte de libération nationale. Et pour qui ce texte serait un renoncement, voire une trahison, et Paul Félix l'a dit, notamment parce que le terme de peuple n'apparaîtrait pas et aurait laissé sa place à celui de communauté.
Juste une parenthèse, je repensais ce matin au rapport que nous avions voté dans cet hémicycle en 2018, quand la majorité était différemment composée et que cette majorité était unie et qu'il y avait à l'intérieur de celle-ci et des autonomistes et des indépendantistes. Et nous avions voté un texte dont je ne suis pas certaine qu'il fût à l'époque plus ambitieux que le texte qui a aujourd'hui été adopté par l'Assemblée nationale. Moi, je vais le dire clairement, je fais partie de celles et de ceux peut-être qui considèrent que la politique des petits pas a ses vertus, qui considèrent aussi que les grands soirs précèdent souvent les petits matins, que les phases de transition dans les luttes de libération nationale sont longues, qu'il ne s'agit pas forcément de choisir entre nos aspirations et la réalité, qu'il faut en revanche travailler à les rapprocher, avec patience et détermination, comme ça a été le cas ces dernières années. Et je vais être peut-être trop pragmatique, et pardonnez-moi si c'est le cas, mais je fais aussi partie de celles ou de ceux qui s'interrogent sur le fait de savoir si aujourd'hui peut-être la vraie question à ce stade, au moment où nous parlons, n'est pas avons-nous obtenu tout ce que nous voulons, mais avons-nous fait avancer la Corse? Et ça, dans un contexte où la Corse souffre, où les Corses souffrent, et les Corses ne souffrent pas de symboles ou de mots, sans dire que les symboles et les mots ne sont pas importants. Les Corses souffrent de ne pas pouvoir se loger décemment ou tout court. Ils souffrent des prix du carburant à la pompe. Ils souffrent de la précarité énergétique. Ils souffrent du coût de la vie quand ils vont faire leurs courses. Et j'en passe, puisque malheureusement, la liste des doléances est longue. Et je m'interroge sur le fait de savoir si justement la vraie question aujourd'hui n'est pas celle-ci, parce que si la loi devait in fine être adoptée et si la loi organique, bien entendu, devait être à la hauteur de nos attentes, cette autonomie et au-delà du coup de toutes les considérations historiques et des mots et des symboles, cette autonomie, elle pourrait permettre de changer, de modifier, d'améliorer le quotidien des Corses dans bien des domaines. Et c'est, je crois, le but, me semble-t-il. Je vous remercie. Merci d'être resté dans le temps aussi. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, Jean-Christophe. Merci, Président. Bon, on ne va pas, en tous les cas pour notre part, refaire un débat qu'on a beaucoup eu ces derniers mois, ces dernières années. Julia vient de le dire, Paul Fay l'a dit un peu plus tôt. En 2018, effectivement, on avait voté un premier texte qui faisait lui-même, je dirais, suite à d'autres délibérations, à d'autres moments politiques. On se souvient tous qu'ici, à la faveur d'une majorité qui n'était pas nationaliste, on avait déjà délibéré autour du statut de résident, de l'amnistie, de la co-officialité, du PADUC dans un autre registre et de quantité d'autres sujets qui nous tenaient à cœur. On a formalisé tout ça. Après 2015 et l'accession d'une partie des nationalistes aux responsabilités, les choses ont évolué différemment. Et aujourd'hui, donc, on est confronté à une situation politique qui, indéniablement, est une situation nouvelle. Je ne sais pas, Président, si on a été discret. Ce que je sais, c'est qu'on a été présent et qu'on a fait fi de notre positionnement politique, qui est un positionnement d'opposition à l'actuelle majorité, pour tendre vers l'essentiel. Ça n'a pas toujours été simple. Tant parfois on avait l'impression que c'était pour la majorité territoriale le combat à livrer et à gagner à n'importe quel prix. Mais on s'est concentré pour notre part, sans tenter de préempter tout ou partie des choses sur l'essentiel. Donc des regrets, j'en dirais deux mots, des acquis et une perspective. Des regrets. On a dit pendant des mois et des années, paraphrasant notre collègue et ami Romain Colonne, qu'il ne fallait pas de compromis sur le compromis. Et il a pourtant fallu en faire. Je le rappelle, non pas pour le reprocher à qui que ce soit, si j'avais été à la place de notre député,
Je pense singulièrement à Paul-André, à Michel et à Laurent, qui ont été très favorables. J'aurais peut-être fait les mêmes choses. Donc c'est trop facile, a posteriori, de s'extraire de son rôle, d'endosser un autre habit, voire une autre posture, pour dire des choses assez différentes. Il y a eu un esprit de responsabilité. L'histoire nous dira s'il est allé trop loin ou pas assez, mais on savait tous, et je le dis moins pour le passé que pour l'avenir, qu'il nous faudrait faire des compromis. Et on sait tous, au moment où nous parlons, sauf à refuser le jeu parlementaire en son principe, qu'il nous faudra en faire de nouveau. On verra jusqu'à quel point là aussi, et l'histoire jugera. Deuxième point, je ne vais pas entrer dans le détail du lien singulier, de la terre, de sa terre, de la communauté qui devient insulaire, etc. Je partage, pour le dire très honnêtement, une partie des réserves qui ont pu être exprimées, notamment en des termes un peu plus vifs, un peu plus radicaux, mais, je le redis, le fond demeure. Et personne, a priori, ne peut dire, même si le débat est libre et que toutes les expressions sont légitimes, que l'on a bradé, pour ce qui concerne les nationalistes, un demi-siècle de lutte sur l'autel d'une compromission sans nom. Bon, ce n'est pas du tout mon point de vue. D'ailleurs, je me permets une parenthèse que je rangerai pour le coup du côté des acquis. Pour nous, au PNC, à Avancem, ça valide quelque chose qui a longtemps été au cœur d'une controverse entre nationalistes. C'est le principe d'une solution politique négociée. Le temps n'est pas si éloigné où beaucoup de nationalistes pensaient que c'était une lubie, une chimère, voire un acte, un signe de compromission ou de trahison. Et il n'est pas si éloigné vraiment ce temps où lorsqu'on disait, regardez, il y a un moment, il faudra se mettre autour de la table. Cette histoire-là, elle ne pourra pas durer une éternité. On est un petit peuple, on n'a pas nécessairement les moyens d'un rapport de force infini, il faudra bien qu'il y ait une voie transactionnelle et de négociation politique. Et quand on le disait, on nous reprochait de prôner le renoncement, voire la capitulation en race campagne. Moi, ce que je trouve en tant que nationaliste corse, peut-être de plus intéressant dans ce qui s'est passé, et que je ne demande pas de partager, c'est le fait que ça valide l'idée qu'un des États les plus archaïques d'Europe sur ces questions, il a été capable d'évoluer et de faire, comme on le dit aujourd'hui, j'aime pas le mot, mais je le lâche quand même, parce que j'en ai pas d'autre en tête, un bouger, et un gros bouger. Bon. Ça, c'est factuel. Après, on dira, c'est pas assez loin, on dira, etc. On peut tout dire. Mais cette idée qu'après un demi-siècle de rapport de force, je ne fais pas de révisionnisme, je ne revisite pas l'histoire, on en est arrivé à ce résultat-là, politiquement, ça a un sens plus profond, de notre point de vue, que chacun des termes pris séparément ou ensemble de l'écriture qui a été validée au Palais Bourbon. Deuxième acquis, les masques sont tombés. Moi, je ne vais pas faire de guérilla, aujourd'hui pas davantage contre les uns ou les autres, mais quand les gens du RN disent on est pour l'autonomie, moi je ne vais pas faire l'apologie des uns ou des autres, mais c'est un fait aujourd'hui qu'on nous a vendu l'idée d'une autonomie sans peuple, sans pouvoir législatif, et avec des pieds qui, de notre point de vue, n'étaient et ne sont rien d'autre que le retour sous une forme dégradée des conseils généraux. Ce que Paul-André, d'ailleurs, avec d'autres, a dit dans l'hémicycle. Donc, aujourd'hui, c'est clair. Il y a des gens qui, pendant des mois, ont parlé d'autonomie, tout en souhaitant ardemment l'exact opposé. Bon. J'espère que les gens l'ont compris. J'espère. Et je veux le dire publiquement, parce que je préfère des positions que je ne partage pas, et Dieu sait qu'il y en a eu dans l'hémicycle, mais qui sont exprimées avec franchise et sincérité, et qui sont opposées à des positions qui empruntent nos mots, notre histoire, nos combats, pour en faire autre chose que ce pourquoi les gens se sont précisément battus. Et quand j'entends dire qu'il y a une forme de continuité historique entre nationalisme corse et nationalisme français,
Non seulement il n'y a pas de continuité historique, mais il y a une rupture. Parce que le nationalisme corse, il s'est construit contre tout ce que le nationalisme français a pu charrier ces 50 dernières années. Notre nationalisme, c'est un humanisme. Ce n'est pas un repli. Donc ça me paraît, dans la séquence politique, fondamental. Après, je ne vais pas vous dire que je suis fan de ce que Mélenchon a dit aujourd'hui dans la presse. Je ne renvoie pas les extrêmes dos à dos, mais ça ne me plaît pas des masses. Et l'amendement 111, on cascamique à Gomoga, je n'entends lasagne. Hein. On cascamique. Bon. Donc j'en dirai pas davantage, mais je pense qu'on est sur quelque chose, Paul André a dit sur perfectatoire, d'autres redondants. Pour ma part, il y en a prié et on arrête. Mais il y a des acquis majeurs. Un texte validé, une majorité qu'on aurait pu espérer ou rêver plus confortable, mais qui est néanmoins présente, et des masques qui, dans le débat politique, sont tombés. Maintenant, une perspective. On est à 20-25% du parcours. Après, chaque étape n'est pas comparable. On ne peut pas comparer l'examen en commission des lois à l'examen dans l'hémicycle. On ne peut pas comparer nos délibérations aux leurs. On ne peut pas dire de chaque étape factuellement qu'elle en appelle une autre qui soit de même nature. Mais en même temps, on sait tous, maintenant, qu'il y a un gros parcours. Alors moi, je finis, dans le temps imparti, en rappelant deux choses. Un, puisqu'il faut voir le coup d'après. Il faut d'abord dire qu'on doit voter au Sénat en octobre. Parce qu'on peut craindre que sur fond de grandes manœuvres pré-présidentielles, on ne reporte le débat au lendemain des élections présidentielles et législatives et pas qu'on l'organise avant, comme c'est pourtant inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée. Deux, qu'on doit maintenant en appeler à une autre forme de lucidité chez des gens que nous respectons au plus haut point, mais qui ces derniers jours n'ont a priori pas fait montre d'une très grande ouverture sur les sujets qui nous occupent. Donc nous, aujourd'hui, on s'en remet avec une attitude qui n'est pas, dirons-nous, de témoignage, mais au contraire de combat, au temps qui viennent, avec un dernier point, c'est que ça ne nous exonère pas de tous les débats qui restent et que nous ne voulons confier à personne d'autre, sinon au peuple corse et aux gens qui le représentent, sur notre projet de société. Et si j'ai parlé à dessein de ces constructions nationalistes ou identitaires, ce n'est pas pour les opposer par principe, c'est pour les différencier nettement et dire historiquement et politiquement une réalité des choses. Demain, le peuple corse, libre, autonome, il aura à poser des choix. Et ces choix-là, c'est à nous qu'il appartiendra de les faire. Et l'autonomie, en espérant que nous puissions l'acquérir très tôt, non seulement ne nous en dispensera pas, mais nous obligera à les avoir encore plus tôt et encore plus clairement. Parce que là, à mon avis, on va toucher à un essentiel de notre stratégie qui est quel type de société pour une Corse autonome. Mais ça, c'est le débat d'après. Je vous remercie. Merci. D'autres interventions? Oui, Jean-Martin. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, au terme d'une dizaine de jours qui ont donné lieu à un matraquage politico-médiatique sur ce sujet, qui ne méritait pas moins. On pouvait s'attendre à davantage d'ailleurs, et à 20 ans, ce type de débat aurait passionné bien au-delà du cercle des parlementaires et de cet hémicycle. Il était moins passionnant, ce qui explique le résultat, et il est pour nous savoureux de voir beaucoup d'entre vous se contenter de ce que cette montagne est accouchée de sourire, puisque vous avez les uns et les autres, pour beaucoup d'entre vous, le sourire facile qui contraste avec le regard qu'on porte sur la séquence, sur la série, pas de compromission, mais de compromis qui étaient nécessaires. Il suffirait de réécouter, pendant que je parle, les propos que vous teniez les uns les autres il y a encore quelques mois.
il n'était pas question de bouger. Mais c'est à la fois méconnaître, et en tout cas je pense que vous faisiez semblant, il suffit de méconnaître ce qu'est par nature et par essence le travail parlementaire, qui s'exerce ici comme dans tous les parlements du monde. Oui, ça rabote, ça discute, ça amende, ce qui nous paraît de notre point de vue étrange, mais je vous laisse la responsabilité de l'appréciation, c'est de voir des gens convaincus se faire aujourd'hui les chantres de l'indulgence, du compromis, je cite, de la concorde, de la pacification, et de quelque part un peu de renoncement quand même. La communauté insulaire, ce n'est pas la communauté. Elle n'engendre pas les mêmes conséquences. Nous, on le dit d'autant plus volontiers qu'on n'est pas des fans des conséquences qu'elle engendrait dans vos esprits. Le lien singulier à la terre corse. Le couple qui s'est installé l'année dernière, il a déjà un singulier à la terre corse. Hein. Il adore la Corse. Je caricature à dessein. C'est quand même pas la même approche et la même dimension symbolico-politique que ce que nous avions écrit, et je le dis avec d'autant plus de force que nous en partagions sur, je parle pour les gens qui m'accompagnent, pas l'essentiel, mais l'intégralité du dispositif, y compris si après, sur des déclinaisons, on n'était pas forcément en phase. Premier point de renoncement. Deuxième point, au prix d'un accord, d'une entente révélée au grand jour ce matin dans notre quotidien, avec un parti pour le moins sulfureux. Chez Mugo, chacun se sent à l'aise et chacun est fier de ce qu'il peut. Mais c'est la vie politique. Le seul, non pas procès, mais le seul reproche qu'on pouvait vous faire, c'est de ne pas nous y avoir préparé. C'est la vie. Quand vous arrivez dans les assemblées, on vous le dit depuis juillet 2023. Et pour parler match, bon, vous venez de marquer un but 1 minute avant la pause fraîcheur. Dont acte. Il n'est pas question de le... Il y a encore 3 quarts temps, et pas des moindres. Et puis vous n'avez pas joué contre les mêmes adversaires. Là, vous avez joué contre l'Ouzbékistan, ce qui est déjà pas mal. Bonne équipe. Bonne équipe. Des gaillards solides, engagés et tactiques. Je pense que là, la prochaine fois, vous jouez contre l'Espagne, après c'est l'Argentine et à la fin c'est la France. Au sens propre, au sens figuré, au sens des favoris. Donc, c'est pas mal, la pause fraîcheur, se prévaloir de 69 voix arrachées comme vous l'avez fait. Très bien. Nous, on prend acte de ces résultats. Je veux noter la façon plutôt dépassionnée, je ne parle pas de tout ce qui a été périphérique au débat, qui a fait ressurgir des oppositions sans surprise, plutôt frontales, et j'y reviendrai. Et je le dis, pour préciser les choses, nous, ici, on ne se reconnaît ni dans l'un, ni dans l'autre des camps qui a exacerbé le débat, ni contre les jusqu'au-boutistes qui vous promettent l'autonomie, la très large autonomie, on ne sait pas ce que c'est, ni dans ceux qui résistent de façon, d'une façon crispée sur des réflexes jacobins qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Donc nous, on n'est pas des fans de Blanquer, de Benjamin Morel et compagnie. On n'est pas pour le statu quo, on est pour faire avancer aussi. Et puis ça fait apparaître un certain nombre d'angles morts sur lesquels maintenant il va falloir qu'on s'exprime. Vous ne pouvez pas continuer à rester comme ça dans le vague, y compris dans les travaux qui vont arriver au Sénat. Vous ne pouvez pas rester aussi vague, aussi dilatoire sur le problème de la consultation. Au IME, la consultation des maires entre samedi et dimanche. Oui, c'était maladroit. Allez, je laisse les auteurs du sondage ou de l'enquête qui révèlent que 264 maires sont favorables à l'autonomie. On ne peut pas se contenter de ça. Pourquoi on ne peut pas se contenter de ça?
Ce n'est pas pour inverser le résultat. Moi, je ne connais pas le résultat final de ce que pensent les Corses, de ce que pense le corps électoral sur ce sujet. Et vous n'allez pas vous prévaloir d'un sondage, la première mouture, oui, mais si vous ne répondez pas, vous êtes favorable. Bon. C'est un indice qui est significatif. Nous, on ne le méprise pas, cet indice. Oui, mais quand vous envoyez ce courrier ou quand celles et ceux qui vous soutiennent l'envoient parce que vous avez besoin d'éclairer le Parlement, il faut tout envoyer. Il faut dire que vous réclamez, dans l'article 1, la reconnaissance de la singularité, dire à bon droit que tout le monde est d'accord là-dessus, ici, mais dire que vous demandez l'octroi d'un pouvoir législatif. Pas seulement. Pas seulement. Vous avez écrit, il faisait froid dehors ce soir-là, je m'en souviens très bien, le 23 février 2024, vous l'avez écrit, ça, vous l'avez signé tous ensemble. Il faut expliquer aux Corses que vous demandez l'octroi du pouvoir législatif pour exercer toutes les compétences, sauf le régalien. Il faut dire aux maires, quand vous envoyez ce courrier, et puis s'il y a une consultation aux Corses, mais pas quand la loi constitutionnelle est votée, pas quand la Constitution a changé, il faut le dire maintenant. Dites-le que vous demandez l'école, dites-le que vous demandez la santé, dites-le que vous demandez le régime de retraite, dites-le, mais pas, je ne dis pas ça à dessein pour dresser des épouvantails artificiels, c'est la vérité, vous l'avez demandé. 3 blocs quinquennaux en 15 ans, vous voulez tout. Vous n'aurez pas tout en 15 ans, vous le savez, on le sait ensemble. Mais c'est quand même l'aboutissement de ce qui se joue maintenant. Vous ne pouvez pas continuer à jouer masqué sur ce sujet. Quand je l'ai dit au président de la commission des lois, il a passé. Mais on ne va pas quand même créer les conditions pour avoir un processus abouti en continuant de jouer masqué sur cette affaire. Vous demandez tout. Et n'allez pas nous faire le coup de la loi organique qui arrive à un moment donné. Là, vous êtes en train d'ouvrir les portes, et puis après, on consultera ou pas. Alors, consultation prescriptive, c'est-à-dire engageante. Si le peuple dit non, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Et la loi organique. Mais pour les Corses, une fois que c'est dans la Constitution, la loi organique, je sais très bien ce qui va se passer. Pour beaucoup d'entre vous, et peut-être d'entre les miens, qui arriveront peut-être un jour sur ces bancs-là, vont demander, par exemple, je ne sais pas moi, l'urbanisme. Mais comme on est têtu, qu'est-ce qui va se passer? Une loi organique, c'est quoi? C'est le Parlement, c'est les députés, voilà, le Sénat, ils votent une loi organique. Ils disent non. Et alors vous avez redemandé. Et de guerre lasse, on va obtenir la compétence sur la dite loi organique que vous aurez réclamé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc ça va arriver. Et un jour, je ne pense pas que ma génération y sera prête, même pas la vôtre. Je pense que dans 15 ans, ceux qui nous succéderont demanderont à légiférer sur l'école. Et on aura ouvert, via la Constitution, la possibilité, puisqu'il suffira de demander une loi organique, c'est-à-dire les parlementaires français, dans leur diversité. Je vous renvoie juste à un peu d'histoire. Le Parlement, ce qu'il est aujourd'hui, et ce qu'il était il y a 30 ans, y compris dans les excès, au violi-gare. Et dans 20 ans, ce que sera le Parlement français. Je demanderai l'organique. Si les Corses nous fatiguent, on leur donne, on verra bien. C'est un scénario catastrophe, ça, ou c'est de l'épouvantail? C'est pour faire peur qu'on dit ça, ou ça peut arriver? Mais il faut le dire aux Corses. Mais moi, je comprends, cher Paul Félix, j'ai employé des gens qui sont des piteux juristes et des personnes malhonnêtes. Nous, on n'est ni des piteux juristes, ni des personnes malhonnêtes. Ça, c'est ce qui est écrit, c'est ce qui peut arriver. Et vous devez avoir, parce que vous n'êtes ni des piteux juristes, ni des gens malhonnêtes, l'honnêteté de considérer que cette dimension juridique, elle existe et elle est possible. Premier point. Deuxième point, la suite du parcours. J'ai évoqué l'histoire de la consultation. Alors, oui, doivent être consultés. Quand? Sur quoi? Comment? Vous voyez bien, vous l'avez pointé du doigt, il y a une difficulté, y compris pour les députés et les sénateurs qui s'apprêtent à voter, dire en gros, on renvoie la patate chaude à l'organique. D'abord, on ouvre les portes, c'est possible, et puis après, on verra bien comment on organise les choses. Quand vous allez arriver au Sénat, parce qu'on va y arriver, alors, le plus tôt possible, à mon avis, est le mieux.
parce qu'après, là, 2028, 2029, on renvoie ça au calendrier grec. Nous, on souhaite que ce débat, je vous le dis, soit tranché le plus rapidement possible. On ne souhaite pas jouer la montre, même si on a des accords actés sur l'octroi d'un pouvoir législatif. Ça arrive au Sénat. Un peu de logique calculatoire, juste pour aller vite. En gros, 53% à l'Assemblée nationale pour avoir les 3/5, pour faire 60% au Sénat. Est-ce que l'un d'entre vous ici est assez lucide pour considérer qu'il n'y aura pas 60% de sénateurs qui vont se caler sur ce texte? Donc on va vers une navette, on va vers un retour. Donc est-ce que chacun est ici lucide? En tout cas, il faut qu'on ait l'occasion dès aujourd'hui de faire preuve de lucidité en direction des Corses, en disant que cette victoire, ce 1-0 à la 24e minute contre l'Ouzbékistan, ne fera pas 2-0 contre le Portugal dans 3 mois. Ce n'est pas possible. Si vous laissez croire, si vous laissez croire, alors c'est que vous jouez une carte sur laquelle je vais revenir et qui nous est extrêmement désagréable. C'est si le match est tué, alors c'est le chaos. Alors vous devez nous expliquer ce que c'est le chaos. C'est quoi le chaos? Qui va organiser le chaos? Comment va-t-il se générer? C'est ça, c'est de l'ordre de la menace. C'est ça ou le chaos. Il se peut, et vous devez quand même avoir à l'esprit qu'il se peut qu'au Sénat, vous ne fassiez pas l'unanimité, en tout cas 67%, en tout cas ce qu'il faudrait, c'est de la logique calculatoire, ça vaut ce que ça vaut, je sais bien que l'arithmétique ne vaut pas politique. Mais le niveau de persuasion qu'il faut au Sénat doit être supérieur à celui de l'Assemblée nationale, c'est là où vous êtes les plus faibles. Alors, pour faire 3/5 au Congrès, pour autant que les gens viennent et s'entendent. Ça paraît très, très, très difficile. Mais à ce moment-là, dites-le aux Corses, dites-le qu'on va vers un texte, ce que vous n'avez pas dit jusqu'à présent, et puis là, avec des sourires à peine déguisés, de l'indulgence, le premier pas, la politique des petits pas qui se dressent contre les archaïques, les rétrogrades et les nauséabonds, dites que le texte va encore être retravaillé. Ce que nous, on dit depuis le départ 2023, c'est que la piste d'atterrissage raisonnable, sauf si on veut le statu quo. On ne veut pas le statu quo. Nous, je ne sais pas, Paul Félix, si on est déconcentrationniste ou décentralisateur, ce que je sais, c'est qu'on n'est pas pour figer les choses. On est, et on le répète, je ne veux pas développer les arguments pour lesquels nous sommes réservés sur l'octroi d'un pouvoir législatif, sauf que nous le sommes, comme je vous le dis, sur l'ensemble des compétences. Or, vous voulez l'ensemble des compétences, ce qui est un élément de crispation. Nous, ce qu'on dit, c'est que l'article 1 de la Constitution, la reconnaissance de la singularité, peut entraîner des droits pour faire fonctionner le pouvoir d'adaptation. Parce que vous distillez à l'envi l'idée que ça n'a jamais marché, ça ne marchera pas. Mais si, ça va marcher. Il faut donner une chance pour que ça marche dès lors que l'article 1, lui, ancre dans la Constitution le fait que ça puisse marcher au motif de la reconnaissance de cette singularité. Alors, ce n'est pas de l'autonomie. Vous voyez, nous, on n'est pas des autonomistes. Hein. Je dis pour d'autres, y compris pour Jean-Christophe. Nous, on est à l'aise. Ce n'est pas déclaré autonomiste, hein, nous. Nous, on est des régionalistes, on considère que la France a intérêt à reconnaître la diversité de ses territoires et qu'il faut aller un peu plus loin et reconnaître la différenciation. Donc on est à l'aise là-dessus. Et quand on dit oui, il faut reconnaître la singularité et oui, ça va permettre d'adapter la loi, nous, on s'en limite là. Pourquoi? Parce qu'en ouvrant les portes, on sait que vous voulez beaucoup plus loin que ça. Pour finir, et pour conclure sur ce propos, je pense, et je sais que vous le pensez aussi dans le tréfonds de vos consciences, les Corses sont mal informés. Qu'est-ce que révèle le sondage des maires? Ce n'est pas qu'il y ait 264 maires pour, contre, ce n'est pas ça. C'est que dans la précipitation, vous ne trouverez personne qui soit contre l'autonomie. Il y a très peu de gens qui sont contre l'autonomie, sauf que l'autonomie telle que je viens de la décrire, je ne suis pas sûr que ceux qui ont répondu précipitamment, ce n'est pas faire insulte aux maires que de ne pas avoir une conscience politique capable de décrypter les enjeux. Je dis simplement que dans la précipitation, je ne suis pas sûr que si on explique les choses comme je viens de le faire, aux maires et in fine au peuple, il y ait une adhésion au niveau où vous l'entendez. Donc, oui,
il y a une victoire. Oui, vous avez marqué avant la pause fraîcheur. Ne soyez pas climato-sceptiques, il va faire très chaud au Sénat. Ne soyez pas sénato-sceptiques. Préparez-vous à un combat qui n'est pas le même que celui que vous venez de connaître. Et donc, il faut vous préparer. Alors, je finirai là-dessus, Romain. C'est plus le compromis du compromis. Moi, ce que je souhaite, et je souhaite que les Corses ne soient pas les cons à qui on a tout promis. Voilà. Et non, parce que là, vous promettez une fois l'autonomie, vous promettez une fois la reconnaissance, vous promettez 2 fois, comme vous l'avez fait ce matin. Il y a eu combien? 7 questions orales, 7 réponses en disant si nous avions l'autonomie. Vous êtes en train de distiller un niveau d'illusion dans l'opinion qui, elle, peut entraîner le chaos, mais un niveau de désillusion dont il faut prendre la mesure. C'est ce qu'on se dit. Nous, ici, très sereinement, on a une ligne, on s'y tient. On craint pour vous, je vous le dis, que la piste d'atterrissage qu'on a posée en 2023 soit celle de l'arrivée. Comme on l'a dit, c'est une avancée, on s'y prépare sereinement. Et pour notre part, si vous ne faites pas œuvre de pédagogie dans le sens que je viens d'évoquer, à charge et à décharge, en présentant à la fois les vertus et les risques de ce sur quoi nous sommes engagés, nous prendrons en tout cas toute notre part de l'effort. Je vous remercie. Très bien, ringraziabi. D'autres interventions? Pas d'autres interventions? Josepha. Oui. Bon, je ne vais pas répondre aux différentes attaques en malhonnêteté, en incompétence, en incohérence qui ont émaillé les débats qui ont précédé. Bon, ça m'intéresse pas beaucoup et je crois ne pas avoir pour habitude, pour ma part, d'attaquer les individus, mais de m'atteler au projet. Alors, désolé, excusez-moi, mais pourquoi je suis contre ce texte? Ce n'est pas parce que je suis indépendantiste, parce qu'un indépendantiste, oui, peut tout à fait considérer que l'autonomie est une étape, qu'elle peut être une étape transitoire acceptable. Pas parce que je suis contre tout compromis et toute concession, parce que quand on fait de la politique, il faut savoir, c'est l'essence même aussi, en tout cas une part, faire des compromis et faire des concessions. Il faut tenir le sens, surtout, aussi, pour ces compromis et ces concessions. Je suis contre la nature même de ce qui a écrit dans ce texte, malheureusement. Parce que les jacobins de tout poids, les jacobins les tout plus rétrogrades, c'est pas en affaiblissant les positions qu'on les désarme. Et vous les avez vus, ils se sont déchaînés en Corse comme en France. Et on en a quelques spécimens ici. Pas dans cette assemblée, je dis, en Corse comme en France. Donc, je crois que ça, on ne les aurait pas désarmés. Par contre, on s'est affaibli. Sur la question de la communauté, vous l'avez vu dans les débats, elle est venue, la question du peuple. Qu'est-ce qu'on vous a dit? On vous a dit, si on était il y a 20 ans, on n'aurait pas voté. Cette fois, si vous l'avez amené, vous ne l'avez pas demandé, mais cette fois, si vous l'avez amené, on aurait voté. Nous, on est resté 35 ans auparavant sur le refus du statut Joxe. Alors que, là, ils étaient en mode constituant et donc étaient là pour modifier la Constitution. Il aurait peut-être été utile d'y revenir, tout simplement, et de poser cette question, y compris pour la suite du chemin constitutionnel. Pour les autres faiblesses, le lien à sa terre, moi je veux bien croire, on a dit que j'étais malhonnête, ben, vous voyez, moi je veux bien croire à votre honnêteté. Quand vous avez dit le lien à sa terre, un lien singulier à sa terre, ça va pouvoir générer du droit, ça va pouvoir générer le statut de résident. Moi, vous savez que j'étais très, très, très réservée là-dessus. Mais là, par contre, ne me dites pas que vous continuez à le croire, parce que là, c'est du déni. Le lien à la terre corse, on ne voulait plus d'inonde. C'est du folklore. Et si on avait besoin de le préciser, on a collé le principe d'insularité. Vous avez vu, on est venu inverser les mots, on est venu coller communauté insulaire, donc des habitants de la Corse. Le rapporteur Baudier, rapporteur de la loi, Josefa Giacometti-Pereda qui le dit ici, c'est une aigrie rancunière. Quand elle dit le statut de résidence, c'est pas seulement de la sémantique. Le statut de résidence, c'est le bien. Le statut de résident, on protège la personne. Quand c'est le rapporteur de la loi Baudier qui le dit, ça vaut quoi? Parce qu'il l'a dit à l'Assemblée nationale française.
Il l'a dit ça, et il a marqué la nuance. Non, qu'il n'a jamais été question de mettre en place un statut de résident, un statut de co-officialité, parce qu'il faudrait créer 2 catégories de citoyens. Qu'est-ce qu'il a dit en revanche? Il a dit oui, pour l'ensemble des habitants de l'île, il pourra y avoir des mesures dérogatoires parce qu'il y a des difficultés à acquérir un bien, parce qu'on va mettre en place des possibilités de lutte contre la spéculation foncière. Et s'il fallait encore préciser les choses, encore une fois, le gouvernement n'en demandait pas tant. Il a été très attentif au compromis de Beauvau jusqu'à l'amendement 111. L'amendement Bernalicis 111, qui vient répéter le statut, qui vient répéter l'article 1er, où on dit c'est superfétatoire. Sauf qu'on dit c'est superfétatoire, mais le gouvernement décide quand même de le maintenir. Le gouvernement décide quand même de le maintenir, parce qu'il dit c'est superfétatoire, mais ça va mieux en le disant. Puisque en rappelant cela, on sait qu'on ne pourra pas déroger. On sait qu'on ne pourra pas déroger à la question de l'égalité. Je suis désolée que les députés corses soient tombés dans le piège de la future présidentielle combat LFI RN, parce que ce n'est pas anodin. Parce que dans un texte qui renvoie aux collectivités territoriales, au minimum, on ne rappelle pas le principe d'égalité. Au maximum, on dit qu'on va pouvoir déroger. Là, non seulement on ne le dit pas, mais on rappelle le principe. Le second piège, j'ai trouvé quand même que les explications sur le statut de résidence, ils étaient quand même limites, puisque nous, notre statut de résidence, c'était la question des intérêts, des centres d'intérêt matériels et moraux. On n'avait ni à tomber dans le piège RN ni dans le piège LFI. C'est le centre des intérêts matériels et moraux, c'est la durée de résidence, et tout ça, il faut le dire aux Corses aujourd'hui, ce ne sera plus possible. Quant au renvoi à la loi organique, on en est toujours au flou le plus total. On en est toujours au flou le plus total. Par contre, lorsque j'avais demandé qu'on puisse cibler les matières où l'on pourrait intervenir, où l'autonomie pourrait s'opérer, on m'a dit ça ne se met pas dans le texte constitutionnel. En revanche, on a mis tout ce qui n'était pas possible de mettre. Bien sûr, le régalien, ce n'est pas la déclaration d'indépendance, ça on s'en doutait bien. Mais par contre, on a été sur les libertés publiques et sur les droits constitutionnellement garantis. Ça fait beaucoup de verrous. On a ouvert tout le champ des possibles, tous les champs de l'impossible, on a fermé tout le champ des possibles avec un flou très large qui est laissé, dont on ne sait pas qui tranchera, parce qu'on ne sait pas qui sera le législateur au moment de la loi organique et quelle lecture il en donnera. Alors moi j'ai entendu, nous avons préservé l'essentiel. Nous avons préservé l'essentiel. Moi je vous demande, et très sincèrement, qu'est-ce que c'est l'essentiel aujourd'hui ? Le pour qui, on l'a sacrifié. Le peuple à la trappe. Le pourquoi, les droits, aucun droit n'est garanti dans ce texte. Aucun droit aujourd'hui n'est inscrit dans ce texte. Le comment, sur le pouvoir législatif quand même, les débats sont restés flous, mais on a renvoyé ça au Sénat. À mon avis, le Sénat va n'en faire qu'une bouchée. Donc l'essentiel, je vous pose la question, qu'est-ce qui est encore acceptable? Parce que j'entends qu'aujourd'hui, c'est encore acceptable ce qui reste. Qu'est-ce qui est encore acceptable? Je m'adresse aux nationalistes, je m'adresse ici à vous. Qu'est-ce qui est encore acceptable? Qu'est-ce que l'essentiel? Moi, je vous le demande aujourd'hui pour 2 raisons. Je vous le demande pour 2 raisons. 1, pour la démonstration que nous devons faire sur cet essentiel. Je dis la démonstration avant la fin du chemin constitutionnel, parce qu'on n'a pas commencé à la faire. Et vous voyez, moi, à la différence des attaques du début, ça me fait mal au ventre que de donner des armes à nos plus farouches adversaires. Ça me fait mal au ventre qu'on n'ait pas fait les démonstrations nécessaires dans ce qui était essentiel. Et on ne les a pas faites. On ne les a pas faites. Deuxième chose, pourquoi je vous demande qu'est-ce qu'est l'essentiel. Pour la suite, pour moi, c'est déjà plus acceptable et vous l'aurez compris. Mais pour vous, c'est quand que c'est plus acceptable? Quand il reste quoi? Pour qui? Pourquoi? Comment? Ça y est plus. C'est quoi qui reste acceptable? Où est la limite? Où est-ce que vous dites stop, on l'a tenté, on a essayé d'aller jusqu'au bout, on l'a tenté, c'est pas acceptable. Alors, io vi dico, odie,
ciò che si appronta a scrivere non è mica simbolico, ciò che noi siamo a sapere, non abbiamo mica bisogno che la sia scritto, ma non è mica simbolico, sarà politico, sarà di diritto, sarà di diritto. Chi è che intrace di scriversi? Qui c'è un statuto per un pezzo di Francia, puisque le Corse de toujours aura le Corse d'un jour aura le même droit que le Corse de toujours, comme ça a été dit, c'è un pezzo di Francia montagnoso a mezzo Mediterraneo, con una popolazione che ha caratteristiche. È quello che noi vogliamo descrivere. Quello non è mica un passo, quello è una drappa, veramente una drava. Ringraziabili. Lascio intervenzioni. Romain Colonna. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais commencer pour que les choses soient bien claires pour tout le monde. Notre boussole politique, dans le cadre de ce processus, mais bien au-delà pour tous nos travaux institutionnels depuis maintenant plusieurs années, plusieurs décennies, notre boussole politique, c'est la délibération du 5 juillet 2023 à Autonomia. Ce n'est pas le texte dont nous parlons aujourd'hui. Notre boussole politique, c'est la délibération du 5 juillet 2023 qui a été votée à une écrasante majorité dans cet hémicycle, même si certains ne l'ont pas approuvée. Je voudrais aussi vous dire et vous rappeler, parce qu'on fait mine de ne pas le voir, rien depuis la Révolution française, rien depuis la Révolution française ne prépare l'État à accepter un accord politique avec la Corse sur la base d'une autonomie de l'île. Rien dans la Constitution française ne prépare l'État à une gestion d'une minorité politique, culturelle, linguistique, historique. Rien dans la Constitution française, rien dans la tradition française ne prépare l'État à franchir l'accord qu'il s'apprête à passer avec la Corse. Pourquoi je dis ça? Parce qu'entre la délibération de juillet 2023, votée à une écrasante majorité ici, notamment par la quasi-intégralité de la famille nationaliste et d'autres, entre l'incapacité de l'État à penser la gestion d'une minorité historique, culturelle et linguistique sur sa terre. On nous a proposé politiquement la voie du compromis. Il y avait deux solutions. Soit on se levait, on s'en allait, on disait non, nous, le compromis, ça ne nous intéresse pas, on a été élus démocratiquement, c'est ou vous prenez tout, ou sinon, il n'y a rien. On n'a pas choisi cette voie-là, en responsabilité, et nous sommes convaincus que nous avons bien fait. On s'est assis autour de la table, et nous avons dit que le compromis, nous étions prêts aujourd'hui à laisser certaines choses en discussion, mais que nous devions nous accorder sur un accord politique qui puisse apporter une solution politique à ce pays, à ses enfants, donner de l'espoir, nous permettre d'avancer, nous permettre de favoriser la prospérité de notre peuple et de maintenir l'essentiel sur les questions linguistiques, identitaires, de pouvoir se projeter pour les années à venir. Nous avons travaillé d'arrache-pied dans cet hémicycle et ailleurs à la collectivité de Corse pendant 4 ans. Ça a été le consécutif à plusieurs décennies de combats, de luttes, de mobilisation populaire, de mobilisation démocratique, de la force de la jeunesse. Et tout ça, ça a été rappelé par d'autres suites, notamment à l'assassinat abject d'Ivan Colonna en prison. Dans ce contexte-là, on a aujourd'hui deux positions. Ceux qui nous disent, et je ne veux pas remettre en cause leur sincérité, ceux qui nous disent « dans votre texte, il n'y a rien ». Dans votre texte, c'est juste une communauté insulaire. Non, c'est une communauté insulaire, historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à la terre de Corse. C'est pas rien. C'est pas juste, comme d'aucuns veulent le faire croire, la consécration d'une communauté insulaire. De l'autre, il y a ceux qui nous prédisent la dislocation, pour ne pas dire autre chose, de la France. Nous disons qu'il ne s'agit ni d'un suicide de la France et d'une dislocation,
ni de la consécration du rien ou du moins que rien. Nous disons que nous avons en notre âme et conscience travaillé au compromis, que ce compromis est arrivé devant le Parlement français. Mais nous disons aussi que ce débat, sans mauvais, l'intoxication à plusieurs reprises. Je voudrais vous citer 3 exemples à ce stade. Lorsque l'on nous dit, à coup d'interview, à coup de déclaration, à coup de prise de parole, que nous aurions peur, que nous serions contre le référendum et la consultation des Corses. Mais qui peut penser dans cet hémicycle ou ailleurs une seule seconde que la famille à laquelle j'appartiens et qui promeut depuis des années, depuis décennies, l'autonomie et qui depuis des années s'est présentée inlassablement devant les électeurs et a gagné les élections, qui peut penser une seule seconde que nous avons peur du vote des Corses? Mais qui peut décemment penser que nous avons peur d'aller aux élections comme nous y sommes allés encore récemment en municipal, comme nous y sommes allés au territorial? Qui peut penser une seule seconde que nous n'allons pas réussir à convaincre des bienfaits de ce texte et de cette avancée devant le peuple corse? Seconde méprise ou intoxication, le fameux article 111. Je vous le dis très franchement, nous en serions passés dans la mesure où il a été mal expliqué et mal interprété. Mais à ceux qui nous disent, hier, aujourd'hui, ici ou ailleurs, que cet article verrouille tout et que c'est un renoncement de notre part, je voudrais simplement rappeler que cet article renvoie à l'article 1 de la Constitution française. L'article 1 de la Constitution française nous dit que les citoyens sont égaux devant la loi, mais ils sont égaux devant la loi selon 3 critères. L'origine, la race et la religion. La Constitution française, à son article 1, nous dit que nous n'avons pas le droit de distinguer des lois et des mesures qui seraient discriminantes en fonction de l'origine, de la race et de la religion. On ne nous dit pas qu'on ne peut pas prendre des mesures en faveur de la langue, de la résidence, ou d'appliquer l'autonomie, ou demain d'avoir un pouvoir législatif. Ce n'est pas vrai. Troisième intoxication, lorsqu'on conspue, cher Benjamin Morel, Jean-Martin Mondologne, pardon, lorsque l'on conspue, Monsieur Mondologne, la communauté insulaire, vous oubliez de rappeler que c'est la communauté insulaire historique, culturelle, linguistique, mais vous oubliez de dire que le 23 février 2024, cher Jean-Martin, il y a eu une déclaration solennelle des élus de la Corse, déclaration politique. Cette déclaration consacrait déjà la communauté insulaire historique et linguistique et culturelle ayant un lien singulier à la Corse. Je vous signale, Monsieur Mondologne, que vous l'avez signée, cette déclaration. Donc, ce qui vaut le 23 février 2024 en Corse ne vaut plus aujourd'hui dans cet hémicycle parce que le législateur et le constituant français a rajouté le mot insulaire. C'est, Monsieur Mondologne, je vous le dis, de l'intoxication intellectuelle et politique à l'égard des Corses qui nous écoutent. Je vous dis aussi également, lorsque vous nous dites que nous sommes sur le compromis du compromis, le compromis du compromis, cher Jean-Martin, aurait été d'accepter que ne figure plus la mention historique, que ne figure plus la mention culturelle, que ne figure plus la mention linguistique, que ne figure pas le lien à la terre corse. Le législateur, le constituant, dans le débat qui est celui de la France en 2026, a eu, nous l'avons ressenti, et certains de votre groupe d'ailleurs peuvent en témoigner, ils étaient là dans l'hémicycle, et pour ceux qui ont regardé à la télé, je pense que c'était palpable, le constituant français aujourd'hui a une forme de crispation importante à l'égard de la communauté, du mot communauté, plus largement du communautarisme. Ils ont voulu adjoindre ce que vous avez signé le 23 février 2024, le terme insulaire. Est-ce que pour autant nous avons enlevé tout le reste? Non. Est-ce que nous avons enlevé tout le reste? Non. Et vous nous dites, dans un mépris, je pense rarement égalé, Monsieur Mondologne, dans vos propos, vous comparez, je ne suis pas là pour défendre le constituant français, moi je suis nationaliste corse et je parle pour le groupe Fapo Pulu Insem.
Mais vous allez comparer l'Assemblée nationale française, qui est en train de modifier possiblement sa constitution avec l'Ouzbékistan. Alors déjà, c'est d'un mépris absolu pour l'Ouzbékistan, c'est d'un mépris absolu pour l'Assemblée nationale et pour les députés, mais c'est d'un mépris absolu aussi pour tout le travail qui a été fait. Moi, je ne comprends pas ce que vous voulez dans cet hémicycle et ce que vous voulez pour la Corse. Nous avons travaillé, nous avons, de là où nous venons, j'ai commencé par la délibération en autonomie du 5 juillet 2023. Est-ce que vous pouvez reconnaître une fois, par honnêteté intellectuelle, dans cet hémicycle, et je ne doute pas une seule seconde que vous en soyez largement pourvu, une fois que nous avons fait des compromis énormes, et d'aucuns nous reprochent, nous avons fait des compromis énormes pour faire avancer ce texte et pour pouvoir avancer sur la Corse. Et on vient de nous dire aujourd'hui, alors que pour la première fois, à ce niveau-là de responsabilité, où l'on consacre un pouvoir législatif, où l'on consacre l'existence de droits collectifs pour le peuple corse, à travers une communauté insulaire, historique, culturelle, ayant un lien à la terre corse, on nous dit qu'on joue un match contre l'Ouzbékistan. Une majorité de députés français qui votent pour un pouvoir législatif octroyé à cette Assemblée, on nous dit qu'on joue contre l'Ouzbékistan et qu'on va jouer demain contre l'Espagne. Moi, je vais vous dire quelque chose. Non plus, il n'y a pas de renoncement. On a renoncé à rien. On a juste choisi la voie du compromis et c'est extrêmement savoureux, Monsieur Mondolone, d'entendre à votre micro nous donner des leçons en renoncement. Lorsque, encore une fois, je lisais une interview de 2012, là, que je vous ai déjà rappelé dans cet hémicycle, où la journaliste vous demande si vous êtes autonomiste. Et si vous êtes pour l'autonomie, vous répondez oui, 1000 fois oui. Et vous venez nous dire ici, Monsieur Mondologne, que vous êtes simplement des régionalistes. D'autant plus que votre liste a été conduite, Monsieur Mondologne, par quelqu'un, Monsieur Marcangeli, qui a conduit votre liste, qui a largement et qui approuve largement ce processus. Vous dites également que nous avons un accord politique avec LFI. Là aussi, c'est malhonnête d'un point de vue intellectuel. Nous nous sommes adressés à l'ensemble de la représentation politique. Nous n'avons pas d'accord avec LFI, comme nous n'avons pas d'accord avec les groupes centristes. Nous parlons au nom des intérêts collectifs du peuple corse. Nous parlons au nom de les enfants. Après avoir été élus démocratiquement à plusieurs reprises. Et nous présentons devant la représentation française sans distinction, nous leur proposons un projet politique, nous discutons avec eux et nous avançons à ce niveau-là. Ce n'est pas un accord avec LFI, c'est encore de l'intoxication politique. Je dirais, et je termine là-dessus, Monsieur le Président, qu'il y en a, peut-être dans cet hémicycle et ailleurs, qui vont continuer à prôner l'échec comme seul avenir pour la Corse. Il y en a peut-être dans cet hémicycle ou ailleurs qui vont continuer à parier sur l'échec. Il y en a peut-être qui vont continuer dans cet hémicycle ou ailleurs à penser prospérer politiquement sur un échec. Je voudrais vous dire très, très sereinement et très clairement, avec beaucoup de détermination, que pour notre groupe et plus largement pour la famille politique que nous représentons ici, nous allons continuer à défendre ce projet politique. Nous allons continuer à convaincre vis-à-vis de ce projet politique et nous allons continuer à élargir parce que je voudrais vous dire aussi qu'il y a quelques mois, tous les contestataires de ce texte prenaient ce texte-là, le montraient, nous disaient « ce texte-là ne passera jamais l'étape de l'Assemblée nationale ». J'entends que ça vous fasse mal, mais vous devez accepter que démocratiquement, ce texte a été approuvé par une large majorité de députés à l'Assemblée nationale à Paris. Et nous le disons, nous allons continuer avec autant de sérénité et de détermination au nom du mandat politique qui nous a été confié par le peuple corse, à défendre ce texte auprès du Sénat, à convaincre, à élargir. Et je ne doute pas un seul instant que ceux qui prospéraient sur l'échec à l'Assemblée nationale vont continuer à le faire, mais nous allons continuer à nous battre en vous disant enfin que tous ceux que nous avons rencontrés pour élaborer ce projet politique, nos amis italiens, espagnols, de toutes les îles méditerranéennes que nous avons rencontrés, nous ont toujours dit l'autonomie, c'est un combat permanent. Nous sommes prêts à ce combat permanent, à ce combat démocratique pour faire réussir la Corse et pour laisser un peu d'espoir aux enfants de Corse. Merci.
Très bien. Merci pour cette Pas de intervention Tchaver- pétrie de sérénité. Pas de Tchaver-Rispond, tout le monde s'est exprimé. Souffrez. Souffrez d'écouter les autres. Tout le monde a dépassé, sauf Paul Félix qui reste 1 minute, et je serai précis. Non. Et à Fapo, où il reste, je pense, 10 minutes. 8 minutes, voilà. Oh. Bon, non, moi simplement, je vais faire juste là des commentaires non politiques, plutôt techniques et émotifs. Moi, je pense que j'ai fait le match et qu'autour de moi, il y a beaucoup de commentateurs de match. Je ne sais pas si j'ai marqué un but avant la pause fraîcheur. Par contre, ce que je sais, c'est que j'ai obtenu un vote français légitime avec une participation au Parlement français de 93%, qui a validé un vote non pas à 53% mais à 57%, qu'il y a 577 députés et 348 sénateurs. Donc le 60% de l'un ne fait pas le 60% de l'autre. Donc, monsieur le professeur de mathématiques, des fois je mens, des fois je truande les chiffres, mais là vous êtes allé bien plus loin que je ne suis jamais allé. Juste pour vous expliquer que le match d'après, c'est plus l'Ouzbékistan. Oui, et j'ai pondéré, mais il n'y aura jamais que 348 députés. Et sur ces 348 députés, il faudra, sénateurs, il faudra en convaincre peut-être 200. Mais je crois qu'il ne faut pas se satisfaire d'un vote qui a été abondé négativement par 120 voix RN et 16 ou 17 voix de leur droite factieuse rattachée. Ensuite, s'enorgueillir d'avoir 60 voix d'un bloc centriste de gauche et de droite qui viennent s'opposer à cette réforme, je crois que pour nous, c'est peut-être pas un très grand match, mais c'est quand même le match du moment où il fallait. Et moi, je suis fier d'avoir fait partie des joueurs de cette équipe qui a gagné. Très bien. Tout le monde s'est exprimé, tout le monde a dépassé, sauf nous. Monsieur Romain Colonna n'a pas dépassé. Nous donnons l'exemple. Donc, on va donner la parole à l'exécutif. On a été tolérants parce que c'est un dossier très important. Donc, la parole est à l'exécutif. Non, quelques mots. D'abord, pour remarquer en forme de sourire qu'y compris lorsque nous nous opposons et même que nous nous disputons, les échanges dans l'hémicycle au sein de l'Assemblée de Corse n'atteignent pas l'intensité et la forme ou les formes qui sont quelquefois prises au sein de l'Assemblée nationale. Et je pense que nous ne pouvons que nous en réjouir. De façon plus sérieuse, je pense, et y compris ceux qui cherchent à le contester, je pense que tout le monde sait bien que le vote qui est intervenu mardi est un vote capital et historique. Ce n'est pas nous qui le disons. Ce sont l'ensemble des observateurs français, étrangers, internationaux. L'Assemblée nationale, à une large majorité, a voté un texte en faveur de l'autonomie de la Corse, une autonomie avec pouvoir législatif, et ce faisant, elle a entériné par ce vote solennel, selon les formes de l'Assemblée nationale, pour une large part, la légitimité historique d'un combat qui a été mené dans l'île depuis des décennies, un combat qui était d'abord minoritaire, dans les urnes en tout cas, et qui est devenu, au fil des années, des luttes, des sacrifices, aujourd'hui très largement majoritaire, et c'est tant mieux, en tout cas en ce qui nous concerne. Je voudrais non pas réouvrir les débats, mais
répondre de façon souriante et indirecte, principalement à Jean-Martin Mondoloni, qui partage avec nous le constat que le chemin que nous avons choisi d'emprunter est un chemin long et difficile. Oui, il est long, difficile, quelquefois même il pourrait être désespérant, sauf que la récurrence des difficultés ne nous désespère jamais, parce que nous avons la foi dans ce peuple et dans cette terre, et sur ce long chemin, Tamantashtra, nous essayons d'accomplir pas après pas et de nous rapprocher des objectifs qui sont les nôtres et que nous revendiquons et dont nous savons qu'ils doivent se construire patiemment au fil du temps et par la démocratie. Et à chaque pas que nous franchissons, vous nous expliquez pourquoi nous allons échouer lors du suivant. Et donc, j'y vois là peut-être une forme de pessimisme dont je voudrais vous affranchir et vous inviter, comme nous, à faire le pari de l'espoir. Le texte a été voté, et ça a été souligné, à une large majorité. Je reprends mes lunettes pour être sûr de ne pas m'éloigner des calculs mathématiques, comme ont pu le faire certains. 271 contre 202. Et comme vous savez que la vie politique française, a fortiori dans la perspective de l'élection présidentielle, est aujourd'hui fortement polarisée autour de 3 grands groupes ou 3 grandes familles politiques. L'extrême droite, même si elle explique qu'elle n'est pas l'extrême droite, LFI, qui dit qu'elle n'est pas d'extrême gauche, le centre, avec la gauche et la droite, et puis des expressions qui essayent de s'abstraire de cette tripartition de la vie politique française. Alors vous nous dites, à nous, majorité, mais vous avez gagné grâce à un pacte faustien avec LFI. Pour avoir fait partie de celles et ceux, notamment avec les députés de la Corse depuis 2017, les 3 députés nationalistes qui ont expliqué à l'ensemble de la représentation nationale française ce que nous sommes, qui nous sommes et ce que nous voulons, je peux vous dire que nous n'avons aucun pacte secret ou public avec LFI. Et nous avons même, et je le dis très tranquillement, des désaccords politiques profonds avec cette formation politique. Mais nous savons que pour réussir à obtenir le statut d'autonomie, nous avons besoin de 3/5 des votes exprimés de la représentation nationale française, réunie en congrès, le Sénat plus l'Assemblée, donc il nous faut 3/5, et que pour atteindre 3/5, nous devons convaincre le plus largement possible. Et dans cette perspective, nous avons exécutifs, représentants de groupes de l'Assemblée de Corse, rencontré l'ensemble des formations politiques représentées à l'Assemblée nationale, comme nous le ferons au Sénat. Et en cette occasion, et parce que c'est mon devoir et ma responsabilité, mandaté par le Conseil exécutif, j'ai également rencontré Marine Le Pen. C'était la première fois de ma vie que j'avais un échange avec elle, bien sûr, mais je dirais même que c'est la première fois de ma vie que j'avais un échange politique avec une représentante ou un représentant du Rassemblement national, même en Corse. Je n'avais jamais eu un échange politique, échange de courtoisie, salutations, et un échange informel, j'en avais eu, mais je n'ai jamais eu. Je l'ai fait, et elle a accepté de le faire, et je l'en remercie. Et donc oui, il y a eu lors de ce scrutin public, effectivement, 60 élus de la France insoumise qui ont voté en faveur du projet de révision constitutionnelle et du statut d'autonomie, et je les remercie. Je les remercie et je prends note que ce vote a été expliqué dans le cadre d'une doctrine politique d'ensemble à laquelle je souscris sur ce point-là, qui consiste à dire, pour la Nouvelle-Calédonie, la Kanaki, nous reconnaissons d'ores et déjà aujourd'hui le droit à l'indépendance,
du peuple kanak, en tout cas le droit à l'autodétermination. Pour ce qu'il est convenu d'appeler les régions et territoires d'outre-mer, eh bien, nous écouterons ce que disent les peuples et les suffrages universels dans ces territoires, et s'ils souhaitent l'autonomie, nous irons vers l'autonomie. Et puis pour la Corse, c'est LFI qui parle, nous soutenons l'autonomie parce que le peuple a parlé, parce que c'est le sens de l'histoire. Et sur ce point-là, pas sur les autres, sur ce point-là, je partage l'analyse de LFI, donc je les remercie d'avoir voté au terme d'échanges, au terme de discussions, au terme d'amendements auxquels nous avons assisté. Mais de la même façon que je remercie les 60 membres de LFI qui ont voté, je remercie les 66 élus et députés d'Ensemble pour la République, qui ne veut absolument rien avoir à faire avec LFI, mais qui a choisi de soutenir l'autonomie. Et je remercie de la même façon les 41 socialistes et apparentés qui ont voté en faveur de la révision constitutionnelle et du statut. Comme je remercie, bien sûr, Fabrice Brun, de la droite républicaine, député de l'Ardèche, qui, en son âme et conscience, a voté en faveur du statut d'autonomie. Comme je remercie, bien sûr, eh bien, les 25 députés démocrates, le centre droit, qui ont voté. Comme je remercie les 22 députés d'Horizon, qui, sous la houlette de Laurent Marcangeli, qui, en cohérence avec ses engagements publics et ses votes, a, tout au long des débats, exprimé clairement sa position et a réussi à convaincre la quasi-totalité de son groupe, comme je remercie, bien sûr, les élus écologistes, Sandra Régol, les 27 élus écologistes qui ont voté. Et avec, en ce qui concerne Sandra Régol, des propos, et je vous le dis aussi, qui nous ont touchés, qui nous ont émus. Comme nous ont touchés et émus des propos, y compris de députés qui n'ont pas voté ou qui ont voté contre, qui ont reconnu qu'il se passait en Corse quelque chose de singulier et que cette terre et ce peuple devaient être considérés et pris en compte. Et moi, je crois que déjà, avant même de parler du résultat, le fait que ce débat ait eu lieu, dans des conditions de respect réciproque, qui n'existent pas toujours, vu l'hystérisation de la vie politique française, et le fait que la quasi-totalité, et pour le coup, tous les groupes de l'Assemblée nationale aient dit que, je cite, « personne ne conteste le fait que la Corse doive avoir son autonomie », est déjà une victoire. Insuffisante pour nous, mais c'est une victoire. Même si, derrière le terme autonomie, effectivement, certains mettent des concepts qui sont tout à fait différents, d'ailleurs jusqu'à qualifier d'autonomie ce qui n'en est pas. Puisque, pour parler du Rassemblement national, par exemple, sur le critère décisif de l'autonomie, c'est-à-dire le pouvoir législatif, ce que propose le Rassemblement national, c'est un pouvoir d'adaptation encore plus verrouillé et corseté que celui totalement inefficace que nous avons aujourd'hui. Donc non, indépendamment de toutes les oppositions irréversibles que nous pouvons avoir avec le Rassemblement national, non, le Rassemblement national n'est pas en faveur de l'autonomie de la Corse. Et donc, avant d'aller plus loin, moi je remercie l'ensemble de la représentation nationale et je respecte aussi ceux qui ont voté contre, comme je respecte ceux qui se sont abstenus ou ne sont pas venus voter. Et je sais que parmi ceux-là, il y en a qui sont ou qui auraient été opposés, comme il y en a qui sont ou qui auraient été favorables. Et je continue à dire que nous avons à les convaincre, comme nous avons à convaincre le Sénat. Et là, je vous le dis aussi, je suis d'accord avec vous, rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Mais cette victoire, cette reconnaissance symbolique et ce vote politique de l'Assemblée nationale en faveur du statut d'autonomie, rien ni personne ne peut en atténuer la portée qui est une portée capitale, a fortiori lorsque on sait ce qu'est l'histoire profonde de la construction de la nation et de l'État en France.
car quand bien même ce texte serait-il jugé insuffisant et dans des termes, à mon sens, excessifs, par Josefa Giacometti, qui a porté ici la voix de Corsica Libre, eh bien, ce texte heurte au plus profond, et on l'a vu, lors notamment des derniers jours et des dernières semaines. Il heurte au plus profond ce qui continue d'être l'ADN de ce qu'il est convenu d'appeler l'État profond et celles et ceux qui y sont attachés, c'est-à-dire un jacobinisme intégriste, une vision dévoyée de la République et de ses valeurs qui font que, dès lors que l'on envisage, ne fût-ce que de façon marginale, de remettre en cause les dogmes de l'égalitarisme, on est déjà dans la menace de la destruction de l'État, de la République et de la France. Donc ça, c'est le constat. Alors, en quelques mots, ce texte, j'invite celles et ceux qui n'en connaissent que ce qu'en disent les réseaux sociaux à le lire. Et ensuite, à voir si oui ou non, notamment pour nous qui sommes nationalistes, ils respectent le cahier des charges que nous étions fixés. Romain Colonna l'a dit, il n'est pas le texte idéal, y compris de compromis, auquel ont adhéré les nationalistes, soit par le vote, Corinne Fronte, soit par l'abstention, Corsica Libre, sur la délibération du 5 juillet 2023. C'est vrai, Jean-Martin. Et là aussi, votre présentation n'est pas complète. Oui, nous sommes pour, dans l'idéal, et c'est notre objectif, un statut d'autonomie qui soit, pour résumer, celui qui est mis en œuvre depuis des décennies avec réussite aux Açores, dans un Portugal qui est un État unitaire, dans un archipel où il y avait un mouvement indépendantiste, dans un archipel où l'autonomie a permis le développement économique et social et n'a pas débouché sur une revendication indépendantiste, et dans un archipel où l'État unitaire exerce l'ensemble des compétences et où la collectivité autonome a les autres. Donc oui, nous souhaiterions un État qui exerce les compétences régaliennes et une collectivité autonome de Corse qui exerce de façon apaisée et dans le cadre d'une relation de respect réciproque l'ensemble des autres compétences. Mais vous avez oublié de dire que ça se construit dans notre perspective sur la durée d'une génération, entre 15 ans, 20 ans, 25 ans. Oui, nous voulons ça. Et je crois qu'il n'y a rien d'inquiétant ni d'illégitime à le demander et nous continuerons à le faire. Est-ce que c'est ce qui est proposé dans le texte? Non. Est-ce que le texte le permet? Oui. Et en cela, nous avons accepté d'aller vers un compromis qui s'est élargi, je vous le rappelle, par rapport à la délibération de 5 juillet 2023, à une partie de votre famille politique et une partie du groupe tel qu'il est composé à l'issue des élections territoriales. Le reproche que je vous fais, très amicalement, c'est que vous avez voté et vous avez soutenu bon nombre des dispositions de ce projet de loi constitutionnelle à l'exclusion du pouvoir législatif. Ce que je vous reproche, très amicalement, c'est au moment où la tempête a soufflé le plus fort contre le texte, notamment lors des dernières semaines, elle n'a jamais soufflé contre le pouvoir législatif. Le débat sur le pouvoir législatif, son principe et sa mise en œuvre va venir très certainement devant le Sénat. Mais si ce texte a été attaqué, si ce texte a été dénigré, si ce texte a été combattu de façon impitoyable, à notre sens excessive, jusqu'à aujourd'hui, c'est essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, sur l'article 1er. Un article 1er que vous avez voté, que vous avez soutenu, et ce que je vous reproche, parce que vous êtes un élu de la Corse, c'est de ne pas avoir eu un mot pour défendre, pas eu un mot pour défendre ce que vous avez voté, ce que vous avez soutenu, parce que non seulement vous avez soutenu l'article 1er, la communauté, avec un lien historique, avec un lien à sa terre, avec son histoire, avec sa langue, avec sa culture, vous nous avez dit ici, oui, et vous l'avez dit devant les Corses, et jamais une fois, y compris à la veille du scrutin, à la veille d'un scrutin décisif, vous n'avez dit « je suis en faveur de cela ». Jamais une fois.
Pas une fois, vous n'avez dit « je suis en faveur d'un statut de résident » alors que vous l'aviez validé. Pas une fois, vous n'avez dit « je suis en faveur d'un statut de la langue corse » alors que vous l'avez validé. Voilà le reproche que je vous fais. Mais regardez bien, ce reproche, je le fais ici, contrairement à d'autres. Moi, je n'importe pas devant l'Assemblée nationale nos débats et quelquefois nos querelles. Je considère qu'ils nous concernent. Moi, je suis allé avec le reste du Conseil exécutif et avec les élus qui soutiennent le projet de loi constitutionnelle et le statut d'autonomie. Je suis allé pour leur expliquer ce que nous voulons, ce que nous avons voté, qui nous sommes. Jamais, pas une fois, ni dans un discours public, ni dans une réunion, ni dans une conversation privée, je n'ai eu un mot, non seulement pour dénigrer ceux qui sont contre nous, mais même pour taire leur existence. Moi, j'ai toujours dit, pas un mot pour dénigrer, pas un mot pour critiquer. La présentation exacte, clinique, de la réalité, des rapports de force démocratiques et des votes. Alors, je termine en disant, m'adressant à Josepha, vous nous dites que vous êtes affaiblis. Vous êtes affaiblis et vous affaiblissant et nous affaiblissant, du coup, vous avez permis aux démons jacobins de se manifester. Je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Vous dites que vous leur avez redonné de la force. Oui. Mais moi, je vous dis aussi que le choix que nous avons fait, et nous l'avons fait en notre âme et conscience, c'est ce que nous avons considéré être le mieux à même de défendre et de permettre et de rendre possible ce qui, pour nous, reste un objectif. Et je vous rappelle que vous aussi, lorsque nous étions sur ces bancs ensemble et que nous avons eu à composer dans un autre contexte, nous avions déjà des désaccords, mais nous avons été obligés de soutenir et de voter ensemble une proposition sur une perspective de révision constitutionnelle qui était très en deçà de celle que nous avons obtenue aujourd'hui. Dans cette perspective-là, il y a deux éléments qui faisaient défaut. Et vous savez que même si nous étions déjà en désaccord sur un certain nombre de points, jamais vous n'avez envisagé de rompre la discussion. Jamais au moment où nous avons voté cela. Et lorsque nous avons voté cela, nous avons voté en faveur d'un texte dans lequel il n'y avait ni le peuple corse, ni une communauté historique, linguistique, culturelle ayant un lien à la terre corse, ni même le principe du pouvoir législatif, qui est aujourd'hui explicitement reconnu. Donc, continuons nos débats parce que, moi je vous le dis tranquillement, vous avez le droit de retenir des débats ce qu'a dit le rapporteur Boudier. Moi je ne cache rien, et les Corses ont le droit de se faire leur opinion. Moi ce que je dis aux Corses, c'est que l'accord politique que nous avons et qui est public, et le texte tel que nous l'avons défendu, doit, et ça a été validé par toutes celles et tous ceux, et entendu par toutes celles et tous ceux qui étaient autour de la table, du côté du gouvernement comme du côté des élus de la Corse, doit permettre et va permettre une loi organique qui, notamment, doit mettre en œuvre un statut de résident dans le domaine immobilier, qualifié au prix d'une ruse sémantique par le ministre Darmanin de statut de résidence, nous expliquant que, et vous le savez, et nous l'avons expliqué aux sénateurs et aux députés, qu'il y avait un certain nombre de lignes rouges politiques sur des termes qui avaient été posés, notamment par le président de la République et donc reprises par le gouvernement. Nous avons toujours été clairs, y compris dans la déclaration politique solennelle que nous avons signée le 24 février au moment de nous rendre à Paris, que sur la question de la langue, nous souhaitions un statut qui permette à la langue d'être officielle sur le territoire de l'île de Corse et notamment de parvenir à travers ce statut à un bilinguisme apaisé et progressif, ce qui est la définition, nolens volens, de la co-officialité. Comme nous avons précisé dans notre déclaration politique et comme nous avons fait acter que nous souhaitions, dès lors que la révision constitutionnelle serait adoptée, mettre en place un statut de résident qui n'est pas un statut ethnique,
qui n'est pas un statut fondé sur le droit du sang, avec des distinctions pour les résidents qui existent déjà dans le droit français, y compris en dehors de l'autonomie, et un statut qui donc nous fait différer radicalement, eh bien, de la conception du peuple et de la nation, non pas corse, parce que le Rassemblement national ne développe aucune conception du peuple corse, et que ses arguties et ses postures ne visent en fait qu'à piéger, parce que lorsque le Rassemblement national parle de priorité régionale pour le foncier et pour le logement, en disant notre projet c'est cela, sur quels critères l'établit-il? Sur quels critères l'établit-il la priorité régionale? Sur la naissance? Sur le nom? Sur le fait de ne pas être arabe ou portugais? Il faut le dire, nous le disons. Le statut de résident, c'est sur la base de la résidence et d'une durée de résidence. Et en cela, je vous le dis aussi, nous ne sommes pas gênés par l'article 1er de la Constitution, parce que les valeurs de la République, qui sont aussi les valeurs de Pasquale Bauli, qui sont des valeurs universelles, nous les partageons. Nous n'avons pas besoin de faire semblant de les partager. Là, lorsqu'un article 1er de la Constitution vient dire qu'on ne fait aucune distinction entre un citoyen sur le fondement de son origine, sur le fondement de sa religion ou sur le fondement de sa race, je suis d'accord avec l'article 1er de la Constitution. Et ça ne me gêne en rien sur le terrain des principes que l'article consacré à la Corse ou le titre consacré à la Corse le rappelle. Par contre, si ce rappel devait demain limiter notre droit à mettre en place des politiques qui soient conformes à ce que je viens de dire, oui, ça poserait un problème. Et donc, nous prendrons, y compris dans le temps qui nous sépare de l'examen au Sénat, le temps d'expliquer cela, le temps de consulter juridiquement, le temps de ne rien cacher, ni aux députés, ni aux sénateurs. Nous, notre conception du peuple corse, elle n'est pas fondée sur le droit du sol. Nous, notre conception du peuple corse, c'est un projet, c'est une appartenance. Notre peuple, et nous l'avons dit ensemble, et nous réfléchissons à le mettre ensemble en forme juridiquement. Et nous essaierons de le faire partager. Et ce n'est qu'à cette condition que nous réussirons. Et donc, bien sûr, nous n'avons pas réussi. Mais tout cela reste possible. Et pourquoi ça reste possible? Ça reste possible parce que, alors qu'on nous disait que le texte ne passerait jamais, alors qu'on nous disait quelques semaines encore avant son examen que les députés de la nation n'accepteraient jamais, alors que beaucoup de ceux que nous avons rencontrés étaient sceptiques et quelquefois hostiles, nous leur avons parlé. Nous leur avons dit qui nous sommes. Nous leur avons dit d'où nous venons. Nous leur avons dit où nous voulons aller. Et nous leur avons dit que nous avions foi en la démocratie. Et cet argument de nous, le chaos, Jean-Martin, ne le reprenez pas à votre compte. Nous, avec vous, on a tout fait pour sortir la Corse du chaos. Parce que le chaos, c'est une chose de le commenter depuis Paris. Et c'en est une autre de le vivre ici, avec nos enfants ou nos petits-enfants demain qui risquent d'y être confrontés. Donc s'il y a des gens qui veulent éviter à tout prix le chaos, et s'il y a des gens qui veulent construire une Corse de paix, d'émancipation et de démocratie, ils sont ici, sur tous ces bancs. Et ça, personne n'a le droit d'en douter. Et donc moi je termine en disant, oui c'est une victoire, oui c'est un pas majeur, oui c'est un vote historique de l'Assemblée nationale, et oui il nous reste du travail, mais aujourd'hui plus que jamais, je sais que nous allons réussir. Président, merci. Vraiment un mot. Vraiment un mot. Je me donne très rarement à cette pratique. J'ai été mis en cause sur un thème très précis. Donc j'invite Gilles Siméon et ses collaborateurs à vous procurer 2 bandes sonores et télévisées, celle du jeudi 18 à 19h25 sur France 3 et celle d'RCFM mardi 24 à 8h50. Je ne vous autorise pas à dire que je ne suis pas venu en défense de l'article 1 tel que nous l'avons ensemble coécrit. C'était bien de le préciser. Oui.
Alors là, je vais vous répondre et pour terminer le débat, vous l'avez dit, sûrement, je n'ai pas écouté ces émissions, mais vous ne l'avez pas dit très fort et surtout vous ne l'avez pas dit à celles et ceux à qui il fallait le dire. C'est-à-dire ceux qui allaient voter, peut-être qu'ils auraient voté différemment si Jean-Martin Mandoleoni, républicain, avait dit « Moi, je suis pour la communauté ». Moi, je suis pour le peuple. Moi, je suis pour la langue corse. Moi, je suis pour le statut. Mais ça, je ne l'ai pas entendu et je ne pense pas que vous puissiez me citer des extraits d'articles où vous l'avez dit. Très bien. Dites-moi quand vous l'avez dit, je l'écouterai religieusement pour m'endormir le soir. Très bien. Donc, merci pour ce débat passionnant. Il n'y a pas de vote. Et je vous propose de suspendre 2 minutes et de reprendre avec l'ordre du jour.
Ultimo più, che tutto il mondo rivenga alla sua piazza, chiamate quelli che sono fuori, tout le monde rejoigne sa place, s'il vous plaît, appelez les élus de vos groupes. Et on continue, sinon on ne va jamais s'en sortir. Aspetto io. Che tutto il mondo voglia andare sulla piazza per piacere, revenir dans l'hémicycle pour ceux qui sont dehors, et on va pouvoir continuer. Donc, avec le rapport 144, c'est l'approbation du procès-verbal. On fera les désignations demain et on continue avec le CFU. Donc, est-ce qu'il y a des remarques sur le procès-verbal? Il n'y en a pas. Donc, je peux le mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Il est adopté. Ringraziavi. On peut passer au rapport 128. L'approbation du compte financier unique de la collectivité de Corse. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Alors, ce rapport, il fait un peu la transition avec, y compris le débat précédent, et je regrette un peu que Jean-Martin Mondologne et Josepha ne soient plus là, parce que j'aurais voulu aussi... Bon, alors, je commencerai sans eux, néanmoins, puisque je voulais démarrer en expliquant un petit peu le sens aussi de ce CFU, la situation, vous le savez, nous l'avions déjà abordé les années précédentes, en tout cas l'année dernière, de contraintes qui est la nôtre. On est rentré dans un cycle de contraintes, un nouveau cycle qui va que l'on estime au moins sur 24, 25, 26, 27, qui nous oblige bien sûr à nous adapter. Ce cycle, il est dû, bien entendu, on en a largement débattu l'année dernière, au contexte de crise nationale, la crise politique, la crise sociale, économique, augmentée aujourd'hui aussi par les conflits et les guerres, aussi bien en Ukraine qu'entre l'Iran et les États-Unis. Mais il est surtout dû, et c'est ce que je voulais dire, ça allait peut-être être un irritant supplémentaire pour Jean-Martin, à notre structure financière et budgétaire sous-dimensionnée. Et nous le disons avec récurrence, aujourd'hui, la collectivité de Corse ne peut pas, à droit constant, financer l'ensemble de ses compétences et l'ensemble des besoins des Corses. Et que là aussi, sans pouvoir législatif, sans pouvoir fiscal, sans pacte budgétaire, financier et fiscal, on voit bien les limites de l'exercice budgétaire annuel et les difficultés que nous avons, les uns et les autres, y compris à expliquer nos politiques budgétaires. Donc ça, c'était le premier point, je voulais le signaler, et malgré tout, vous verrez tout à l'heure que dans la présentation et l'adaptation que nous avons fait à cette situation de contrainte, nous arrivons malgré tout par une forme de rigueur, par une forme de maîtrise, par aussi des politiques de réduction de dépenses, y compris d'investissement, à faire en sorte que notre budget soit équilibré, voire excédentaire. Mais je voulais le signaler. Aujourd'hui, si nous avions la possibilité, par exemple, du pouvoir fiscal, je le rappelle, nous pourrions, par exemple, bénéficier de l'entièreté du transfert de TVA. La TVA, aujourd'hui, reversée, c'est à peu près 250 millions par le gouvernement, ou par l'État, plus exactement, alors que le produit de la TVA généré en Corse, c'est autour du milliard. Donc vous voyez bien le gap qui est le nôtre aujourd'hui et la manne financière que l'on pourrait mobiliser. De même, si nous avions le pouvoir fiscal, nous pourrions, par exemple, mettre en place une taxe, je l'avais dit aussi,
spéculative sur les opérations spéculatives qui pourraient rapporter plusieurs dizaines de millions d'euros par an à la collectivité de Corse. Là aussi, ce serait un levier puissant pour financer les besoins de la collectivité. Et c'est la réponse que je voulais faire aussi à Josépha, puisqu'elle nous demandait ce qui était essentiel pour nous dans l'autonomie. Elle n'est plus là pour l'entendre, mais je veux le dire, ce qui est essentiel pour nous demain, si nous avions le pouvoir fiscal notamment, c'est à travers la TVA, financer nos infrastructures, et nous en avons un grand besoin. À travers la taxe dont je vous parlais, antispéculative, financer nos politiques de logement, et vous savez comme c'est nécessaire. À travers la taxe, par exemple, décarbonation, on voit bien sur le sujet des ETS aujourd'hui. Si cette taxe-là, qui reste malgré tout une taxe vertueuse, mais si elle était adaptée, y compris à notre réalité insulaire, on pourrait y compris se servir de cette recette pour financer la transition écologique et le renouvellement des flottes, de la flotte de navires, par exemple. À travers une taxe environnementale, si nous avions le pouvoir de le faire, nous pourrions financer tout l'entretien de nos politiques et d'entretien de nos espaces naturels. Voilà des sujets qui démontrent bien que si demain nous avions l'autonomie, concrètement, ce qui changerait pour les Corses. Donc c'est aussi la réponse que je voulais apporter à Josépha, et parce que c'est tout aussi essentiel. C'est essentiel de pouvoir aujourd'hui répondre aux besoins des Corses. C'était une aparté sur la présentation de ce budget qui fait écho au débat précédent. Alors, dans cette période de contrainte, comme je disais précédemment, nous sommes dans une logique d'adaptation avec une volonté, je l'ai dit, d'une forme de rigueur que nous devons et que nous avons mise en œuvre et qui aujourd'hui porte aussi ses fruits. Une rigueur sur la maîtrise des dépenses, vous le verrez. Nous avons en 2025 maîtrisé totalement nos charges de fonctionnement qui n'augmentent pas. Une politique aussi, une volonté aussi de maîtriser notre endettement, c'est important, on le sait. On parlera de la dette comme on en parle chaque année. Nous avons bien sûr l'explication récurrente là aussi sur le niveau d'endettement de la collectivité de Corse qui n'est certainement pas face à un mur de dette, qui peut aujourd'hui largement se désendetter, et j'en parlerai tout à l'heure, mais qui doit faire attention parce que aujourd'hui, lorsque l'on emprunte, le coût de l'argent n'est plus le même qu'il était en 2022 ou en 2023. C'est une réalité. On doit aussi la prendre en compte. On ne peut pas faire fi de cet aspect aujourd'hui qui fait que lorsqu'on empruntait à 1% il y a 3 ans, aujourd'hui on emprunte à 4% et on voit bien que les charges d'intérêt pèsent. Donc il faut aussi être en situation de maîtrise. Et enfin, il est bien entendu pour nous, et vous le verrez, il y aura une traduction dans ce budget, nécessaire de réduire la voilure sur les investissements. Nous avons eu ce débat à plusieurs reprises. Déjà l'année dernière, nous avons dû faire une baisse des investissements, passant à peu près de 360 à 340, et vous verrez que cette année, nous sommes à 305 millions d'investissements. C'est notre réalité, et ce débat, nous l'avons eu en session à plusieurs reprises, et j'ai entendu un certain nombre de conseillers, je crois Paul Félix Bénédette en particulier, nous dire que nous n'avions plus les moyens de financer notre politique d'investissement. Et nous inscrivons faux, nous le faisons, mais nous devons aussi, sur cet aspect, forcément s'ajuster. Pour autant, moi je l'ai dit à plusieurs reprises, notre capacité de financement aujourd'hui, elle se situe entre 300 et 330 millions d'investissements. Ça, c'est notre réalité budgétaire. 300 millions les années les plus difficiles, c'est un peu le cas cette année, et jusqu'à 330 de mon point de vue, lorsque les choses s'assouplissent un petit peu. Voilà le cadre de travail de ce CFU et de la présentation donc de ce document qui, pour entrer dans le détail des chiffres, s'élève aujourd'hui en recettes et dépenses à 1,476 milliard, avec d'abord une capacité d'exécution budgétaire solide, des taux de réalisation importants, 98%, plus de 98% en section de fonctionnement, un peu moins que l'année dernière,
et à peu près 95% en section d'investissement, là aussi en légère baisse, ça reflète ce que je vous disais tout à l'heure. Avec une répartition des dépenses qui évolue légèrement, mais sur la totalité de ces dépenses, 75% aujourd'hui financent la section de fonctionnement et 25% la section d'investissement. Alors vous nous direz, ça se dégrade par rapport à l'année passée. Il faut le modérer, puisque dans les dépenses de fonctionnement, on y intègre bien sûr la dépense de dotation de continuité territoriale de 50 millions, qui vient bien sûr faire varier le curseur des pourcentages. Sur les dépenses de fonctionnement, 1 milliard 110 millions. Elles sont en progression de 4,72 par rapport à 2024, mais bien sûr, là aussi, si on retraite ces dépenses de la dotation de continuité territoriale des 50 millions dont je vous parlais, vous voyez qu'elles redescendent à 1,60 million, ce qui fait que nous sommes exactement ou globalement au même niveau de dépenses que l'année dernière. Donc, vous le savez, un certain nombre d'élus ici sont aussi des maires ou des présidents d'intercommunalités ou des élus, notamment en charge des finances, et savent très bien que c'est un effort important. Je regardais les ratios, en tout cas les statistiques des autres régions françaises, et on s'aperçoit que dans les régions françaises, l'année dernière, les charges de fonctionnement ont augmenté entre 1,5 et 2%. Donc on fait mieux, on est à ISO, nous, par rapport à 24, et ça se retrouve dans le détail de nos charges. Les charges à caractère général, elles diminuent de 4%, 90 millions. Les charges de personnel, elles diminuent. Je crois qu'il faut aussi le mettre en avant, hein, même si notre volonté absolue, ce n'est pas d'être dans des politiques d'austérité sociale, et ce n'est pas le cas, hein, pas du tout, au contraire. Il y a un haut niveau de politique sociale au sein de la collectivité de Corse, et vous le savez tous, mais il y a eu des efforts qui ont été faits, hein, de rationalisation, y compris de non-remplacement, pour être clair, de départ à la retraite, parce qu'entre l'exercice 24 et l'exercice 2025, c'est à peu près une baisse d'effectifs de 100 agents que l'on retrouve aujourd'hui dans les comptes budgétaires de notre collectivité. Donc elle s'élève aujourd'hui à 241 millions contre 244 millions l'année dernière. Il y a par contre le budget de l'APA qui augmente, donc une évolution de 6,28. Ça aussi, ça traduit, l'APA étant bien sûr l'allocation pour l'autonomie, qui traduit aussi le niveau à la fois démographique, avec une population qui vieillit, mais aussi le niveau aussi de précarité de la population corse, en particulier de nos seniors, et en particulier dans les zones rurales. Les charges de gestion courante, elles atteignent 598 millions, mais là, de la même façon, si on les retraite de la DCT, elles n'augmentent que d'à peu près 1%. Et dans ces charges, il y a les participations de la collectivité aux divers organismes, dont les agences et offices, et je veux le dire parce que c'était déjà le cas l'année dernière où il y avait une stabilité. Dans l'effort budgétaire, il y a l'effort qui est fait par la collectivité de Corse, mais il y a l'effort aussi qui est demandé à l'ensemble des satellites de la collectivité de Corse, puisque la dotation allouée aux agences et offices diminue de 64 millions à 61 millions en 2025. Et c'est la même chose pour Ugamini Vardia Gours, c'est la même chose pour le syndicat mixte de l'abattage, etc., etc. Donc on a demandé à l'ensemble des satellites aussi de rentrer dans une logique, de participer à cette logique de contrainte et de faire bien sûr des efforts. Les subventions, elles, parce que ça aussi c'est une volonté affirmée de la collectivité de Corse, malgré les difficultés et les contraintes que nous connaissons, nous l'avons toujours dit, nous voulions toujours être auprès des acteurs, des territoires et des acteurs qui font vivre les territoires, principalement le secteur associatif et tous ceux qui sollicitent des subventions auprès de la collectivité de Corse. Là, ce poste-là, il augmente de 1,58%. Et enfin, bien sûr, j'en ai parlé tout à l'heure, et pour être transparent, les charges financières aujourd'hui, elles aussi augmentent
à peu près 32 millions pour l'exercice 2025, en progression de 7,70% par rapport à 2024. Je vous expliquais le mécanisme du coût de l'argent. C'est pour ça qu'il est nécessaire aussi de travailler sur la rationalisation du niveau d'emprunt, de la dette en tout cas. Les recettes de fonctionnement, elles, s'établissent à 1,293 milliard, une progression de 7,7% par rapport à l'année dernière. Mais là aussi, il faut les retraités de la DCT, de la dotation de continuité territoriale. Et si on le fait, on s'aperçoit que la progression, elle n'est que de 3%. Et si on retraite, pour être là aussi très objectif, d'une recette, un reliquat d'excédent de l'Office des transports de 10 millions qui était venu abonder le budget 2024, on se retrouve sur une augmentation de recettes d'un peu plus de 2%. Trois catégories de recettes. La fiscalité, qui est toujours, malgré tout, et malgré les logiques de restriction du gouvernement, notamment l'écrêtement de la TVA, qui est toujours la recette qui est la plus dynamique pour nous. C'est à peu près 790 millions de recettes, une hausse de 3,70% par rapport au CFU. Il faut le dire, ces 5 dernières années, en tout cas de 22 à 25, ces 4 dernières années, la progression de nos recettes, elle est essentiellement portée par la fiscalité. 90% de la progression des recettes, c'est l'augmentation des recettes liées à la fiscalité. Vous voyez que c'est un enjeu essentiel. Et c'est pour ça que nous sommes persuadés que le pouvoir fiscal, c'est un élément incontournable demain, y compris, bien sûr, pour l'impact budgétaire, mais surtout pour améliorer le quotidien des Corses. Les dotations et participations, le deuxième poste de recettes, c'est 368 millions. Alors, en augmentation, si on retraite la DCT, là aussi, d'un peu plus de 2%. C'est déjà bien, j'ai envie de dire. Ça fait partie des choses où on a eu quelques bonnes surprises, parce que dans notre attitude prudentielle, nous avions évalué plutôt une augmentation inférieure. Mais ça reste inférieur, vous voyez, largement à la dynamique de la fiscalité. Et enfin, les recettes sectorielles de fonctionnement, qui s'élèvent aujourd'hui à 128 millions, principalement qui sont des recettes liées aux prestations sociales qui nous sont reversées. C'est à peu près 91 millions entre l'APA, le RSA et la PCH qui nous sont reversés. Mais je veux vous dire, je le dis, je vous parlais tout à l'heure de l'augmentation dynamique de la dépense. On a 91 millions de recettes qui ne compensent pas les 130 millions de dépenses que l'on a sur ces dispositifs. Donc, quand vous faites la différence, vous voyez qu'il y a une quarantaine de millions qui, chaque année, sont pris sur les fonds propres de la collectivité de Corse. Et enfin, le secteur des services généraux, qui connaît une augmentation de 7,2%, principalement des loyers, des remboursements liés aux mises à disposition de personnel, ou à la gestion des titres restaurants et des indemnités d'arrêt maladie. Donc ça veut dire que là aussi, on a une gestion dynamique aussi de nos recettes sur les services généraux, et ça se sent aussi dans la progression de 10%. Le reste, ce sont des recettes habituelles, la formation, l'action économique, l'aménagement du territoire, l'environnement, la culture et le social, la sécurité et les fonds européens. Pour ce qui est maintenant de l'investissement, sur les dépenses d'investissement, c'est ce que je vous disais dans mon introduction, on connaît une baisse de 366 millions contre 436 millions avec un taux de réalisation d'à peu près 95%. Hors remboursement du capital de la dette, en réalité, c'est un peu plus de 305 millions contre 342 l'année dernière, une perte de 10%, c'est ce que je vous disais, une baisse de 10%. Alors, c'est une baisse qui est assumée, d'abord, en grande partie en tout cas, par une vision prudentielle. Moi, je vous le disais dans mes propos introductifs, notre structure budgétaire actuelle, dans le cycle qui est le nôtre aujourd'hui, elle ne nous permet pas de faire beaucoup plus.
300 millions dans les périodes les plus difficiles, certainement autour de 330 millions quand on aura des années un peu plus fastes. Mais aujourd'hui, voilà, c'est le socle de notre possibilité d'investissement dans la forme budgétaire actuelle. Donc, attitude prudentielle en 2025 parce qu'on manquait de lisibilité. De manière très claire, nous mettions de lisibilité, notamment sur nos recettes, puisque vous savez que la crise budgétaire française a impacté, y compris la préparation de notre budget. Et jusqu'au dernier moment, on avait du mal à évaluer les recettes. Bon, il s'avère qu'en fin d'année, nous avons eu plutôt de bonnes nouvelles là-dessus, notamment avec une DMTO, un rebond de DMTO de plus de 10 millions par rapport à l'année dernière. Et donc, nous avions posé nos estimations sur la recette de 24. On fait plus 10 millions, plus 11 millions. Et ce qui explique aussi que nous aurions pu, en réalité, si nous l'avions su avant, faire engager un peu plus d'une dizaine de millions de dépenses d'investissement supplémentaires, ce qui nous aurait porté autour de 315 millions. Néanmoins, vous verrez que ces 10 millions de recettes supplémentaires, on les retrouve dans l'excédent et ils viendront bien sûr abonder notamment le BS 2026. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que bien sûr, nous avons dû aussi intégrer la volonté aujourd'hui de s'inscrire dans une logique de cofinancement et la difficulté que nous avons toujours, même si les choses s'améliorent, de conventionner avec l'État sur le PTIC. Nous avons signé une convention à plus de 30 millions en octobre 2025. Donc on ne la retrouve pas, effectivement, dans la matrice de dépenses qui vous est présentée. Il y aura quelques effets en 2026, mais vous connaissez aussi, comme moi, la programmation d'investissement. On verra plutôt les dépenses et les recettes à partir de 27-28. Donc ces deux aspects-là, une attitude prudentielle et la volonté de cofinancer et en mobilisant du PTIC, font qu'effectivement, nous sommes sur une année de dépenses d'investissement qui a vu son montant baisser de 10%. Sur la répartition de ces dépenses, là aussi, vous connaissez d'investissement, vous connaissez notre choix assumé politiquement, c'est de privilégier l'action des territoires et le financement des territoires. Nous sommes dans une répartition aujourd'hui 70-30. Subventions d'équipement, les aides aux territoires, elles n'ont pas diminué, 180 millions à peu près en 2025, c'est légèrement au-dessus. C'est un choix politique, je répète, parce qu'on considère qu'on est dans les territoires, on aide bien sûr à la vie des territoires, notamment les territoires ruraux, les territoires de montagne, on aide l'activité, on aide aussi le travail des entreprises et souvent des TPE, parce que ce sont des projets qui sont portés généralement par les communes et les intercommunalités en termes de projets d'infrastructure. Et ça nous paraît donc un bon support d'investissement que d'agir ainsi, même si c'est une contrainte budgétaire. Parce qu'en faisant ça, je vous le rappelle, notamment en aidant à l'investissement, on ne bénéficie pas du retour financier, y compris celui du retour de FCTVA. Donc c'est vraiment la volonté et je crois qu'on a eu souvent des débats là-dessus et de manière récurrente sur la politique de soutien aux communes, aux intercommunalités. Nous, on démontre année après année, budget après budget, que c'est une priorité de notre mandature et que nous l'assumons. Y compris en diminuant les investissements cette année qui sont portés par la collectivité en direct et en maîtrise d'ouvrage directement, 110 millions, 30% des dépenses réelles d'investissement. Sur ces 110 millions, vous le savez, il y en a sur la politique, à peu près 75 millions qui sont portés par la politique des transports. Sur les recettes d'investissement, elles s'élèvent à peu près 190 millions contre 276 en 2024. Là aussi, il faut retraiter les chiffres. La comptabilisation d'un emprunt de 40 millions à sortie d'une phase de mobilisation d'1 an en 2024 fait que si on soustrait ces 40 millions, en réalité,
le différentiel en pourcentage n'est que de 19%. Ceci dit, c'est 19% qui sont liés mécaniquement à la baisse d'investissement, puisque généralement, quand on investit, on bénéficie aussi de cofinancements qui viennent à abonder les recettes. On ne doit pas non plus le voir comme une rupture, hein, je vous le dis, de financement. Elle doit être lue au regard du calendrier des opérations d'investissement, à la logique de phasage pluriannuel des projets et du rythme d'encaissement des cofinancements associés. Les recettes sectorielles, elles s'élèvent à 54 millions, avec une évolution qui s'explique d'abord par le secteur des fonds européens, qui reste le principal poste de recettes, 18 millions, qui est en baisse, mais qui s'explique là aussi par le fait que nous avions en 2024, nous clôturions en 2024 le PO FEDER-FSE 2014-2020 et que nous entrons maintenant simplement dans les recettes liées au FEDER 21-27 et les 18 millions qui correspondent, vous le savez aussi, au débat que nous avons eu sur le désengagement et donc sur la réalisation l'année dernière, la mobilisation l'année dernière en 25 de 18 millions de financement pour des projets programmés en 2025. Le secteur des transports, il représente à peu près 22% des recettes sectorielles, soit à peu près 12 millions. Là aussi, il est en baisse, mais je vous l'ai expliqué, lié à la baisse de nos investissements. Le secteur de l'aménagement du territoire, c'est 10 millions. Le secteur de l'action économique, 5 millions. Le secteur de la sécurité, la culture, le secteur de l'environnement, l'enseignement et les services généraux. Voilà pour ce qui est des recettes d'investissement. Maintenant, un des derniers points, c'est la gestion des autorisations d'engagement. Là aussi, je vais passer rapidement, puisque là aussi, c'est un débat que je pense qu'il n'a plus lieu d'être, puisque autant il y a quelques années, nous avions une gestion des stocks à améliorer, autant nous avons fait cet effort, et on s'aperçoit aussi bien en AE qu'en AP que nous avons des ratios de couverture qui sont plus qu'acceptables, qui sont même très bons, puisque sur les AE, on est à 0,46 années en ratio de couverture, c'est-à-dire même pas 6 mois, et sur les AP, on est maintenant à un peu plus de 3 années, ce qui est là aussi plutôt bon, et je pense que ça démontre bien notre capacité de piloter à la fois nos dépenses, que ce soit en investissement ou en fonctionnement. Avec un toilettage, par exemple, en 2025, 61 millions d'autorisations qui ont été toilettées, 41 millions en investissement et à peu près un peu plus de 19 millions en fonctionnement. Ce qui nous donne, sur les résultats comptables, un résultat de fonctionnement en hausse, plus 30%, 148 millions. Un résultat cumulé de 23 millions. Il était de 6 millions en 2024. Je l'ai expliqué, il s'explique par des recettes, notamment des recettes fiscales de fin d'année, qui ont optimisé ce résultat, avec un choix, bien sûr, qui vous sera proposé dès le BS 2026 d'affectation de ce résultat pour financer les politiques prioritaires, mais aussi pour réduire notre emprunt 2026. L'idée, vous le verrez, c'est que nous avons en 2025 mobilisé 111 millions d'emprunts. Nous serons en 2026 toujours autour de ces montants-là, voire en dessous de 110 millions, alors que nous avions inscrit au BP 2026 115 millions. La situation financière, elle s'améliore aussi, bien sûr. Un épargne brute, puisque c'est toujours les trois ratios que l'on cite lors de la présentation. Il y en aurait d'autres, hein, mais c'est les ratios habituels que l'on cite lors de nos présentations budgétaires. Le ratio d'épargne brute, lui, s'améliore. Le taux d'épargne brute, il est de 14,69 en 2025 contre 12,7 en 2024. Vous savez que normalement, le seuil d'alerte, c'est 12,5. Donc là aussi, il y a une amélioration de 24%.
C'est à noter, mais c'est dans le prolongement de ce que je disais l'année dernière. On n'est pas dans une situation d'alerte. Cette année, avec le résultat que nous faisons, on améliore ce ratio, mais ça restait de toute façon quelque chose qui était maîtrisé depuis 24. La capacité de même de désendettement, elle s'établit en 25 à 6,19 années. Rappelons que le seuil de vigilance, il est de 9 années. L'année dernière, on était à 7,38 et le même discours, nous considérions déjà l'année dernière que nous n'étions pas en zone d'alerte. Et cette année, grâce aux résultats, nous améliorons notre situation. On est au-dessus de 6 années, qui est donc, de mon point de vue en tout cas, un seuil, un niveau qui est plus qu'acceptable. Et enfin, le taux d'endettement qui nous renvoie à la dette, je vous rappelle, le taux d'endettement, c'est l'endettement total sur les recettes de fonctionnement de la collectivité. Si on compare ce taux avec celui des régions françaises, on s'aperçoit que nous, on a un taux de 94%, je crois, contre un taux de 115% pour l'ensemble, la moyenne des régions françaises. Donc là aussi, moi, je le réaffirme parce que j'entends dans cette Assemblée, je vais certainement l'entendre à nouveau, et à l'extérieur d'un certain nombre de commentateurs qui nous parlent de murs de dette abyssale et autres, c'est faux. C'est faux. Les chiffres, ils démontrent tout l'inverse. C'est pas vrai. C'est pas parce qu'on a franchi 1 milliard de dettes, si on leur rapporte à notre niveau de recettes, on est dans des montants qui sont acceptables et qui sont maîtrisés. Ça ne veut pas dire, et je le disais précédemment, qu'il ne faut pas faire attention aujourd'hui au niveau de la dette, tout simplement parce que le coût de l'argent est plus cher et que c'est ça qui est aujourd'hui le plus contraignant pour nous, c'est les intérêts qui augmentent sans cesse. Quand on emprunte à 4%, je le répète, bien entendu, il faut être bien plus vigilant. En conclusion, d'abord, un CFU qui montre une collectivité qui exécute fortement son budget, qui maîtrise ses dépenses de fonctionnement, c'est ce que j'ai essayé de vous démontrer, qui maintient un niveau d'investissement important malgré les contraintes que l'on connaît, et bien sûr qui inscrit son action dans une logique de transparence, de sincérité, de responsabilité. Et pour revenir encore une fois au débat précédent, moi je crois que nous avons la volonté de construire la Corse autonome. Et la Corse autonome, elle va exiger l'éthique de la responsabilité, une éthique de responsabilité budgétaire. Et c'est ce que nous faisons dès aujourd'hui. Dans la préparation, nous démontrons que nous savons appliquer, mettre en œuvre un sérieux budgétaire. Mais pour autant, nous voulons continuer à financer nos politiques de cohésion sociale et territoriale et de répondre aux besoins de notre peuple. Vi ringrazio. Donc, il y a un rapport de la Commission des finances. Oui, Monsieur le Président. Alors, le rapport a été présenté par Monsieur François Gérone, chef de mission gestion durable des services. Monsieur Jean-Michel Savé, il a demandé à disposer des effectifs des agences et offices selon une présentation similaire à celle retenue dans le cadre du BP. Il a également sollicité des précisions sur les modalités de comptabilisation des alternants et des saisonniers parmi les emplois non permanents, ainsi que la communication de ces données en ETP dans la mesure du possible. Monsieur Mathieu Ferracci a indiqué que le tableau des effectifs des agences et offices n'était pas annexé, mais qu'il pouvait être obtenu auprès des services de tutelle afin de permettre une présentation analogue à celle du BP. S'agissant des alternants, il a précisé que les informations pouvaient être sollicitées auprès de la direction de la formation. Madame Sabrina Bartoli a précisé que les alternants étaient comptabilisés parmi les emplois non permanents de la CDC. Elle a ajouté qu'à l'issue de leur alternance, ceux qui remplissaient les conditions requises et souhaitaient se positionner sur un poste existant bénéficiaient d'un accompagnement dans leur démarche. Monsieur Jean-Michel Savé, il a précisé que ces éléments concernaient la maison mère. Il a rappelé qu'il souhaitait disposer, à l'instar de ce qui est présenté dans le cadre du BP, du tableau des effectifs des agences et offices. Monsieur Mathieu Ferracci a rappelé que le CFU ne consolidait pas des données des EPIC. Monsieur Hyacinthe Vagne a pris acte de la demande de Monsieur Jean-Michel Savé visant à disposer des effectifs des EPIC d'ici la prochaine session. La Commission a émis un avis favorable sur ce rapport avec la non-participation des groupes Sofiuno et Corps Infront et de l'absence du groupe Avancem.
à Ringraziabi. Donc il y a un avis du CESEC aussi que je vous invite à lire puisque vous l'avez. Et j'ouvre le débat avec des prises de parole. Paul Félix Benedetti. Bon, je vais être court. Donc, on a un compte administratif qui traduit la réalité comptable. Mais ça traduit aussi la trajectoire politique de l'exécutif sur plusieurs années, avec une situation qui apparaît comme stabilisée, entre autres pour la masse salariale, qui est un indicateur de contrôle de dépenses, avec une baisse annoncée de moins 1,5 ou moins 1,6 en masse générale. La masse, elle est de 253 millions d'euros, masse globale, en rajoutant les chapitres annexes du RSA et de l'APA. Sauf que dans ces deux secteurs, les masses salariales sont en très nette diminution, dans des proportions qui sont quand même alarmantes, parce que ça veut dire qu'il y a des non-remplacements de postes et qu'on a une vision qui est erronée de la réalité de la masse salariale. Donc là-dessus, il ne faut pas s'en réjouir. Les critères globaux, c'est qu'on dégage en gros 150 millions d'euros entre les dépenses et les recettes. On a une charge d'emprunt en capital qui est à 60 millions d'euros, qui ne va cesser d'augmenter puisqu'on a une trajectoire d'emprunt en équilibre pour maintenir un taux d'engagement en investissement à 300 millions d'euros. En face, il faut mettre 110. On a 70 millions d'euros de subventions et 170 millions d'euros qui proviennent de fonds propres avec l'excédent en report et le FCTVA. Ça veut dire qu'on a atteint l'apogée, voire le périgée. C'est-à-dire qu'on ne pourra que continuer à avoir une inflexion qui est faite sur les dépenses sous maîtrise d'ouvrage propre. C'est là la variable d'ajustement. La maquette réelle de l'investissement, elle est annoncée à 305, mais je me rappelle, je l'avais déjà dit il y a 15 ans à Pogiago, mais on mélange les torchons et les serviettes. C'est que les investissements, les dotations en subvention, on les annonce à 170 millions d'euros, mais c'est du hors-taxe. Et quand on met en face la part propre sous maîtrise d'ouvrage, c'est du TTC. Quand on fait la petite bascule, en sortant la TVA, on est sur une maquette où il n'y a que 110 millions d'euros sous maîtrise d'ouvrage propre, en hors-taxe, 112 peut-être, suivant la part des études et la part des travaux, ça dépend des années, et on a les 171 millions d'euros. C'est-à-dire qu'on est sur une maquette où il y a moins de 40% en fonds propres et un peu plus de 60%, 62% sur l'aide aux communes. Et tout ceci est adossé à l'emprunt. Bon, moi je dis c'est bien, on continue l'effort. Déjà, il faut le souligner, parce que je pense qu'on ne peut pas aller au-delà de ce qui est fait sur le bloc communal et sur le bloc intercommunal. Et tout ce qui est fait au détriment de ce qu'on doit faire dans nos missions structurantes en délégation, que ce soit sur l'entretien des bâtiments scolaires, que ce soit sur l'entretien des voiries, que ce soit sur d'autres aménagements. Donc, moi, je ne me réjouis pas de voir des dotations qui sont globalement stabilisées, donc en baisse en euros relatifs, avec l'inflation qui est en train de nous secouer, l'obligation de s'adapter à la réalité des prix, c'est-à-dire que les 300 millions d'euros d'un budget d'investissement d'aujourd'hui ne représentent pas du tout les 300 millions d'euros, ne serait-ce qu'il y a 3 ou 4 ans. Le taux d'inflation, le taux d'actualisation des prix fait qu'on est sur une descente et une tendance à être en logique de sous-équipement. Donc, la question, c'est comment on peut faire pour compenser. Alors, vous avez eu la main malheureuse,
vous avez actionné 2 deviers. J'ai voté 2 fois contre. Les cartes grises, ça vous a donné 8 millions d'euros de recettes en plus. Et les bateaux, la modification de la taxe, ça vous a donné 1 million. Donc vous avez un gain en recettes de 9 millions sur ces 2 leviers. On n'en a pas d'autres. Oui, on peut prendre les 2 centimes de modulation sur la taxe sur les carburants. Et ça peut donner aussi 1 ou 2 millions d'euros. Mais on est limité. Donc, on voit que la seule ressource qui suit un peu, je dirais, le coût de l'inflation et le coût de la dépense obligatoire et obligée, c'est la TVA qui est flottante. Elle bouge. Les autres dotations, elles ont été figées. Et après, on a des drames sur le bilan. Quand on prend les besoins en APA et en RSA, ils sont à plus de 125 millions d'euros et en recettes, on a 80. Ça veut dire qu'au moment où il y avait eu les discussions avec l'État des transferts de compétences, le package, il a été incomplet. Et on sait aujourd'hui qu'on est très en deçà de notre couverture sociale par rapport à nos ayants droit légitimes. On a une couverture, entre autres pour les minimums vieillesse, qui est au minimum au tiers de ce qui se fait ailleurs. Les nôtres, ils ne vont pas chercher les aides, que ce soit pour le RSA ou pour l'APA. Donc, on est confronté à cette absence de ressources en face d'un besoin en dépenses. Donc, logiquement, on doit redemander une négociation globale des dotations directes. On ne peut pas se contenter d'une enveloppe de dotation directe à 340 millions d'euros, dont plus de 200 qui sont dévolus à la continuité territoriale. Parce qu'au niveau de l'équilibre financier, je vous pose la question, qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas eu les 50 millions d'euros? Qu'est-ce qui va se passer l'an prochain? Est-ce qu'on les aura? Après, on critique certaines complémentarités de majorité. Mais si dans certaines commissions, on n'a pas certains coups de main, il y a des choses qui ne passeraient jamais. Donc, il faut qu'on raisonne de manière groupée et que l'on prenne acte, souvent, par des bonnes volontés qui permettent d'avoir des votes majoritaires dans un Parlement français qui est quand même disparate et éclaté et qui nous permettent exceptionnellement, alors qu'on est dans une logique de réduction globale de toutes les autres dotations à toutes les autres collectivités, d'avoir récupéré ces 50 millions d'euros. Ce n'est pas que la demande de nos députés qui ont fait ça, c'est le vote des autres députés aussi, en contradiction avec les demandes de réduction et de, je dirais, d'amaigrissement imposé. Donc, moi, je dis qu'on a un budget, il est comme il est. Bon, moi, je m'abstiendrai dessus, mais la réalité des comptes, je sais qu'ils sont sincères et qu'ils traduisent la réalité, mais on doit avoir une vision sur, bien entendu, les efforts sur la contrainte des dépenses de fonctionnement, mais ils sont bloqués. Moi, j'ai pris bonne note de beaucoup de points de stabilisation, mais derrière, ce qui est alarmant, c'est l'inflexion des recettes. Et même si certaines recettes sectorielles, qui sont les recettes du mal, c'est-à-dire l'essence pour le carbone, le tabac pour les cancers, la DMPO pour la spéculation, c'est ça qui nous met sous perfusion. C'est des packages à plus de 100 millions d'euros, ça. Donc, derrière, moi, j'espère qu'on aura la possibilité d'actionner des leviers financiers qui nous permettront d'avoir des politiques sectorielles, locales, propres, on peut l'appeler l'autonomie financière, l'indépendance fiscale ou une réalité conjoncturelle, stratégique et locale, mais on ne peut pas continuer comme ça. Sinon, il faut dissoudre la collectivité de Corse. Il y a un moment où on va taper dans le mur. Là, on descend, on descend, on descend. Mais je ne sais pas si vous réalisez, mais les investissements sous maîtrise d'ouvrage, ils descendent drastiquement. Il n'y a plus de PEI qui viennent compenser. Il n'y a plus de fonds européens qui alimentaient de manière récurrente tous nos budgets à 25%. Donc tout ça fait que demain,
Moi, je dis, les budgets, ils ne seront pas heureux. Quand j'ai dit la faillite annoncée, elle est fatale, je ne dis pas que la faillite est fatale. On peut toujours passer à zéro les investissements. Et à ce moment-là, on aura un budget à l'équilibre. C'est ce que je fais, moi, dans ma commune. J'ai un budget d'investissement qui est quasiment à zéro, parce qu'on m'a donné en héritage un résultat net comptable disponible qui fait que je ne peux rien faire, ou quasiment rien faire, et que je vais demander l'aumône à l'État et à la collectivité de Corse, parce que je n'ai pas d'autre choix. Mais la collectivité, elle n'est pas loin, sauf qu'elle a plus de responsabilités. Merci. Oui, Georges. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais commencer cette intervention en saluant un point positif, puisqu'il est juste de reconnaître lorsque des avancées existent. Depuis plusieurs années, notre groupe alerte sur la dérive des dépenses de fonctionnement et sur l'absence de trajectoire claire concernant les effectifs de la collectivité de Corse. Or, pour la première fois depuis bien longtemps, nous constatons une évolution qui va dans le bon sens. Les effectifs de la maison mère passent à 4 265 agents, soit une quarantaine de moins que l'an dernier. Cette baisse se traduit mécaniquement, et vous l'avez dit, par une diminution du chapitre 012 de 3 600 000 euros, soit moins 1,5%. Nous l'avons toujours dit, la maîtrise durable des dépenses de fonctionnement ne pourra venir que d'une politique de ressources humaines cohérente, assumée et surtout inscrite dans la durée. D'ailleurs, rappelons-nous les débats qui ont accompagné la création de la collectivité unique. Parmi les arguments avancés figurait la promesse d'économies d'échelle importantes, notamment dans le domaine des ressources humaines. Près de 10 ans plus tard, nous ne sommes malgré tout toujours pas sous la barre symbolique des 4 000 agents qui étaient alors évoqués. Mais nous enregistrons aujourd'hui un progrès et il est à souligner, même si celui-ci reste modeste. Cette amélioration ponctuelle ne saurait masquer les interrogations plus profondes que soulève ce compte financier unique. Et inutile de vous dire que nous n'en faisons pas tous les deux la même lecture. Les chiffres ont ceci de particulier qu'ils ne connaissent ni la passion, ni l'idéologie. Ils décrivent une réalité qu'il appartient ensuite aux responsables publics d'interpréter. Or, que nous disent ces chiffres aujourd'hui? Ils nous disent que la collectivité de Corse bénéficie de recettes historiquement élevées. Ils nous disent que les dotations de l'État atteignent un niveau jamais observé. Ils nous disent que la fiscalité progresse année après année. Ils nous disent enfin que malgré cela, l'investissement recule, parfois fortement, et vous l'avez dit, dans des secteurs aussi stratégiques que les transports, les routes ou les infrastructures. En effet, lorsque l'on examine les recettes de la collectivité, un constat s'impose. La Corse n'a jamais disposé d'autant de ressources. Et c'est là le véritable sujet. Et puisque vous revendiquez souvent l'héritage intellectuel de Michel Rocard, au soutien de vos analyses, il n'est peut-être pas inutile de rappeler qu'il considérait aussi que les problèmes ne viennent pas d'un manque de moyens, mais souvent d'un défaut de priorité. Aujourd'hui donc, la question qui nous est posée n'est donc pas celle des ressources, elle est celle de leur emploi. Les dotations atteignent 368 millions d'euros, c'est un niveau historique. Si l'on neutralise les effets exceptionnels de la majoration de la dotation de continuité territoriale, la baisse n'est que de 0,3%, vous l'avez dit. Autrement dit, nous sommes très loin, et je vous l'accorde, de l'effondrement parfois décrit. Comparativement à d'autres collectivités, vous y avez fait allusion, lourdement impactées par les mécanismes nationaux de péréquation de contribution au redressement des financements publics, la Corse demeure relativement préservée. Mais chez nous, la TVA progresse. Les recettes fiscales atteignent quant à elles 789 millions d'euros. Et là encore, c'est un record, et vous l'avez dit. Elles augmentent de presque 28 millions d'euros en un an, soit plus 3,7%. Les droits de mutation à titre onéreux dépassent désormais les 90 millions d'euros. Ils progressent de plus de 11 millions d'euros.
La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques atteint 55 millions d'euros, contribuant de façon significative aux ressources de la collectivité. Les recettes liées au tabac, Paul Félix en faisait allusion, demeurent extrêmement élevées, autour de 157 millions d'euros. L'épargne brute, et vous l'avez dit, remonte à 189 millions d'euros. Elle progresse de 37 millions en une seule année, soit près de 25%. La capacité de désendettement repasse sous le seuil de cette année. Autrement dit, tous les indicateurs qui traduisent la capacité de la collectivité à dégager des marges financières s'améliorent. Les recettes sont là, les dotations sont là, l'épargne est là, et la fiscalité qui l'accompagne est là aussi. Et pourtant, malgré tous ces indicateurs positifs, l'investissement recule très fortement. Et c'est là que se situe le paradoxe fondamental de ce compte financier unique. La dette atteint désormais 1,169 milliard d'euros, elle n'a jamais été aussi élevée, et vous l'avez dit. Dans un même temps, même chose, vous l'avez reconnu, l'investissement tombe à 305 millions d'euros, c'est une baisse de 38 millions d'euros en un an, soit moins 11%. Hormis l'année exceptionnelle, je vous le rappelle, du Covid, il faut remonter très loin pour retrouver un niveau aussi faible. Force est de constater que nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation très singulière. Je répète, les recettes augmentent, la fiscalité augmente, l'épargne augmente et l'investissement diminue, comme je viens de vous l'exprimer, alors que nous empruntons encore 112 millions d'euros cette année. Alors, quelle est la justification de cette augmentation continue de l'encours de la dette? Et voilà la contradiction que nous devons collectivement regarder en face. Plus préoccupant encore, lorsque l'on analyse la stricte composition de cet investissement qui diminue, on constate que ce sont précisément les dépenses directement pilotées par la collectivité qui s'effondrent. Les dépenses aux maîtrises d'ouvrage passent de 158 millions d'euros à 110 millions d'euros. C'est une baisse de près de 48 millions d'euros. Près donc un tiers des crédits, soit moins 30%. À l'inverse, et je vais être un petit peu taquin, les subventions d'équipement au niveau des territoires demeurent stables, à environ 119 millions d'euros. Alors je vais profiter de la bonne humeur qui règne dans cet hémicycle, contrairement à tout à l'heure. Cette stabilité dans un contexte pourtant contraint, comme vous le disiez, ne manquera pas de susciter quelques interrogations à l'approche des séances électorales importantes. Mais ce qui m'interroge surtout, et je le disais, la préoccupation essentielle, c'est la chute de l'investissement dans des secteurs pourtant considérés comme prioritaires. C'est cette réalité que les Corses sont en droit de vouloir comprendre et qu'il est de votre devoir d'expliquer avec clarté. Vous y avez fait allusion, mais sans parler des différentiels qui existaient. La culture, oui, moins 3 millions d'euros. L'environnement, oui, moins 3 millions d'euros. Les fonds européens aussi, moins 9 millions d'euros. L'enseignement également, moins 2 millions d'euros. La santé, moins 1 million d'euros. Avec les transports, à moins 35 millions d'euros, ce qui nous fait dire que c'est le recul le plus spectaculaire, puisque le chapitre passe de 114 millions, comme je l'ai dit, à 79 millions d'euros. Même pendant l'année 2020, marquée par 2 confinements successifs et une paralysie économique sans précédent, les investissements dans les transports étaient supérieurs. Alors comment expliquer une telle baisse alors même que la collectivité de Corse a adopté un programme pluriannuel d'investissement censé fixer une trajectoire ambitieuse? Comment expliquer cette baisse alors que les recettes dédiées au transport augmentent? Car enfin, les chiffres que je vous indiquais sont têtus. La taxe sur les cartes grises a augmenté de près de 60%. Le produit est passé de 10 millions à près de 18 millions d'euros, soit près de 8 millions supplémentaires, comme le faisait observer Paul Félix. La taxe de francisation a été relevée de 20 points. Elle génère environ 1 million d'euros supplémentaires. Au total, près de 9 millions d'euros de ressources nouvelles qui devaient contribuer à l'entretien des infrastructures et portuaires. Or, dans le même temps, les investissements routiers reculent de 20 millions d'euros. Les investissements dans les réseaux de transport diminuent de 9 millions d'euros. Les ports perdent près de 4 millions d'euros. Il est quand même légitime de s'interroger.
Et la question mérite donc d'être posée. Où est passée la traduction concrète de ces nouvelles recettes générées par une hausse de cette fiscalité? Vous, Président, qui avez été maire, comme j'ai eu l'honneur de l'être moi-même, savons que le consentement à l'impôt repose sur un principe simple, la confiance. Lorsqu'une hausse fiscale, comme vous l'avez souhaité, mise en œuvre, est présentée comme le moyen de financer une politique publique précise, il est légitime d'attendre que cette politique soit effectivement renforcée. Le résultat n'est donc pas au rendez-vous et je pense que vous en concluez vous-même la même chose. À défaut, nous prenons le risque de transformer des fiscalités affectées en simplement avec des variables d'ajustement au budget général. Et pourtant, l'histoire institutionnelle et c'est d'actualité, Corse nous offre d'ailleurs un précédent. Je pense à la fameuse taxe sur les transports instaurée dans le cadre des discussions JOX. Présentée à l'époque et à l'origine comme un outil d'aménagement du territoire, elle devait financer spécifiquement le développement de la Corse. Progressivement, son affectation a disparu. La recette est entrée dans le budget général et le titre d'aménagement est devenu une taxe ordinaire. Il nous faut impérativement éviter de reproduire ces mêmes mécanismes. Parce qu'au-delà des chiffres, une question politique fondamentale se pose, et vous le savez. Vous le disiez encore tout à l'heure, depuis plusieurs années, nous entendons un discours sur lequel les difficultés de la Corse trouveraient principalement leur origine dans l'insuffisance de ses compétences institutionnelles ou l'insuffisance de ses recettes. Nous en avons eu une illustration ce matin lors des reprises des questions orales. Vous le savez, je vous le dis, je ne partage pas totalement cette analyse et vous le savez. Et puisque cela est d'actualité, je vais aller plus loin dans mon raisonnement parce que je considère qu'aucun statut, souvent auquel nous y faisons allusion ici, ne remplacera jamais la qualité de la gestion publique. Aucune réforme constitutionnelle ne remplacera jamais la nécessité de hiérarchiser les priorités, maîtriser les dépenses et conduire des projets avec détermination jusqu'à leur réalisation. Aucun transfert de compétences ne remplacera jamais la capacité à exécuter les politiques décidées. Oui, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, gouverner, c'est choisir. Vous avez la majorité absolue. C'est un privilège rare en démocratie. Elle vous permet d'agir sans entrave, mais elle interdit en retour de se réfugier derrière des circonstances. Et les chiffres de ce compte financier unique montrent que le sujet central, je le répète, n'est pas aujourd'hui l'absence de moyens. Le sujet est malheureusement celui des choix opérés. Car lorsque les recettes atteignent des niveaux records, comme cette fois-ci, lorsque l'épargne progresse fortement, vous l'avez dit, lorsque la fiscalité augmente, vous l'avez dit aussi, lorsque les dotations demeurent exceptionnellement élevées et que, malgré cela, l'investissement recule comme nous venons de le voir, alors il devient difficile d'expliquer la situation par le seul manque de ressources. Le risque serait alors de faire, comme vous le faites souvent, de l'autonomie un horizon providentiel, auquel on attribuerait des vertus qu'aucune réforme institutionnelle ne possède par elle-même. Vous le savez comme moi, l'autonomie n'est pas une politique publique. On a souvent échangé sur le sujet, c'est un cadre. Et un cadre, aussi ambitieux soit-il, ne produit aucun résultat sans stratégie, sans pilotage et sans capacité d'exécution. Alors, ensemble, je dis bien ensemble, nous devons éviter ce risque, celui de transformer un projet institutionnel légitime en promesse de résolution automatique de problèmes qui en réalité relèvent d'abord d'un choix de gestion. Le véritable enjeu n'est donc pas seulement de savoir quel pouvoir supplémentaire la Corse pourrait obtenir demain. Il est de démontrer aujourd'hui que nous utilisons pleinement, efficacement et rigoureusement ceux dont nous disposons déjà. Et vous le savez comme moi, puisque vous y avez fait référence, c'est à cette condition que les Corses pourront avoir confiance dans les choix qui leur seront proposés pour l'avenir dans cet hémicycle. Je vous remercie. Merci. D'autres interventions?
Oui, Jean-Christophe. Merci Hyacinthe, Président. Ça a été dit par vous-même, bien sûr, par Georges à l'instant même. Il y a dans ce CFU une apparente volonté de redresser, en partie au moins, une trajectoire que nous dénonçons de façon polyphonique depuis un certain temps. Je pense que l'effort qui a été pointé, notamment sur les dépenses de fonctionnement et singulièrement sur les charges de personnel, pour louable qu'il puisse être, n'est pas assez marqué. Mais l'essentiel à ce stade n'est pas là. Moi, je pense que l'on est, et pour le coup j'inclus l'opposition, au moins celle que nous représentons avec Avancem, dans le constat, je pense que l'on est victime de notre collectivité, Président. Et je pense qu'aujourd'hui, les choix qui ont été posés et qui ont consisté, à juste raison, à fusionner des collectivités, à intégrer des champs de compétences, jusqu'à la Chambre de commerce ces derniers mois, etc., nous ont conduit à une concentration dont nous voyons bien, et pour le coup on en est d'accord, qu'elle ne donne pas lieu en parallèle au niveau de recettes, et notamment de recettes fiscales proportionnées. Nous avions dit, à la faveur d'un débat budgétaire, en nationaliste, mais le partageant, je crois, avec d'autres, que du point de vue d'Avancem, la première autonomie, elle était fiscale. Et aujourd'hui, on voit bien que cette construction, adossée, il faut le dire, à des choix politiques que nous ne partagions pas, que nous ne partageons toujours pas, nous mène dans une difficulté qui peut s'apparenter, Paul Félix a lâché le mot, à une forme de faillite. Alors, certes, il y a des indicateurs qui facialement nous en éloignent, on ne va pas dire le contraire, c'est factuel. Il y a des choses qui aujourd'hui, mises bout à bout, incitent à une forme d'optimisme très mesuré. Mais en même temps, il y a des questions. Alors, je sais sur quels, dirons-nous, éléments vous construisez votre argumentaire politique. Le premier, je l'ai dit un peu plus tôt, consiste à dire que l'on a un écart abyssal entre le potentiel fiscal de l'île, ou plus exactement entre ce que nous recouvrons et ce sur quoi nous pouvons compter, ce dont nous disposons réellement pour abonder nos budgets et financer nos politiques publiques. C'est vrai. Mais à l'inverse, et sans qu'on vous en fasse grief, puisque vous n'êtes président que depuis quelques mois seulement, il faut quand même noter, hypothèse d'école, politique fiction, que les recettes en soi, même lorsqu'elles sont plus généreuses, même lorsqu'elles sont plus abondantes, ne constituent pas un projet politique. Imaginons que cette Assemblée perde la tête et décide d'affecter une grande partie des recettes fiscales nouvellement permises aux dépenses de fonctionnement. À ce stade, rien ne permet de l'interdire. On est dans du déclaratif. Et quand on observe la trajectoire, à l'exception, je l'ai dit, et je veux y voir une tendance positive pour la suite de cet exercice 2025, on peut exprimer cette crainte. Donc, la question est posée de savoir comment cette collectivité, même autonome, elle peut aujourd'hui trouver un niveau de recettes, et notamment de recettes fiscales, qui lui permet de se projeter. Deux, et là pour le coup je serai un peu plus sévère, vous entretenez, pour consolider votre raisonnement politique, une fiction selon laquelle vous investissez autant que par le passé, convoquant pour les besoins du raisonnement une volumétrie globale de 330 à 350 millions d'euros.
Un, Paul Félix l'a dit, vous confondez parfois leur taxe et le TTC. Deux, et c'est plus inquiétant, vous raisonnez à euro constant, alors même que l'euro de la collectivité de 2015 ou de 2017 n'est pas l'euro de la collectivité de Corse de 2024, de 2025 ou de 2026. Et trois, vous incluez ce qui est comptablement possible et nul ne conteste la régularité de la manœuvre, mais je m'exprime aussi au plan politique, au chapitre des dépenses d'investissement, des choses qui, selon nous, n'ont pas grand-chose à y faire. Exemple, la dotation quinquennale. Certes, vous contribuez à l'effort d'investissement des collectivités locales, c'est indéniable, dans des proportions, et on vous y avait rendu attentif au moment où le débat a eu lieu, qui ne sont pas celles du passé, même si on verra d'ici peu ce que vous projetez, mais il est comme ça des sujets qui, pour nous, pourraient relever à mains égards des dépenses de fonctionnement d'une collectivité et qui, avec en plus ce qui est dédié aux offices et agences, intègrent d'autres chapitres et d'autres types de politiques. Deux remarques, Président. Premièrement, et vous le savez, vous l'avez d'ailleurs un peu dit, le résultat net est excédentaire à hauteur d'un peu moins de 24 millions d'euros. Mais, et vous l'avez un peu dit aussi, il est, à titre principal, le fruit d'un taux de réalisation qui est moins élevé. À ce moment-là, ma question est très directe. Comment avez-vous pu baisser de 5% votre niveau de réalisation et maintenir au même montant, à peu près 112 millions d'euros, le niveau d'emprunt? Vous mobilisez l'inscription budgétaire au titre de l'emprunt, 111 millions 61 exactement, vous la consommez en totalité, mais vous investissez beaucoup moins. Il y a un problème. Et là, pour le coup, c'est factuel. La différence au centime entre les crédits de paiement votés et ceux mandatés génère un delta d'un peu moins de 20 millions d'euros. 19,7 millions exactement. Et c'est là où j'ai une interrogation supplémentaire. 9,6 millions au chapitre transport, 2,4 millions au chapitre aménagement des territoires et habitat, 3,9 millions au chapitre des services généraux, sur ce qui en gros relève de vos marqueurs politiques, qui vous baissez là où ça fait mal. Après, je comprends vos contraintes et Dieu sait à quel point je suis content de ne pas les partager. Mais en même temps, je suis élu de la Corse, je suis militant, comme vous, comme nous, de tous horizons politiques confondus, et je ne peux pas, bien qu'opposant, ne pas me préoccuper du niveau, dirons-nous, d'engagement des crédits dédiés à notre peuple et à notre pays. Mais, sur cette question de l'emprunt, vous grossissez donc le stock de dette pour d'autres fins que celle affichée, à savoir l'investissement. Donc il y a, à ce sujet-là, un problème, avec en plus, pour l'exercice 2026, un niveau de remboursement à hauteur de 97 millions, supérieur tendanciellement au montant de l'épargne nette, et un emprunt estimé à 115, avec donc, là aussi, une tendance qui n'est point besoin de décrire de manière plus détaillée. Alors, je pense à ce stade que, quand on conjugue les éléments, on peut, pour la première fois peut-être depuis un moment, partager une inflexion sur les dépenses de personnel, une volonté facialement posée de mieux investir, mais demeure structurellement cette triple interrogation. Un, vous continuez d'emprunter, et pour le coup, y compris lorsque vous investissez moins. Deux,
vous êtes perturbé budgétairement parlant par un certain nombre de dépenses contraintes que notre collectivité n'a, à isopérimètre, plus les moyens d'assumer sur un pas de temps de 2 ou 3 ans seulement, on est au bout du cycle. Rideau. Et 3, avec près d'1,2 milliard de passifs, certes une CAPDES qui est en dessous, bien en dessous du seuil d'alerte, et une capacité d'autofinancement que l'on considère, vous avez quand même cette difficulté de l'investissement au service du territoire qui, selon nous, demeure le point le plus préoccupant. Moi, je ne suis pas un fanatique des opérations pour le principe. Mais ce pays, en matière infrastructurelle, il a des équipements qui, pour les plus prestigieux, datent de Napoléon III. Il a, avec le PEI, le PTIC, les 30 millions, posé des choses. Mais on sait tous que si nous devions rattraper le retard infrastructurel de l'île, il nous faudrait des milliards d'euros. On ne va pas vous reprocher de ne pas pouvoir les mobiliser. On n'est pas, dirons-nous, inconscient. Ce n'est pas le propos. Mais en même temps, ce que l'on vous reproche, c'est de ne pas définir la trajectoire qui est censée nous mener, y compris avec des recettes fiscales supplémentaires, d'autres modalités de gestion, une collectivité plus respirante, à un pays qui se redresse. Et ce pays, en dépit de vos louables efforts, que nul ne conteste, et de la sincérité de vos engagements, il continue de ne pas se redresser. Alors, je ne serai pas beaucoup plus long, et je finirai sur 2 éléments. Et je regarde le temps imparti pour ne pas le dépasser trop fortement. La situation socio-économique, elle est appelée à se dégrader très fortement. Et bien malin aujourd'hui qui peut dire ce qui va se passer. On en discute en aparté avec un certain nombre d'élus, de cadres, d'agents. Vous l'avez dit vous-même, en empruntant au taux où vous vous apprêtez à emprunter, on sait qu'en 2027, on aura, pour le coup, je reprends l'expression, mais avec une autre portée, un mur de dette, ou en tous les cas un mur plus haut qu'il ne l'est déjà, au sens où rien ne nous permet de dire ce qu'il en sera. Je ne vous l'impute pas, mais je dois l'honnêteté intellectuelle de le poser au débat. 2, et je conclurai par là, aujourd'hui, on le voit bien, la Banque des Territoires, le PTIC, le Fonds vert, les fonds européens, sur lesquels nous avions marqué une inquiétude, nos recettes propres, nos dotations, dessinent une architecture financière intrinsèquement limitée. Projetons-nous un minimum. Élection présidentielle l'année prochaine. Élection territoriale l'année d'après. Instabilité géopolitique et financière. On est sur un pas de temps de crise de 3 ans. Or, ce budget n'est ni un budget de conquête, ni un budget de transition. Ça reste fondamentalement un budget de gestion. Et c'est là où, vous le savez, nous marquons politiquement les désaccords les plus profonds, notamment à l'endroit d'une majorité nationaliste. Donc, je pourrais développer encore un certain nombre d'autres sujets, mais je me limiterai à ça. Inexpliquée pour partie, cette trajectoire, y compris au taux et dans les proportions auxquelles et dans lesquelles vous empruntez, cette difficulté d'investissement, je ne vais pas entrer dans le détail des agents, mais je pense qu'on a aussi, Président, et je pense qu'on pourrait en être d'accord, un sujet d'ingénierie. Moi, je ne mets pas en cause la qualité des services, je sais à quel point ils sont dévoués et compétents.
Je dis juste que nous entrons dans un monde de complexité extrême et que mobiliser 1 euro aujourd'hui d'argent public se déploie dans des proportions et selon des modalités qui sont sans commune mesure avec ce qu'on a pu connaître. Donc pour toutes ces raisons, une inquiétude renouvelée, des marqueurs tendant à évoluer plus favorablement, mais plus au fond du raisonnement et de la vision à court et moyen terme, une préoccupation sourde et lancinante quant à notre capacité collective à redresser ce pays dans des délais pertinents. C'est, parmi d'autres, un point de désaccord avec le président, l'ancien président du Conseil exécutif, quand il disait si nous n'y arriverons pas, nos enfants, nos petits-enfants y arriveront. Moi, je pense qu'il y a une notion d'urgence et que si notre génération n'y arrive pas, ce pays, peut-être que d'autres y arriveront. Mais inutile de vous dire que ce sera peut-être au profit d'une autre Corse que celle dont on a rêvé. Je vous remercie. Merci. D'autres interventions? Oui. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Alors, je ne vais pas revenir sur les chiffres qui nous sont présentés dans ce CFU, sans pour autant faire un jeu de réponse. Je laisse le président de l'exécutif s'en charger. Quelques éléments qui m'interrogent. Tout d'abord, je crois que le constat partagé, c'est de dire que nous avons un document qui a quand même une tendance d'amélioration, notamment sur les grands chapitres, les charges de fonctionnement, la masse salariale, nous sommes dans de la maîtrise. Par les temps qui courent, ce n'était pas évident, ce n'était pas gagné. Donc des vraies mesures de gestion qui nous conduisent aujourd'hui à présenter notamment une maîtrise, et plus qu'une maîtrise, de la masse salariale. Là-dessus, premier bon point, non pas que nous soyons là pour nous satisfaire de ce que nous avons fait, mais dire les choses. Georges a commencé à les dire, il a été positif pendant 1 minute 47, et puis après, on a changé de tonalité, mais j'y viendrai. C'est la bonne minute. Pour les charges à caractère général, idem, nous sommes tout de même dans une maîtrise, avec l'inflation que nous avons connue aussi en 2025 et des besoins de plus en plus prégnants. Pour autant, je disais, je ne vais pas rester bien longtemps sur les chiffres, mais plutôt rentrer dans une analyse très simple. Alors, 3 interventions. J'avais un petit peu l'impression d'être au cinéma. Alors, on a commencé, Jean-Christophe parlait de faillite. Faillite, il faut y mettre un S, parce que ça fait 6 ans que nous sommes en faillite, et de faillite en faillite, nous avons réussi à améliorer nos ratios. Pour autant, nous avons eu le préquel, il y a quelques mois, en cinéma, le préquel, c'est ce qui se passe avant, eh bien, c'était forcément notre daube, le préquel de la faillite. Nous sommes passés ensuite à l'épisode 1, qui est le budget principal, eh bien, c'était le budget principal de la faillite, et nous avons aujourd'hui le CFU, eh bien, l'épilogue de la faillite aussi. Donc ça fait beaucoup de faillites, année après année. Mais Jean-Christophe aussi est parti dans ce qu'on appelle le séquel, c'est la suite. Le séquel, c'est la présidentielle, changement de majorité, problématique de financement. Oui, mais on se projette quand même, on se projette. On voit qu'on est quand même dans des choses qui sont assez loin du CFU. Pour autant, j'ai entendu parler de recettes qui ont évolué positivement, oui. On nous dit, que faites-vous des recettes? Les recettes vont bien, elles évoluent, très bien. Georges, dans votre intervention, je n'ai pas entendu une seule fois parler du besoin, des besoins du territoire. Certes, les recettes évoluent, mais les besoins de notre territoire, un territoire qui se précarise, comme le reste du territoire national. Aujourd'hui, il y a des recettes supplémentaires, mais de plus en plus de besoins. On a parlé de l'APA, Paul Félix en a parlé, de plus en plus de besoins sur le social. Nous avons aujourd'hui, et on le redit, prenez les chiffres, des 6 qui sont de plus en plus financés. Pourquoi? Eh bien, on le voit aujourd'hui, une canicule depuis une semaine, des dispositifs qui sont déjà à l'œuvre. Nous avons besoin de plus de financement. Donc c'est vrai que nos recettes évoluent, fort heureusement, mais vous ne pouvez pas nous demander de faire ce que nous faisons, en plus avec des recettes qui baisseraient. Sans quoi, eh bien, l'équation est insoluble. Ni vous, ni nous, ni personne ne pourrait relever ce défi-là. Donc aujourd'hui, nous avons effectivement des recettes qui sont légèrement haussières, mais avec des besoins, et c'est ce qu'on appelle l'effet ciseau aussi, qui progressent plus rapidement. Donc le casse-tête, c'est de dire comment on répond aujourd'hui aux besoins du territoire avec le niveau de recettes que nous avons. Et là, je reçois Jean-Christophe. La maquette budgétaire, le niveau de recettes
il n'est pas en adéquation avec nos besoins. Ça, nous le savons. Dire encore une fois, Georges, alors après c'est le jeu politique, que l'autonomie ne va pas résoudre les problèmes. En tout cas, le statu quo ne va rien résoudre. Ça, c'est une preuve mathématique. Le statu quo ne peut rien résoudre. On peut parler de gestion, de bonne gestion, de principe de responsabilité. Je ne pense pas que nous soyons des irresponsables, bien au contraire. Nous faisons avec les moyens qui sont les nôtres aujourd'hui, mais nous restons convaincus, à l'inverse de votre groupe, que oui, l'autonomie apportera des solutions. Pas l'autonomie pour l'autonomie. L'autonomie avec les nouveaux moyens. Alors, nous avons parlé souvent avec Jean-Martin, ici comme ailleurs, de ce fameux pacte fiscal dont nous avons besoin. Jean-Martin me dira, mais qu'est-ce que vous y mettez? Qu'est-ce que vous y mettez? OK. En tout cas, on voit qu'aujourd'hui, la structure de nos recettes ne nous permettra pas, effectivement, peut-être, de faire face aux défis de l'avenir. Pour autant, on l'a dit, il y a le choix d'accompagner les communes. Et là, je vais venir sur la partie investissement, puisqu'on nous dit, vous avez des recettes qui augmentent, mais l'investissement baisse. Alors, on ne peut pas, d'un côté, nous dire, lorsqu'on propose notamment le nouveau règlement des communes, vous baissez les communes, vous n'accompagnez plus le territoire, et aujourd'hui nous dire, vous baissez l'investissement à l'interne, maîtrise d'ouvrage, et vous augmentez sur les communes où il est stable. C'est un choix politique. Effectivement, c'est un choix politique. Et pour revenir à ce que disait Jean-Christophe, nous avons partagé, Jean-Christophe, ce projet politique, fut un temps. Nous ne le partageons plus. J'espère que nous le repartagerons. Mais en attendant, c'est notre projet politique. Si nous étions sur les bancs de l'opposition, on dirait sans doute la même chose. Nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous faites. Et c'est la différence de vision pour ce pays. Donc aujourd'hui, oui, il y a un soutien fort au territoire, parce que le besoin, il est sur les territoires. On ne peut pas d'un côté nous dire, et c'est un discours politique, vous ne consultez pas les maires, vous ne consultez pas les EPI. Et lorsqu'on va au-devant des maires et des présidents de l'EPI, ils nous disent quoi? On a besoin de moyens sur le territoire. Parce que nous sommes le premier maillon de la chaîne et nous avons besoin d'investir dans nos territoires pour l'économie locale. Que fait la collectivité de Corse? Elle donne des moyens aux acteurs de territoire, aux maires, aux présidents de PCI. Ça, c'est concret, c'est dans le CFU. Alors oui, on baisse un petit peu la maîtrise d'ouvrage. Oui, ça crée une problématique de retour de recettes sur le FCTVA. Nous l'assumons. Aujourd'hui, nous restons au soutien des territoires. Ça, c'est un fait et qui est marqué dans ce document. Pour poursuivre, nous avons aussi, on parle souvent et depuis tout à l'heure, la confiance des Corses. Pour que les Corses aient confiance, il faut démontrer d'autres choses. Alors, on l'a entendu à l'Assemblée nationale, par votre député, nous l'entendons ici, les Corses, ils nous font confiance. 3 territoriales, des municipales, des législatives, c'est ça la confiance des Corses. Ce sont les résultats des urnes. Ce ne sont pas les propos que l'on tient ici, la confiance des Corses. C'est ce qui se passe à l'extérieur, au moment des élections. Et Georges, de dire que le maintien du soutien aux collectivités locales serait une espèce de stratégie électoraliste, ça c'est insupportable. La collectivité de Corse, depuis que nous sommes en responsabilité, a établi un règlement des aides. Elle s'y est toujours conformée, toujours, sans regarder la couleur politique, des maires qui sont soutenus des EPCI. Ça, c'est notre ADN. Donc aujourd'hui, nous dire qu'aujourd'hui, en 2025, sur ce CFU, parce que nous avons maintenu le niveau d'aide aux communes, serions dans une stratégie politique, c'est pas sérieux, Georges, et je sais que vous ne le pensez pas, c'est pas possible. Là, on est dans l'imposture. Pour poursuivre sur le sujet, nous avons effectivement une baisse de l'investissement. Une baisse, alors, on nous dit vous baissez. Je vais reprendre une phrase que je dis souvent, comparaison n'est pas raison, mais on va se comparer un petit peu quand même. Nous avons baissé effectivement l'investissement d'une trentaine de millions d'euros. En Normandie, moins 27% sur investissement. Hauts-de-France, moins 24%. Grand Est, moins 14%. Occitanie, moins 6%. Île-de-France, moins 10%. Nouvelle-Aquitaine, moins 15%. Je vais arrêter là. Nous ne sommes pas des satellites ou des ovnis. On est dans une trajectoire nationale au moment d'une contrainte économique évidente, de crises qui se succèdent et donc de politique aussi des petits pas et de responsabilité. Nous sommes prudents, une politique prudentielle. Donc oui, l'investissement a un petit peu baissé, pas envers les territoires, mais sur notre maîtrise d'ouvrage. C'est une réalité. Quand on soutient nos communes, nos intercos, nous faisons de l'économie locale. C'est ce que nous allons continuer à faire, c'est ce qui est proposé ici. Nous avons aussi, sur la RH, on l'a dit, des besoins qui évoluent plus vite que nous ne pouvons les maîtriser, notamment sur le social. Comme Paul Félix disait, que l'avenir est incertain sur l'APA et le RSA. Moi, je vais vous dire qu'il est certain l'avenir. Il est certain. Nous savons où nous allons.
avec une pyramide des âges qui en 2030 sera sur une Corse totalement vieillissante, nous avons effectivement aujourd'hui des stratégies à mettre en œuvre, mais surtout des besoins à les récupérer, des nouveaux financements à les récupérer, une nouvelle fiscalité à les récupérer. Donc oui, nous restons ardemment convaincus que ce processus d'autonomie apportera un certain nombre de solutions. Alors l'autonomie pour l'autonomie, sans stratégie, nous n'y croyons pas. L'autonomie pour l'autonomie, sans projet politique, nous ne croyons pas. Mais ce n'est pas ce que nous faisons. Pour preuve, et je conclurai là-dessus, je pense que j'aurai été assez complet, ce document, il vient aussi démontrer que nous répondons aux attentes. Parfois, même à vos attentes. Vous criez à corps et à cri depuis plusieurs années qu'il faut maîtriser la masse salariale. Elle est maîtrisée. On nous dit qu'il y a un dérapage sur les dépenses à caractère général. Il n'y a plus de dérapage, il n'y en a jamais eu, il n'y a plus d'augmentation, nous les avons maîtrisés. Nous sommes aujourd'hui sur un volume d'investissement qui, même s'il a baissé, reste extrêmement conséquent, plus de 300 millions. Alors oui, bien entendu, on parle d'investissement. 305 millions, ce n'est pas les 360 d'il y a quelques années. Et effectivement, est-ce que les 300 millions d'euros d'aujourd'hui sont les 300 millions d'euros d'il y a 15 ans? Mais est-ce que les financements sont similaires? Est-ce que les financements sont similaires? Est-ce que le niveau de recette de la collectivité en termes de financement d'investissement est similaire à ce qui se passait il y a 20 ans lorsque l'argent coule à flot? La réponse, on la partage tous, c'est non. On fait aujourd'hui avec le contexte national et international du moment. Donc moi, ce que je veux vous dire, n'opposons pas toujours la fiscalité, l'autonomie, le projet politique. Vous ne croyez pas en l'autonomie? En tout cas, pas notre autonomie. Je vois que Jean-Martin redresse la tête. Pas en notre autonomie. Vous avez votre vision, nous avons la nôtre. Mais aujourd'hui, nous dire que l'autonomie ne viendrait pas pour partie répondre aux attentes et aux besoins qui transpirent de ce document, pour moi, c'est une erreur. En tout cas, de notre part, Monsieur le Président, nous voterons, vous l'aurez compris, ce CFU. Nous en sommes très satisfaits et nous continuerons à travailler afin d'obtenir cette autonomie et ces nouveaux moyens dont nous avons besoin. Merci. Merci. D'autres interventions? Jean-Christophe Fondieri, il lui reste un petit peu de temps. Oui. Il me reste un tout petit peu de temps. Je vais répondre à notre cinéphile. Très brièvement, non. Je note avec amusement et amitié que le premier à avoir parlé de faillite, ce n'était pas le groupe Avancem, mais Paul Fay. Oui, mais... Ok. Non, mais je dis ça, je dis rien. Dit Chopin-Sout. Bon. Mais je le dis quand même. Deuxièmement, vous avez invoqué en 2021 une diversité, pour ne pas dire autre chose, de projets politiques au sein de notre famille d'idées, pour poser des choix qui ont été des choix très différents et qui ont conduit des nationalistes à être, pour la première fois dans l'hémicycle, tantôt dans la majorité, tantôt dans l'opposition. Vous ne pouvez pas aujourd'hui invoquer cette même différence pour expliquer une contradiction. Le projet politique que vous poursuivez, et je le dis tranquillement et sans animosité, il est différent, bien que nous soyons tous, au moins pour ceux qui se sont exprimés ces dernières minutes, nationalistes, de celui que nous pourrions poursuivre si nous étions à votre place. On ne va pas ici égrener les marqueurs de différenciation, mais on sait qu'il en existe, avec beaucoup de respect, un nombre important. Deux dernières remarques. La maîtrise de la masse salariale, ça me paraît excessif. Qu'on évoque une baisse passagère, on a été les premiers à la reconnaître. Qu'on l'apparente à une maîtrise durable, il est beaucoup trop tôt pour le dire. Et on aura, je pense, l'occasion d'y revenir. Enfin, et c'est là le plus embêtant, vous convoquez la Normandie et les Hauts-de-France pour justifier la baisse, ou plutôt relativiser la baisse de l'investissement, mais vous oubliez fort à propos, cher ami, de dire que dans ces régions-là, il y a encore des départements qui investissent beaucoup, il y a encore un État qui est au moins aussi présent qu'il ne l'est ici, et d'autres collectivités puissantes qui concourent, je pense à l'Europe, au financement des politiques publiques. On ne peut pas comparer le budget d'une collectivité qui concentre désormais toutes les autres, sauf les communes, en cas ça. Mais vous y pensez peut-être, il faut qu'on soit prudent, à celle de régions qui vont évoluer autour d'elles, et je ne dis pas que c'est bien, hein, mais une constellation, le terme est trop fort,
un ensemble d'autres collectivités qui viennent concourir au développement des territoires. Donc je voulais juste contextualiser et préciser, mais ceci étant dit, je confirme notre analyse de fond, tout en relevant les points qui, c'est vrai, peuvent préjuger d'un changement de trajectoire qu'il est encore trop tôt aujourd'hui pour ancrer dans la certitude. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Georges, il reste un peu de temps. Juste un point, parce que j'ai peur qu'on se soit mal compris avec Louis, puisque compte tenu de son intervention, je me dois d'apporter ces éléments de précision. J'ai précisé en tout début de propos que la masse salariale, non seulement elle était contenue, mais qu'il y avait une diminution qui enregistrait sur les recettes, les budgets de fonctionnement, une diminution de 1,5%. Dont acte. Par contre, je n'ai pas entendu de réponse particulière sur le différentiel qui existe entre la mobilisation de l'emprunt à hauteur de 110 millions d'euros, la baisse importante de l'investissement de pratiquement 30 points, et surtout que ce différentiel, au bout du compte, ne représente pas directement les charges qui sont imputées directement à la collectivité, puisque vous avez enregistré sur un seul exercice budgétaire une diminution totale de 30%, ce qui n'est pas rien, dans le budget transport et dans le budget d'investissement direct, alors que ce qui avait été décidé et les arguments qui avaient été développés, comme vous l'avez fait, étaient d'augmenter tout ce qui touchait au transport pour véritablement répondre aux besoins des Corses. Donc, ce que je comprends bien, vous répondez aux besoins des Corses sur du fonctionnement avec de l'emprunt. Merci. Louis. Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, et sans rentrer à me répondre, quelques éléments rectificatifs. Alors oui, la collectivité de Corse, effectivement, concentre toutes les compétences et donc tous les problèmes aussi. En matière d'investissement, Jean-Christophe, quelques chiffres qui sont bons à retenir. Hein. Sur 2025, ces fameux départements qui investissent énormément, trois types d'investissements, hein, les dépenses d'équipement, moins 11% en 2025, les subventions d'équipement, moins 3%, les autres dépenses d'investissement, moins 12%, sur le moyen national. Je te fais un petit mail après. C'est donc une moyenne nationale. Donc, ils n'investissent pas tant que ça. Il y a un vrai recul de l'investissement, que ce soit les régions ou les départements. C'est une tendance nationale. Et ensuite, on l'a déjà dit ici, Georges, je vais me répéter. Aujourd'hui, vous focalisez sur l'investissement. Alors oui, l'investissement, ça peut être un ouvrage d'art, ça peut être une infrastructure. Mais comment on mesure l'investissement que l'on met dans le fonctionnement? Alors, ça paraît assez fou de dire ça. Mais nos politiques publiques, on investit pour nos populations. Quand vous nous dites, vous financez de l'investissement par du fonctionnement et de l'emprunt. Alors ça, déjà, c'est faux. Par contre, oui, on met de plus en plus de moyens dans le fonctionnement à destination des Corses. Ça, c'est un vrai investissement. C'est un investissement sociétal aussi. On vient répondre aux problématiques et aux besoins. Alors, si on veut réduire le spectre et de dire que l'investissement, c'est uniquement la production ou la construction d'une infrastructure, on peut le faire. Là encore, ce n'est pas notre vision. Nous répondons aux problématiques du quotidien. On nous l'a souvent reproché. On parle d'autonomie, pas de quotidien. Nous répondons aux problématiques du quotidien par des politiques publiques fortes. Qu'elles soient en matière de social, qu'elles soient en matière de transport scolaire, qu'elles soient en toute autre matière, nous sommes là au quotidien, aux côtés des Corses. Merci. Merci. Donc, tous les temps de parole étant épuisés, on va donner la parole à l'exécutif, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci aux intervenants. Merci à Louis Pozzo-di-Borgo, parce que je pense qu'il a apporté un certain nombre de réponses, m'évitant aussi de les reprendre à mon compte, surtout sur je pense, hein, c'est important, sur le choix politique. C'est aussi la réponse entre budget de gestion et choix politique, hein, à Jean-Christophe. Oui, là, le marqueur politique, et Louis a raison d'ailleurs, ce marqueur politique, il vient d'une politique choisie qui est au-delà de la majorité actuelle.
la majorité nationaliste qui a fait ce choix-là de soutenir les territoires et l'a fait bien avant 2021, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Mais c'est un choix qui coûte. C'est un choix qui coûte, notamment parce que, je le précisais, il nous prive des recettes du FCTVA et c'est pas neutre. Mais nous assumons ce choix parce que Louis l'a fort bien dit, il en va aussi d'une vision politique de soutien au territoire, à l'activité, à l'emploi, à l'intérieur, au rural, à la montagne. C'est indispensable et c'est comme ça qu'on est le plus efficace. On voudrait faire, nous, à mon avis, qu'on ferait pas aussi bien. Et donc, en faisant confiance aux acteurs du territoire, aux communes, aux intercommunalités, vous le savez, Monsieur le maire, Monsieur le Président, on est, de notre point de vue, et je pense qu'on partage ce point de vue, efficace. Donc ça, on n'y renonce pas. Bien sûr, hein, ça a un impact, forcément, sur le choix d'investissement en maîtrise d'ouvrage. Mais je vais y revenir. Ce que je dis, donc merci à Louis pour ses précisions, ce que je veux dire, d'abord à Paul Félix qui n'est plus là et à Jean-Christophe, nous sommes d'accord, nous avons un point d'accord fort sur l'autonomie fiscale, le pouvoir fiscal qui est indispensable si on veut passer un saut qualitatif. On voit bien, on peut venir critiquer la gestion de la collectivité par la majorité actuelle, on peut dire qu'on peut s'améliorer, on peut toujours s'améliorer, mais on voit bien les limites aujourd'hui, à droit constant, les limites de notre capacité budgétaire et notre capacité de recettes, et on doit générer de nouvelles recettes. Après, il y a des choix politiques, je crois les avoir énoncés dans la première partie, mais pas tout le monde était là, mais je vais, ceci dit, ne pas les reprendre, je serai trop long. Et c'est un point de différence avec Georges, très clair, c'est un point de différence avec Georges. Je considère qu'on a assez de recettes, on a de plus en plus de recettes. C'est une erreur manifeste d'analyse, Georges. J'aurais pu penser, oui, cette année, mais globalement, c'est pas parce qu'on augmente chaque année nos recettes, Louis l'a fort bien dit, les besoins augmentant, tout ça se neutralise. Georges, j'aurais pu penser à un moment donné, pas pendant 1 minute 47, un peu plus, que vous alliez voter pour ce budget. J'ai dû me résigner quelque temps plus tard. Effectivement. Donc, je dirais simplement que, et je vais répondre à peu près aux 3 intervenants, notamment sur la question de l'emprunt, puisqu'elle a été signalée. Je l'ai dit dans mes propos, on a un pilotage nécessaire de nos recettes, c'est important, de nos dépenses. Aujourd'hui, on a fait un travail à travers une revue des dépenses très fin sur le pilotage de nos dépenses, et ça se voit dans la maîtrise de nos charges de fonctionnement. Elles sont durables. Je le dis aussi à Jean-Christophe, ce n'est pas un phénomène ponctuel. En 2024, déjà, nous étions dans cette tendance-là, moindre, mais sous l'inflation. Moi, j'ai toujours dit, il faut qu'on maîtrise nos dépenses, et c'est le travail, je salue l'administration qui est là, le DGS et le DGA, il faut que nos dépenses n'excèdent pas l'inflation. L'année dernière, c'était le cas. Cette année, on a fait un effort supplémentaire, on est à 0. L'année prochaine, en 26, parce qu'on est déjà, vous le savez, sur le pilotage et sur la réalisation de 26, on sera dans cette épure-là, parce que c'est nécessaire. Mais on est dans quelque chose aujourd'hui qui n'est pas ponctuel, qui est stratégique, et qui a vocation à se continuer sur 26 et sur 27. C'est nécessaire, c'est indispensable. On ne peut pas dégager de marge de manœuvre si on ne fait pas cet effort, et nous sommes tous, de ce point de vue, d'accord. Sur la question de l'emprunt, on a piloté nos dépenses sur le pilotage de nos recettes. Je vous l'ai dit, elles sont plus imprévisibles. Pourquoi ? Parce que on a eu un rebond des MTO, comme tous les départements, parce que vous savez qu'en France, ce sont les départements qui bénéficient de la recette des DMTO. Et vous avez vu qu'en 2024, nombre de départements étaient en difficulté. Leur situation s'est un peu améliorée en 2025, mais surtout à partir du 3e trimestre 2025. Il y a eu un rebond. Les 10 millions dont on parle, ils sont essentiellement sur le rebond du dernier trimestre. Or, vous le savez comme moi, vous êtes tous des responsables politiques et vous avez en charge les gestions de communes et d'intercommunalités. Généralement, on essaye d'arrêter nos comptes au 15 novembre ou fin novembre. Donc, il s'est passé qu'on a dû mobiliser notre emprunt et les recettes sont arrivées plus tard. Et on a constaté l'arrivée de recettes. Donc c'est une mécanique comptable qui on le regrette nous aussi. On va essayer de s'améliorer, on peut toujours s'améliorer. Mais c'est cette mécanique comptable qui nous a amené à mobiliser l'entièreté de notre emprunt alors que les recettes n'étaient pas, en tout cas, prévisionnées. Et c'est tant mieux.
Et c'est tant mieux qu'on a eu plus de recettes, mais ça explique la mobilisation de 10 millions d'emprunts supplémentaires. On aurait pu consacrer 10 millions d'emprunts en moins si on avait eu les recettes au bon moment. Ceci dit, 23 millions de résultats nets, vous avez compris que les 23 millions, ils vont servir, je l'ai dit aussi dans mes propos, en partie au BS 2026, à diminuer la proposition d'emprunt que l'on proposait pour 2026 de 115 à en dessous 110 millions. C'est l'objectif que, en tout cas, les services sur lesquels travaillent les services pour la proposition du BS. Voilà ce qui explique tout simplement le différentiel. De la même façon, on aurait pu, puisque nous avons prévisionné au départ dans notre maquette budgétaire un résultat autour de 5 millions, on aurait pu, si on avait mieux lu ces recettes, mais vous ai expliqué pourquoi, réaliser 5 ou 6 millions 5 ou 6 millions d'investissements supplémentaires. Mais c'est un report qu'on aura en 2026, même si je peux déjà me projeter sur 2026 et vous dire que 2026, on va être sur une année qui va un peu dupliquer 2025. La réalité du rebond d'investissement, PTIC oblige, elle sera plutôt en 2027, tout en étant, bien sûr, dans une épure qui est contrainte. Moi, je vous l'ai dit, aujourd'hui, la capacité d'investissement de la collectivité de Corse, à droit constant, elle est entre 300 et 330 millions. 300 millions quand c'est un peu plus dur, 330 millions quand les choses iront mieux. Au-delà, on passe dans une zone à risque compte tenu de notre matrice de recettes actuelle. Et donc, sans autonomie, on ne peut pas aller plus loin. Moi, ce que je veux dire, pour terminer, mais c'était plutôt à Paul Fay qui n'est plus là, c'était que je suis d'accord sur l'APA et le RSA, mais c'est une réalité qui frappe l'ensemble des départements. Et tout ça pour préciser qu'il ne faut pas oublier que nous cumulons les compétences de département dans les compétences sociales. Et les compétences sociales, ce sont des compétences lourdes qui conduisent des départements en difficulté. Et nous connaissons tous la même problématique. Voilà, moi, je terminerai par vous dire tout simplement ce que j'ai dit dans mes propos introductifs. S'il y a une urgence aujourd'hui, c'est l'urgence d'autonomie, c'est très clair. Parce que sinon, on va, par notre volonté, par notre sérieux budgétaire, et vous le savez, je crois que ce budget, il dit ça. On peut ne pas être d'accord sur beaucoup de choses, mais il dit au moins une chose, c'est qu'il y a une sincérité budgétaire et il y a un sérieux budgétaire. Après, on peut faire que ce qu'on a. On est obligé de faire des choix très politiques, c'est le choix au territoire, des priorités, et c'est celles qui vous seront présentées et proposées. Je rappelle quand même que lorsque j'ai eu la chance de prendre fonction de président du Conseil exécutif, j'ai aussi fixé des priorités. Les EPLE, ça veut dire qu'il y aura un choix budgétaire d'investissement fléché qui se traduiront déjà au BS 2026, puis en 2027 et 2028 sur les EPLE, la question des infrastructures routières, où nous devrons faire un effort, y compris, j'ai entendu le message qu'on peut entendre aussi, sur la capacité qu'on a à améliorer encore notre ingénierie. Il y a un travail remarquable qui est fait, mais on peut s'améliorer. Et bien sûr, la mobilisation du PTIC. Et ça, il faut que l'État nous entende plus et soit plus allant sur ces sujets. Lorsque, je vous le répète, nous voulons, nous, une vision pluriannuelle, on nous répond toujours, malheureusement, la doctrine de l'État, c'est projet par projet. Donc ça ne correspond pas forcément à ce que nous souhaitons, mais nous continuons les négociations. On espère que 2026 sera, de ce point de vue-là, encore un peu plus fructueux que 2025, dont je vous disais tout à l'heure que la convention 2025, c'est plus de 30 millions de conventions PTIC signées. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je vais vous demander de vous retirer pour le vote. Donc c'est la règle. Donc, je vais mettre ce rapport aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour?
Donc le rapport est adopté et le président peut revenir. Et nous allons passer au rapport 133. Donc, c'est le compte financier unique du laboratoire d'analyse Poumont. Vous avez la parole, Madame la conseillère exécutive. Merci, Monsieur le Président. Je fais une présentation globale des deux et on vote ensuite le Poumont et le Chismont, comme d'habitude. Donc, vous dire d'abord que l'exercice de 2025 intervient dans un contexte particulier puisqu'il est marqué par la poursuite de la réflexion engagée par la collectivité de Corse sur l'évolution de l'organisation des deux structures. L'analyse consolidée des comptes financiers permet de dresser un état des lieux objectif de leur situation financière, de leur activité et des efforts engagés pour maintenir leur capacité d'intervention. Donc, comme vous avez pu le constater, il y a une évolution des dépenses qui est globalement maîtrisée puisque les dépenses réelles de fonctionnement des deux laboratoires atteignent 6,550 millions en 2025 contre 6,522 en 2024, soit une évolution limitée à 0,43%. Que cette stabilité résulte principalement d'une progression modérée des dépenses de personnel qui, je vous le rappelle, représente près de 83% des dépenses réelles de fonctionnement. Donc pour le laboratoire Chismont, les dépenses réelles de fonctionnement 0,84, masse salariale plus 1,54, laboratoire Poumont et dépenses réelles de fonctionnement plus 0,20 et masse salariale à 0,86%. Des charges générales en légère diminution puisque les charges à caractère général passent de 1,146 millions d'euros en 2024 à 1,110 millions d'euros en 2025, soit une baisse de 3,17%. Et cette évolution, elle s'explique notamment par une meilleure maîtrise de certaines dépenses courantes liées aux consommables, aux contrats de maintenance, aux achats techniques et aux dépenses énergétiques. La poursuite d'investissements de remise à niveau. Les investissements réalisés en 2025 traduisent la volonté de maintenir la capacité opérationnelle des deux laboratoires et de poursuivre l'adaptation progressive des équipements aux exigences réglementaires et techniques. Donc pour le Chismont, et après un volume d'investissement qui a été particulièrement important en 2024, de 192 633 €, les dépenses d'équipement s'établissent à 152 936 €, 152 936 € en 2025. Ces crédits ont notamment permis de poursuivre plusieurs opérations engagées les années précédentes. Pour le Poumont, les investissements atteignent 294 869 € contre 133 635 € en 2024. Ces investissements ne traduisent pas une transformation profonde des infrastructures, je tiens quand même à le dire, mais participent à la réduction progressive du retard accumulé dans certains domaines techniques et immobiliers. Une activité qui demeure soutenue, puisque les recettes issues des prestations analytiques atteignent 742 889 € pour le Chismont et 1 687 595 € pour le Poumont. Le montant consolidé s'établit ainsi à 2,43 millions d'euros, en légère progression par rapport à l'exercice précédent. Cette évolution reflète le maintien de l'activité des laboratoires auprès des collectivités, des acteurs agricoles, agroalimentaires et des différents partenaires publics. Une contribution de la collectivité en légère diminution, la subvention d'équilibre versée par la collectivité s'établit à 4,307 millions d'euros en 2024 et 4,168 millions d'euros en 2025. Donc, vous l'avez compris, l'exercice 2025 met en évidence une situation qui est globalement stabilisée pour les laboratoires territoriaux Chismont et Poumont. Les dépenses demeurent contenues, l'activité se maintient à un niveau soutenu et plusieurs investissements ont permis de poursuivre le renouvellement des équipements ainsi que certaines opérations de remise à niveau des infrastructures. Ces résultats témoignent des efforts accomplis pour maintenir la qualité du service rendu et préparer l'avenir des deux structures dans un contexte marqué par la réflexion engagée sur leur convergence. L'année 2025 apparaît ainsi comme une année de consolidation et de préparation, durant laquelle les laboratoires ont poursuivi leur mission de service public, tout en accompagnant les travaux d'analyse préalables nécessaires à la réflexion sur une nouvelle structuration. Aringraziavi. Aringraziavi. Donc pour le Poumont, il y a un rapport
de la Commission des finances. Un avis de la Commission des finances. Donc la Commission des finances a émis un avis favorable sur ce rapport avec la non-participation des groupes Moussofiono, Corim Front et l'absence du groupe Avancem. Et pour le Schismont? Oui. La Commission des finances a émis un avis favorable sur ce rapport avec la non-participation des groupes Moussofiono et Corim Front et l'absence du groupe Avancem. Très bien. Donc j'ouvre la discussion sur le Poumont. Est-ce qu'il y a des interventions? Georges. Oui, une intervention globale, puisque vous savez que chaque année, l'indicateur que nous regardons en priorité est celui de la subvention d'équilibre. On y a fait référence, parce qu'il est révélateur de la capacité de nos structures à financer leur activité par leurs propres recettes. Alors en Haute-Corse, ça a été dit, la subvention s'établit à 1,6 million d'euros. Elle diminue légèrement cette année après une hausse très importante l'an dernier, mais représente encore les 2/3 du recette de laboratoire. En Corse du Sud, elle atteint 2,5 millions d'euros et représente près de 60% des recettes. Autrement dit, malgré quelques variations d'un exercice à l'autre, le constat de fond que nous faisons habituellement reste le même. Le fonctionnement de nos laboratoires, et vous le savez, repose très majoritairement sur la contribution de la collectivité. Et lorsque l'on prend un peu de recul, la tendance est claire. En 2017, la subvention d'équilibre cumulée des deux laboratoires était de 3 700 000 euros. Aujourd'hui, nous dépassons les 4 100 000 euros et au budget prévisionnel 2026, je vous le rappelle, ce sont plus de 5 millions d'euros qui y sont inscrits. Alors la question politique qui se pose, et on le fait à chaque fois, elle est donc très simple. Quelle est la trajectoire que nous poursuivons ? Souhaitons-nous maintenir durablement ce niveau de soutien public ou travaillons-nous réellement, comme cela a été dit, à réduire ces dépenses en renforçant la performance économique de ces structures ? C'est précisément pour cette raison que pour la première fois, je suis surpris de ne plus voir évoquer dans le rapport les travaux de convergence et de fusion des laboratoires. Lors de précédentes séances, il nous avait été indiqué qu'une assistance à maîtrise d'ouvrage devait permettre de disposer d'une comptabilité analytique fiable, d'identifier les coûts réels des prestations et de distinguer clairement les activités relevant du champ concurrentiel et celles relevant des missions de service public. Vous le savez comme moi, ce travail est essentiel, non seulement pour préparer une éventuelle fusion à laquelle nous sommes attachés, mais surtout pour définir une véritable stratégie de développement, améliorer l'efficience des structures et maîtriser à terme le montant de la subvention d'équilibre supportée par les finances publiques. Je souhaiterais donc savoir où nous en sommes aujourd'hui sur ce dossier, quelles conclusions ont été tirées des études engagées et bien entendu, quel calendrier vous envisagez pour la suite. Pour ce qui nous concerne, les comptes qui nous sont présentés aujourd'hui, il n'est pas facile de le dire, mais notre position demeure inchangée et avec la même constance, on votera contre. Je vous remercie. Merci. D'autres interventions? Non, Madame la conseillère exécutive. Monsieur Mélé prévisible. Donc, sur les travaux qui ont conduit à ce jour, qui ont permis de confirmer la qualité des compétences présentes au sein des deux laboratoires, la complémentarité de leur activité ainsi que leur rôle essentiel dans les domaines de la santé animale, de la sécurité alimentaire, de la qualité des eaux et de la surveillance environnementale. Il y a un diagnostic détaillé qui a été réalisé avec plusieurs hypothèses de travail que je vous avais présentées d'ailleurs. Il y avait plusieurs scénarios que j'avais détaillés lors de mon ancienne intervention sur les laboratoires, afin d'éclairer la réflexion et que ces éléments constituent des outils d'analyse, d'aide à la décision. Ils sont actuellement en cours d'approfondissement et ne préjugent en rien les arbitrages qui seront rendus in fine. Parallèlement, il faut quand même remarquer que les laboratoires poursuivent leur mission dans des conditions satisfaisantes. Les efforts de gestion engagés ces dernières années ont permis de stabiliser leur situation financière, de poursuivre la modernisation des équipements et de renforcer leur efficacité opérationnelle. La collectivité veillera à ce que les prochaines étapes de la démarche se déroulent dans un esprit de concertation, de transparence et de respect des personnels. Donc, les organisations syndicales seront naturellement associées aux échanges préalables à toute évolution qui pourrait être envisagée.
Cette phase de réflexion se poursuit avec méthode, prudence, afin de disposer de l'ensemble des éléments techniques, organisationnels et financiers nécessaires à une décision qui doit être éclairée au service de l'intérêt général et de la qualité du service public. Je vous remercie. Donc, je vais mettre au voie le rapport 133 sur le laboratoire d'analyse d'Houboumont. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Abstention. Qui ne participe pas? Non. Abstention. Qui est pour? Le rapport est adopté. Donc, le rapport 130 sur le laboratoire d'analyse du Hougismont. Qui est contre? Qui s'abstient? Paul Félix. Qui ne participe pas? Qui est pour? Rapport adopté. Donc, on peut passer au rapport 137. C'est le rapport prenant acte des suites réservées au rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes de Corse du 27 juin 2025. La parole. Oui, alors, merci, Monsieur le Président. Simplement, c'est un rapport, comme vous le précisez, qui fait suite au rapport de la Cour des comptes de juin 2025. Vous le rappelez tous, ce rapport de la Cour des comptes, d'ailleurs, hein, dans le prolongement du débat qu'on vient d'avoir, il confirmait déjà ce que j'ai présenté tout à l'heure, c'est à dire qu'on a une collectivité de Corse qui a su résister à divers chocs et diverses crises. Ça, c'est le rapport de la Cour qui le disait de manière très précise, la crise sanitaire, mais les différentes crises économiques, sociales, qui montrent que notre collectivité elle a une forme de résilience budgétaire. Ça a été démontré, tout en étant aussi très transparent sur le fait que le rapport, il disait aussi qu'il y avait une trajectoire de détérioration et qu'il fallait travailler à la correction de cette trajectoire. Et il nous faisait, je crois, 5 rappels au droit et 9 recommandations, qui portait essentiellement, je crois, sur l'exigence de gestion, de fiabiliser les comptes, de mieux connaître le patrimoine, de mieux programmer les investissements, de mieux piloter les agences et offices, de mieux anticiper les risques. Voilà un petit peu la teneur globale des rappels au droit et des recommandations qui étaient portées par la Cour des comptes. Qu'avons-nous fait pour répondre à ces rappels au droit et recommandations? Et pour ne pas rentrer dans le détail, vous l'avez dans le rapport, qui sont quand même des réponses plutôt techniques sur des points de comptabilité budgétaire. Nous avons d'abord voulu en tout cas renforcer la lisibilité budgétaire, c'est-à-dire la vision pluriannuelle. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans la présentation. Vous voyez bien qu'on ne se contente pas de travailler sur l'année budgétaire, on a une vision sur le cycle budgétaire. Pour ce qui nous concerne, c'est un cycle de 4 ans, 24, 25, 26, 27, c'est-à-dire la mandature, mais aussi parce qu'on est aussi dans cette période de crise conjoncturelle, mais qui dure. Donc, le rapport d'orientation évolue pour mieux faire apparaître les engagements pluriannuels. L'objectif est de mieux percevoir ce que nous décidons, ce que nous engageons pour demain et ce qui implique pour les années à venir. Ensuite, nous renforçons la fiabilité comptable et patrimoniale. C'est aussi un rappel au droit et une recommandation, je crois, de la Cour des comptes. C'est que nous nous sommes rapprochés du payeur à travers une convention partenariale qui nous permet d'améliorer la sécurisation des procédures, la fiabilisation des comptes, de mieux suivre l'inventaire avec les immobilisations et les écritures patrimoniales. Nous avons également amélioré notre démarche d'anticipation des risques. C'est la constitution des provisions, ça figure, et du CET, ça figure aussi dans les rappels de la Cour des comptes, notamment pour les contentieux, les créances, les garanties d'emprunt et bien sûr les comptes épargne-temps. Nous travaillons aussi au renforcement du pilotage des agences et offices. Là aussi, c'était un point soulevé par la Cour des comptes. Vous le savez, on en parle, les contrats d'objectifs et de performance qui sont passés avec les agences et offices. Mais au-delà, déjà, aussi, dans notre fonctionnement et la réforme de l'administration aussi, l'organisation prochainement maintenant de CODIR stratégiques qui intégreront aussi les directions des agences et offices pour pouvoir là aussi avoir
une vision consolidée et globale des stratégies et des choix budgétaires. Sur l'investissement, la programmation pluriannuelle est renforcée, c'est les PPI. Nous avons eu la présentation de la PPI route en 2025. Un travail est en train d'être fait sur la PPI EPLE qui vous sera présentée dans les prochains mois par la conseillère exécutive. De manière plus globale, il y a une PPI portée par l'Office hydraulique sur la gestion de l'eau. Il y a une PPI à l'Agence de développement économique sur l'ingénierie financière et sur les moyens de soutien à l'économie, et d'autres sur l'énergie aussi. D'autres stratégies se déclinent aussi dans les agences et offices et dans les satellites de la collectivité de Corse. Je pense, Monsieur le Président, aux SDIS aussi, qui ont leur propre PPI. Donc on est sur là aussi un travail global et de consolidation. Enfin, j'en ai parlé aussi lors de ma présentation budgétaire, la revue des dépenses a été engagée dès 2025. Elle vise à s'assurer que chaque euro dépensé serve réellement les priorités de la Corse. Ça, c'est un travail qui a produit aussi dès 2024, qui a produit des résultats en 2024 et en 2025 et que nous poursuivrons maintenant puisqu'il est rentré, je dirais, dans le fonctionnement permanent de notre collectivité. Donc, en conclusion, la Chambre, elle a bien sûr reconnu notre capacité à gérer dans un contexte difficile. Pour autant, nous devons faire preuve encore d'amélioration sur un certain nombre de points. Nous sommes en train de corriger et nous portons une gestion responsable et rigoureuse qui ne réduit pas notre ambition politique. Au contraire, elle la rend possible. Merci. Donc, c'est un rapport d'information. Est-ce qu'il y a des interventions ? Pas d'intervention, donc je vous demande d'en prendre acte. Et on peut passer au rapport suivant. Compte rendu pour le second trimestre 2025 des délégations d'attribution consenties au Conseil exécutif et à son président. Oui, bien sûr, là aussi c'est un rapport habituel qui fait suite à une délibération du 22 juillet 2021 adoptée par notre Assemblée. Qui permet à l'Assemblée de Corse de déléguer au président du Conseil exécutif de Corse pour la durée de la mandature un certain nombre d'attributions. Et donc, conformément au principe posé par le CGCT, l'article 3 de la délibération initiale précise que le président du Conseil exécutif informe l'Assemblée de Corse des actes pris dans le cadre de ces délégations. Et le rapport qui vous est proposé couvre le second semestre 2025. Je ne vous ferai pas le détail, mais vous pouvez le consulter. Et j'essaierai de répondre à vos questions. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations? Non. Donc c'est un rapport d'information aussi. Donc je vous demande de prendre acte. Et on a fini notre journée. Voilà. Et moi, je vous proposerai de commencer à 9 h demain. Comme ça, on peut finir un peu plus tôt. Je vous propose de commencer à 9 h, comme ça, on finit un peu plus tôt. Véronique. Peut-on passer le rapport des désignations? On le passe demain, parce qu'on n'a pas tout complété. Merci Véronique. Donc 9 h demain. Président, c'est moi. Oui. Ne faut-il pas voter le temps pour le secrétariat général, non? On fait toujours ça quand on dépasse. Je suis plus que vous. Merci Chantal, je crois que c'est très important pour les agents. Donc je vous demande de voter la dérogation au temps de travail. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci Chantal e ad un buon lavoro.